Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Mon micro marche donc c'est bon, ça c'est parfait. Bienvenue donc pour pour donc le jour J, pour donc la CitizenCon de 1952, le suivi en direct donc sur la chaîne Twitch de Pulsar 42. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore 25 petites minutes à attendre avant donc le début officiel de la CitCon. Coucou Elendil et coucou Bigornet, ça fait longtemps, Ah, c'est le bichon. oui, en effet. Mais il n'y a pas que sur le chat qu'il y a entre guillemets les vieux, parce que les vieux ils sont également dans le vocal, comme vous pouvez le voir. Et on a vu un noircis qui est passé furtivement tout à l'heure. Exactement, les personnes dont on n'est pas encore sûr s'ils vont pouvoir voir Star Citizen sorti de leur vivant. Donc, je souhaite donc la bienvenue sur le vocal donc, à notre cher LaTope, l'inénérable, l'indémodable, l'infatigable LaTope. Bonjour à toi. Eh ben bonsoir, mais je suis pas si vieux que ça, alors je t'emmerde. Écoute... Non mais tu es indémodable. Ouais, mais tu es indémodable, voilà. Et en, Non, plus, mais fait et en plus, tu te bonifies avec le temps. Non, mais oui, en plus, c'est ça comme le bon vin. Comme tu as dit hier, il fait partie des meubles, LaTope. Donc, Alors, il Exactement, m'écoutait. voilà. j'étais là quasiment dès le début du live. Et je souhaite également la bienvenue à notre cher Snakem. Salut, Ça Totom. faisait un petit moment qu'on ne l'a pas eu non plus en vocal. Coucou. Et coucou. Et la dernière fois qu'on l'a eu, c'était lors du dernier rendez-vous, le dernier. Citizen Talk, Citizen tout va bien. Talk. On va y arriver. Ah, la soirée est déjà bien avancée en fait les mecs. Voilà, donc J'ai en déjà gros, vu en fait avant, quoi. J'ai déjà ça En fait, Snakem, voilà, maintenant, en fait, ils viennent que pour les grandes occasions parce qu'il considère que pour une FAQ, etc., en fait, pour lui, maintenant, c'est rien du tout. Voilà, c'est bon. Ça Mais sert à non, mais il rien. n'y a plus de réponse à apporter. Toute l'information est excellemment traitée, tout va bien. Et je souhaite la bienvenue à quelqu'un qui n'est pas un vieux. The Samon, bonjour. Ouais, t'as intérêt à dire que je suis pas un vieux. Salut. Coucou. Même si ça fait quand même un petit Déjà moment les que je menaces. suis Star Citizen, mais voilà. Dernier membre de SPN à l'époque. Exact. Ah, c'est vrai, en effet. Ouais, je confirme, ouais. Et merci Sukana pour le raid, merci à toi, j'espère que ton stream s'est bien passé, merci beaucoup et coucou Et tout le bienvenue monde, tout le monde. coucou les 13 nouveaux viewers. Et donc je suis également accompagné, mais alors là, il vient de loin, mais un revenant, en plus vous allez voir, vous allez l'entendre, on a l'impression que c'est un fantôme au vu de, voilà, on a l'impression qu'il est dans une caverne ou je sais pas, dans le purgatoire. Cher Yulgroch, Salut. voilà. Ah, Là, en c'est fait, vrai, il est au fond de sa tombe là, de sa crypte, je dirais même. exactement. Yul- On sait que tu voulais dire des toilettes, Sim. Tu peux. Je vous dis en fond du non, mais- trou, mais bon, Eh tu me ouais. sers un truc du- Et ouais, Yulgroch, en effet, voilà, bah, qui... Voilà, comme ça, si vous entendez est présent. Ploc lors de l'émission, on n'en aura pas besoin de commenter, vous aurez compris. Ah, là, non mais c'était sûr. qu'il la, allait la sortir. finesse. Ah non, mais voilà. faut pas me, voilà. Hier, Ah, faut on pas m'a arrêter, c'est empêché sûr. de le faire, là, faut pas me lancer. Tu te venges ce soir, c'est ça? Voilà. Exactement. Et donc, voilà, et donc aussi, donc, notre je suis également accompagné d'un... Alors, ça fait un petit moment également qu'il suit Star Citizen, mais il n'a jamais été chez Star Pirate News, donc c'est pas un vieux. Avec, bonjour à toi. Bonjour. Et Non, bienvenue mais c'est sur ce vocal. un ancien membre actif de Pulsar 42. En effet, Mais, en effet. Voilà. Bonjour. Et C'est quoi, comment Bonjour. éviter de dire que les gens sont vieux? C'est génial. J'adore cette présentation. Exactement, voilà. Et aussi, donc, pour terminer cette liste, Sim Ninja, bien évidemment. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes tous prêts pour ce soir et pour voir les différents panels avec nous. Un petit rappel, Audi, si tu permets, on commentera les panels, on ne les traduira pas. Du coup, ce soir, Exactement. comme l'année dernière. Totalement. Voilà. Mais vu que là, le compte à rebours continue Le compte à tranquillement... bourg. Le compte à bourg, Compte à bourg. exactement. Ça commence. Continue. Allez. Vu que le compte à rebours, etc., continue tranquillement son petit bonhomme de chemin, avant que l'on commence, là, le timing est un peu serré, mais là, on est encore dans les temps. On a une petite vidéo, comme on l'a un petit peu teasé sur les réseaux sociaux, juste il y a une heure environ. Nous allons vous montrer un petit peu une petite vidéo, une petite interview que nous avons faite
lors du bar Citizen de Paris la semaine dernière, c'était pile poil la semaine dernière d'ailleurs, Ouais. donc le samedi 1er octobre, nous avons eu donc en collaboration avec MGG, anciennement Millennium, donc les membres de MGG Star Citizen, eh bien de pouvoir interviewer le Principal Systems Designer de CIG, de Star Citizen, Maltby, qui en plus sera l'un des intervenants dans le panel sur les missions d'investigation. Le deuxième panel, je crois, du programme. Donc voilà, nous vous laissons là donc pendant 14 petites minutes avec cette vidéo et nous reviendrons juste après. À tout de suite, tout le monde. Bonne vidéo. C'est bon pour toi? Hi, we're here in Paris, first boss citizen in a long while here. We're so pleased to have you, CIG, here. You're Maltby? Yes. That's right. Can you explain in a few words what you do for CIG and Star Sure. Citizen? Yeah, I'm the principal system designer at Star Citizen. I work with Luke Presley and many others on the mission feature team. So we do things like build some of the new missions. We build systems that sort of influence gameplay. The hacking, the comm array. We also build like the rest stop defenses, things like that. We do a lot. We do a lot for the gameplay. I guess you do. How do you feel in there in Paris in a bar citizen? For you, it's the first time, right? Yes, it's my first time. It's great. There's a lot of people here. I've met a lot of enthusiastic backers, and it's nice. It really does motivate you. Like, you can work in your own world for so long, and then you come out and you meet all these people, and like, oh, I really love what you do, and you're like, that's great, and it only wants you to keep doing it and do better. So yeah. Yeah, I guess. You talk about that the people love what you do. I reckon you did a lot of things, being engaged with CIG for the time you have been. Lately, you've worked on the very successful Siege of Horizon. What can you tell us about that? You've worked on it, so... Yeah, it was a fun thing to develop. When we come to building events, we say, oh, we want something big, we want something that's going to show off the best Star Citizen has to offer. And then we go internally and we have a whiteboard in front of us and we go, right, what can we do? And we thought back to what we did with Xenothreat is we kind of showed off ship combat. So when it come to what we wanted for the next event, because we didn't know it was Siege yet, it was we want to show off FPS combat, we want to show off looting, we want to show off medical. All these brand new systems that have come to CIG, they all exist, but we want to clump them all in together and encourage the player to interact with them more. So when it comes to that, we started off with a plan, an idea, and one of the things that I'd pitched to Luke is that whenever we build content, one of the biggest things is how overpowered ships can be. Obviously, they're an amazing part of Star Citizen, but there are experiences that we want to make that involve ships, there are experiences we want to make that don't involve ships. So a lot of times when we don't want to involve all the ships, we put stuff on the ground. So instead for Siege, we invented, we used the no-fly zone and we got control over it. So we could instead say, right, you can use ships, but we want you to test your ability with these specific ships and just see how good of a pilot you are with that stuff. Yeah, it's the whole thing, like you said, blending this whole together, these old systems of gameplay you have that were placed solely in each at a time for a while, and like you say, like when you're playing a ship, sorry, That's all right. Like nerfing the ship gameplay but still backing up the FPS gameplay. Is that right? Yeah. So we wanted you to come in, hopefully guns blazing. We wanted you to die a lot, get revived, have to. When we first started it, people were coming in and dying of hydration and not eating and running out of ammo, having to loot all of that.
and then we was making a very difficult area for you to play in, turrets and flying AI, and then giving you a little Pisces to kind of get you to go, I'm a really good pilot, I'm going to take these Pisces through these active defenses, explosions everywhere, bullets flying at me, and get to this island. So it was kind of like, it was a trial by fire at that point, because we want you to go, we don't want you to just use all your your carrack that's going to survive this bombardment. We want you to use a nimble ship that can fly quickly, but if it takes 2 hits, it's gone. It's done. It's gone, yeah. Yeah. So I reckon also you've played this yourself. You've tried the game. You've tried what you've done. How do you make a difference of perspective, the approach you have as a developer and as a player? When you get in the player seat, what are the things that you see that you wouldn't see as a developer in some ways? So the best way I'd explain that for me personally would be, when you're a developer, it's kind of like you're in Sims mode. You're above the environment, you're looking at everything, and you kind of putting pieces in place. But when I'm a player, obviously I'm experienced in it. So the great thing about playing the game you make a lot is that I'll go in by myself or with my friends, and we'll have a certain experience, or we'll do something, and it can help to influence what we then do internally. We can look at that and go, that was pretty fun. Let's try actually do something more with that. Let's move that on. The same can be said for content makers like yourself or streamers. We see you all do different things, or we had a person who took kidnapped AI and took them somewhere, and basically he'd acted like he was down, people were trying to revive him, and that was like a really fun thing. And that makes us not only look at what content we can make, but also see how players are getting around systems we've put in place. So, as the developer side of that, we then have to fix them. But when you're a player, you have fun with it, and it can help us to kind of invent new gameplay or invent new experiences for you to play. When I play all the time, I play deliveries mostly. I'm not very good at ship combat. I'm good at FPS combat, but not ship combat. So I play deliveries, or I'll go and clear out bunkers. So a lot of my time when I play is, it kind of, you have this analytical view, because it is your work, so you know everything exactly you should, what thing you put where. You know what thing you put where. It kind of spoils it because you don't have that hunting element. But then when something unexpected happens, that's where you're like, oh, I don't know what to do now. Exactly, yeah. Or you might have, for example, you go down there, I'm playing my bunker missions, and then all of a sudden light switch, and I'm like, oh, actually, if I did this, this, and this, I could make an entirely new mission that'd be really fun, I think. Now, the way I look at it is that, if I like something, maybe 1,000, 5,000 other people might like it, because, some people are like me as a gamer, some people are like maybe you as a gamer, we might like different things. Yeah, absolutely. But we're all in one universe, so if I make that mission I like, that helps me, and then another developer that might be like yourself makes their type of mission that you'd like, and then that might also bridge the gap between us, because we might then go, well, if we merge these two ideas together, that's something we both like. Yes, and I guess maybe it's hard sometimes to put feedback into that, in the sense that you'd like to see a gameplay in some way, but you don't feel like this way is the proper one, or you don't feel like you would like that. And does the feedback of the player actually push you into that way? Yeah. In some way, when you take feedback from the player, do you take it as a player yourself, or always as the developer? When you play, I reckon sometimes you play with some player that doesn't actually know you're a developer, right? And in that case, can you just take their feedback and say, okay, I wouldn't myself like that gameplay, but I'd like to dig into it and see what we can do with it. Like you say, bridge the gap in some way. Yeah, so that always, when Siege came out, me and Luke spent a lot of time on Reddit, YouTube, Twitch, collecting people's feedbacks and thoughts and what everyone was saying. And we did the same thing when we pushed it to EvoCart in PTU. We took a lot of their
their comments and evolved it. And we continue to do that. So, you know, we're looking at other things we can do with Siege for the next thing based off of what other players say. Now, again, you are right. It might not always be something that I'd personally do, but there is this aspect of the greater good where just because I don't like it, if you know, the majority of my other, you know, peers, my other developers are going, but we think it'd be really good, I'm at the point where I go, you know, I'll take a step back. If you think it'd be good, I'm more than happy to try it. We'll give it a go. And that's one of the great things about the game is that we can constantly iterate on things. So no matter what I push out, it doesn't have to be the final thing. And that really does help with the whole getting your feedback on stuff and making the game better for all of you. Yeah. Could you elaborate a bit if there's some gameplay or some game mechanic of sort of game loop that you don't like but you had to do? I don't know. Maybe I know it's a bit touchy, but like I don't. So it's not that I don't like gameplay. I know. It's like I wouldn't have done it that way or. Yeah. So there's. You know, I like all gameplay types when it comes to it. When I try to say that, I mean like little decisions like, should we put a marker on this to lead the player to it? You know, while one developer might say, oh, I think we should put a marker on that, and we'll discuss it, and I'll say, well, you know, maybe we leave it like this, and we come to a compromise, because we'll both go, actually, yeah, maybe we don't put a marker on it, but instead we'll do this, this, and this, but we'll achieve what he wants and achieve maybe what I want as well. That always can come into play because again, it's a collaborative process. But I wouldn't say there's anything I shy away from gameplay-wise. You know, I love mining. I'd love like running shops. I'd love all sorts of type of yeah, gameplay. and I guess it's still part of your work. You have to do what we tell you to do in some sense, with all the responsibility that you have yourself. Sometimes we tell you, like, we're going into that and you don't really have a choice. So we're giving you that insight and you do what you will with that, but you're still doing that thing in particular, right? Yeah, I wouldn't say it's ever sort of like we don't want to do it or it isn't, we don't like it. It's always the case of, you know, our team is comprised of a bunch of talented people who like a bunch of different things. You know, we have, say, one of my other peers who loves FPS missions and might only just play FPS missions. And then you might have me who plays like Farming Simulator and Slime Rancher, and then on the opposite side of that, like, you know, other PvP like Tarkov and things like that. So there's always enough people in the team, because not every gamer is the exact same, that all of our collective experience can come together and we can always make the best product. Yeah, and that's the great thing that I and most people like about Star Citizen. Is like, in the end, it's accessible for any kind of player, like the chill ones that just want to travel and explore, or just a truck simulator in some way, like deliveries and everything. And the really energetic ones that want the FPS and really fast gameplay and all of that, you can grasp already at that time in the development, which is absolutely great, and I can't wait to see more. Yeah. And I'm so glad we have you today and the other people at CIG. Yeah. And thank you. If you have anything you'd like to say to anyone in France or any backers, feel free to. Thank you for playing the game. Obviously, none of this would be possible without any of you. So yeah, thank you. Keep making content. Keep enjoying it. Keep giving your feedback. We're always trying to improve it. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Et nous revoici donc voilà donc l'interview donc de Elliot Maltby donc par MGG voilà en collaboration donc avec Pulsar 42. Sachez que maintenant la vidéo a été normalement publiée, je crois, sa première est terminée normalement. Oui. Donc sur notre chaîne YouTube, donc si vous souhaitez le re-regarder ou si vous êtes venu un petit peu en plein milieu,
Voici le lien, voilà, pour que vous puissiez le regarder. Voilà, The Salmon m'a précédé. Entre-temps, pendant le visionnage, nous avons eu 2 nouvelles personnes, en la personne de Sukana et de Ystellar, qui sont venus sur notre vocal. Bonjour à vous. Bonjour. Ouais, bonsoir, oui, plutôt. Comment ça va? Eh bien, un petit peu malade, mais sinon ça va bien. Ah oui, vous êtes tous les deux malades. Et ça. Mais en tout Coïncidence ou... Je ne pense pas. Non, ça va mieux là quand même. dit-il avec cette voix. Rock. Alors, Moulcake qui nous dit: j'ai entendu dire que vous feriez une trad live et pas de résumé, c'est ça? Alors non, c'est l'inverse. On fera un résumé. Enfin, on fera un suivi en direct, voilà, mais on fera pas de traduction. On n'a pas les personnes pour, et de toute façon, voilà, ce serait fatigant, etc. Donc, on va suivre tranquillement. S'il y a des choses qu'on comprend et qui semblent importantes pour nous, bon, on va un petit peu vous expliquer, résumer, voilà, en français. Mais sinon, à part ça, voilà, nous ne ferons pas de trad à proprement parler, mot à mot, etc. Pas de... Nous ne ferons pas de Godslayer, quoi, ou pas de Lomelinde ou de Silky, quoi. Le si vous live voulez- est actif, côté SC. Ah bon? Voilà, pourquoi C'est ça... ta page qui a bugué, ouais. C'est sûrement ça. Pardon, Sylvain. Après, si vous voulez vraiment de la traduction en direct et compagnie, vous avez Darkomai qui est en live actuellement, ainsi que Sikinael. Donc si vous voulez aller les voir, vous pouvez. Voilà. C'est bon, oui. Donc le stream a pu être relancé. Voilà. Donc en tout cas, bon là, il nous reste plus que 4 minutes et 50 secondes avant le début donc, de la CitizenCon. Par rapport à cette vidéo, pour ceux qui ont eu le temps de le voir, etc., qu'en avez-vous pensé? Alors je sais que dans le vocal, on a pas mal discuté, donc peut-être que tout le monde n'était pas forcément concentré sur la vidéo en tant que telle. Ah oui, non, clairement, là. Non, oui, Il y avait des gros soifards à Sbar Citizen. Pardon? Il y avait des gros soifards. Ouais, Ah oui, bah, voilà, c'est ça. En France, on a... Mais Elliot était au coca. Oui. Et il a pas terminé son coca à la fin de l'interview. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Snakem n'a noté que ce détail de la vidéo. Et il nous l'a répété hein, en off, hein, vous savez pas combien de fois. Hein. Ça me stressait. Est-ce voilà, donc... alors attends, The Salmon, est-ce que le tweet pour la vidéo est publié ou pas encore? Ouais. Ah c'est bon? Normalement, oui. Ah mais non, Il tu l'as était mis pour programmé. le mardi 13 octobre. Ah, Voilà, bah attends, je la fais. vas-y, envoie-le. Voilà. En tout cas, interview très sympa, même s'il a Yes. pas révélé grand chose. C'était. Non, clairement, c'était pas... Voilà. Oui, et puis c'est c'est pas trop trop proche de la partenaire. CitizenCon, c'était la semaine dernière, donc forcément Pour il vous, allait pas C'est sortir ça. des dossiers. Sachant que donc, comme je l'ai dit juste un peu avant, Elliot Maltby donc sera également donc l'un des intervenants du panel, du deuxième panel. En tant que sur, principal système designer. Exactement, principal systems designer en... Quand même, ils sont pas là pour ça, je pense. Enfin, tu vois, c'est plus... Oui. Non, mais voilà. De toute façon, voilà, il y a en plus, il y avait un community manager qui était là. Alors, je pense qu'il apprécie de venir à Paris, mais bon, il a un petit peu ce rôle-là aussi de... En fait, l'interview, on en avait discuté en amont avec C'est Ulf ça. notamment, et tout était, on s'était co-organisé avec Millennium pour pouvoir faire ça sur place. Sauf que, au vu des discussions que Millennium a eues avec Christian, le CM sur place, Elliot a été mis au courant que à la dernière minute en fait. Et voilà, donc bon, c'est un peu... Donc, Et les questions étaient un peu vagues parce qu'on les a préparées, on les a négociées avec eux sur place en fait. C'est ça. Quelques minutes Donc, avant l'interview. donc voilà. Mais voilà. Non, mais c'est toujours sympa. Après, de toute façon, voilà, on n'était pas là pour... ils ne sont pas là pour qu'on leur fasse un interrogatoire ou je ne sais quoi. Donc, ouais. On n'avait pas la lampe qu'il fallait. Ouais. Alors Elendil qui dit sur le chat, super intéressant, je trouve qu'au final les développeurs sont vraiment attentifs au retour des joueurs. Je me dis juste que quand je vois les commentaires de certaines personnes sur Spectrum, je me dis qu'être développeur chez les IAJ ça doit être dur. Il faut avoir un mental fort, je pense notamment au dernier drama sorti sur les masques Vandal. Après, tout est critiquable hein, dans un sens. Hein. Dire, bon, par exemple, pour le drama des masques Vandal, les critiques sont entendables. Je veux dire, il y a des personnes qui se sont fait chier à tuer 50 personnes, bon, en trichant ou pas, bon, ça reste à débattre. Il y a sûrement des tricheurs là-dedans, entre guillemets. Et voilà, et qu'il y a eu donc il y a une valeur par rapport à ça, et le fait que maintenant ça soit juste, entre guillemets, même si c'est rare, disponible dans une boîte de loot, bon. Est-ce que ça ne.
Ouais, enfin bon. Voilà, mais bon, ça de va, toute façon, quoi. à la limite, on en reparlera dans une émission lors d'un bar d'histoire, etc. L'histoire de la valeur de ce qu'on collecte dans le jeu et voilà quoi, et en nous basant sur les masques mandoules. Mais de toute façon, voilà, on ne va pas commencer la discussion sur ça maintenant parce qu'on n'a plus qu'1 minute 20 avant la sitcom, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. En attendant cette minute qui s'écoule, y a-t-il quelque chose que Et vous bonjour, souhaitez Nous Darnn avons l'arrivée sauvage. de Darnn. Ah, bonjour Darnn, comment ça va? Olé. Bonjour. Bah ça va bien. Bonsoir. Ça va bien. Il pointe enfin le bout de son Darnn. À 1 minute du live. Impressionnant. Exactement. Ouais. Certains appelleraient ça le talent, mais. Ouais, alors on va éviter quand même. Voilà. C'est pour toi qu'on dit ça, on veut que tu rentres dans les portes encore. Ah bah ça. Ouais, j'espère que ton content cette entrée Darnn, une entrée remarquée, hein, comme tu peux le voir. Ouais, un peu trop même, un peu trop. Peut-être comme si j'étais pas là. Au revoir, Darnn. 30 secondes. 30 secondes en effet, 20 secondes pour moi. Je vais commencer à passer vers zoup. Voilà, je vais commencer donc à passer sur le grand écran. Le grand écran. Alors bon, la liste du Discord elle est tellement longue que... Ah. What am I gonna say? Ça commence. It's gonna sound cliché, but they believe as much as we do. I love them because they continue to support us. It's the only thing that's kept me going. I've seen a lot of games and I've seen a lot of invested players, but they're right there with us throughout the whole process. It's unlike anything I've ever worked on. The thing I really like the most about the community is how welcoming they are. To new players entering the verse for the first time. New players come every day, and I find that they're always happy to show people the ropes. Parti pour la petite vidéo émotion. When I first did the CitizenCon, where I got to fly the Carrack, everyone was so supportive, and the cheers I got when we were flying through that wormhole was unbelievable. C'est elle qui pilotait, j'avoue, je l'avais pas reconnue. Their effort they put into, like their creativity. Such as building a simulator inside of an entire RV or... Machinimas. I love watching them on my lunch break. I enjoy watching the videos on the content. There was one recently on Twitter where it was like the 100 players entering the atmosphere that just looks really grand. I love all the memes. Some of the incredible fan art and passion that you see come out of them is fantastic. How they come up with crazy ideas each and every day and surprise me. I really like all the crazy shenanigans they get up to in the PU. I can't cuss, can I? The new and exciting ways they find to break shit. Just the random stuff that you do, it's not like the gameplay we intend. People doing crazy stunts in their ships. I'm from the character team. That's why I think it's cool when they show off all the ships, because that's really the only time I get to see them. They create the community by themselves, and that's really, really cool. My favorite thing about the community run events. Going to Bar Citizen. It's always fun to meet some of the backers. They've all been lovely to me in person. Even if they're like really frustrated, you can tell it's just, they have so much love for it. I really like when the community is very detail-oriented about our work. To see how excited they are about our progress. How much inspiration we get from them, from their ideas. I love the genuine enthusiasm. The quick turnaround on feedback. I love that. And how they're always interested in what's coming up. I especially appreciate the people who are able to keep track of dates. They, development process. We're not making the game alone, we're making it with the community. Still keep fighting us. They really do make all this possible. I'm living the dream. We all are. My favorite thing about the community, it'd be impossible for me to narrow it down to one. And if somebody said you had to, I'd probably just turn and walk away. Voilà, c'était la séquence émotion, voilà, merci la commu, etc. Vous êtes géniaux, voilà. C'est vous les meilleurs. Voilà, une petite larme. Big aventure. Hi, I'm Chris Roberts.
Oh, lol, mais il est jeune là. Alors, nous sommes le 16 2012. Alors, nous sommes le 16 octobre 2012. Bienvenue donc sur la première stream de Star Pirate News. Nous allons suivre. Lol, bah c'est ouf là. Donc là, oui, pour ceux qui s'en souviennent. Attends, je vais un peu. La vidéo a été upscale et revue par de l'intelligence artificielle. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc pour ceux qui s'en souviennent, voilà, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas forcément, cette vidéo est donc vraiment la première vidéo de la chaîne YouTube de Star Citizen et la toute première vidéo vraiment de présentation. Non mais regardez, excuse-moi, c'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment pas méchant. Hein. Mais il a pas de double menton là, c'est un truc de ouf. En fait, cette vidéo est tâte. Le physique. Non mais c'est pas une attaque réellement, c'est pour voir le on change quoi, tu vois. C'est le mec, on voit que ça le prend au sang de faire ce jeu parce qu'il a pris du poids, il a pris des rides, il a pris des cernes, là il est propre le gars quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens là quoi. Ouais. La vidéo du crowdfunding, alors je sais pas si elle était dans le Kickstarter, mais oui, enfin c'était vraiment la vidéo qui présente véritablement. C'est la vidéo de 2012, la première vidéo, le trailer de Squadron, le premier trailer de Squadron 42. C'est ça. 10 years ago, I stepped out onto a stage at GDC Online in Austin, Texas. Et là, on voit malheureusement, broke all records in crowdfunding, helped kickstart a revival in space games, and embarked on a journey with all of you to build the most immersive virtual universe ever conceived. I did say that I've never been accused of having a small vision all those years ago. Every year since then, we have celebrated our anniversary with what we dubbed CitizenCon, a celebration of all of you, our community, without which we would not be here. When I made the original pitch for Star Citizen, ça se voit qu'il y a un compteur. Hein. Là, il n'est pas totalement sur la caméra. L'objectif. Hein. C'est pas grave, Chris, on t'aime bien quand même. Il y a des prompteurs qui se mettent devant l'objectif, je comprends pas pourquoi ils c'est vraiment, il a fait un petit tour de la genèse projet, où on en est, et qu'est-ce qu'il en est de la CitizenCon à travers toutes ces années jusqu'aux années les plus récentes où ça a été évidemment des formules restreintes. Exactement. Pour ceux qui ont déjà, qui connaissent déjà l'histoire de Star Citizen, là pour le moment, c'est rien de nouveau. 2018 brought the first planet in Hurston, and from there we filled out the rest of the Stanton system, from ArcCorp to Microtech, and finally Crusader with its floating cloud city of Erasan last year. Today, there are just over 4 million registered accounts, with 1.7 million of them having purchased the game. Voilà, c'est la petite histoire. Système Stanton qui s'est construit petit à petit au fur et à mesure des années, et puis maintenant des nouvelles briques qui s'ajoutent petit à petit dans le jeu. L'an dernier, ça nous rappelle qu'on n'a pas eu de contenu de nouveaux lieux à visiter depuis un an. Faut pas être trop fort. But the most amazing stat is the average playtime of someone that logs in 2022 is 3 hours a day. Back in 2017, this was 48 minutes, 64 minutes in 2018, and then jumping to 2 hours in 2019. From there, we've been steadily il a dit qu'apparemment donc le temps de jeu moyen d'un joueur est de 3 heures. 36 million hours in the verse so far. Je sais plus par rapport. This is a testimony to the hard work, the development, and our prouve la santé minutes, etc. Ça augmente l'amélioration du entre la 2.6 et la 3. Voilà, malgré la lenteur qu'on peut percevoir du développement, bon, il y a eu des choses quand même qui ont été faites depuis. On dirait par jour par session. Par session. D'accord. Par contre, c'est une moyenne et pas une médiane. Donc ça peut être biaisé par le nombre de personnes qui lancent des grosses sessions, par exemple, des streamers ou autres. All of this is down to your patience and support. Building a game of the scale, detail, and scope of Star Citizen, as it is conceived today, that allows us to seamlessly go anywhere from inside to outside, from space to planet, with no loading screens, all with millimeter detail, with everything being explorable, persistent, interactable, with thousands of players online together, and the visual quality of the biggest AAA games is perhaps the most ambitious goal. Alors, on remet une petite couche sur ce qu'est le projet Star Citizen, quelles sont les ambitions derrière, où on veut aller. To build a truly immersive universe. Quel est le rêve Star Citizen de cet univers entièrement ouvert? C'est la grande messe. Il n'y a pas de cut, il fait ça d'une traite, c'est beau. Il répète, comme à chaque année, c'est avant tout aussi le rêve d'une communauté, des gens qui vivent ce projet avec eux. Donc sur le chat, dites-moi si
Si le son est trop fort pour vous par rapport à nos voix, etc., dites-nous. Voilà, il espère qu'on puisse avoir une CitizenCon physique l'année prochaine. Donc, voilà. Maintenant, retour à la CitizenCon de cette année. Oh lol! Joli! D'accord. Ah, ça calme ça. Ah, c'est ça. Je les veux les casques. Genre ils sont en quantum là. Non, moi c'est la pièce du coup. Ah mais je suis d'accord avec toi. C'est la fameuse déco incroyable de leur nouveau studio. Exactement. Ouais. Donc on avait vu des photos et des Ça défonce. Ah mais je comprends pourquoi le jeu n'avance pas. Parce qu'ils ont mis tout le monde là-dedans. Ah, ils mettent nos Ils sont là les millions, ils sont là. C'est plus un jeu qui va le faire du BTP. Mais lol! C'est énorme. Oh non, en plus il a la veste sub rouge. Oh putain. Putain, c'est le Phoenix, on fait Constellation Phoenix. C'est ça. C'est un peu différent. Mise en scène très sympathique, très appréciée. Ouais. Grave. Grave. Ah, c'est génial. On s'y attendait pas. Ça Joli. fait plaisir. Mais même le t-shirt, c'est un t-shirt in-game ça. Ouais, il y a c'est un truc l'attention du guidé. détail. Oui, c'est un Constellation Phoenix avec l'alcool fonctionnel en effet. Ouais. Même si là le bar est un peu inversé. Il y a du Star Wars sur les trucs. J'ai même remarqué du Vous Macross, j'ai même remarqué un peu de Star Trek et un peu de tout. Vous remarquerez du La film. crossbow en haut, c'est confirmé, on va l'avoir en jeu. Voilà, du final, l'arbalète, voilà l'arbalète de. Ouais. Petit cocktail. Je ne sais pas d'ailleurs, c'était quoi votre cas? Ouais, alors c'est de l'eau. Hein. De l'eau de vie, bien sûr. Ils ont amélioré l'animation des PNJ là, non? J'aimerais trop la bouteille. Ça semble si naturel. C'est vrai que niveau réel. Sans le merch par contre. Qu'est-ce le qui reste, va hein. montrer? C'est énorme. Et du coup, le barman est aussi un vendeur de cuir. Oh, l'artefact adhésien, il y a aussi un Lando calricien. Il y a un placement de produit Logitech aussi. Ah, d'accord, je vois pas. La chaise. Ah bon? Ouais. C'était discret, hein, comme Il y avait le logo Logitech qui était affiché. C'était discret. J'espère que ça leur a pas coûté trop cher. Le setup est génial. C'est clair, c'est Allez, c'est le début de l'émission. Début du premier panel. Alors là, c'est direct ou c'est enregistré leur truc? Ça, c'est en direct. Enregistré. Tu penses? C'est enregistré. Pour moi, c'est enregistré avec le. Ils ont tout fait en une seule prise. C'est pas. Ils ont forcément répété, ils sont entraînés, ils ont fait ça plein de fois. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation dans ce qu'ils Ils disent. ont pas le risque de faire un truc pareil Ils en. ont pu avoir répété une dizaine de fois avant et le faire en direct. Yes. Ouais, mais c'est Et risqué. donc, on attaque le Voyage premier vers la panel. 4.0. Qui sera le premier panel, c'est sur la planète Pyro. I'm a senior environment artist and I want to show you some of the cool stuff that we worked on in the last 2 years. Ouais, il va nous un tout petit peu nous montrer le travail depuis 2 ans du système Pyro. Ouais, système Pyro. So I have Pyro 1 open already. It's live Donc là, in engine. le début de la visite guidée dans le This is moteur. like the current version of Pyro, so we're still gonna do like a polish pass on it. So not everything is done, but we still wanted to show you what we have. Tout n'est pas fini, mais ils veulent nous montrer ce qu'ils ont déjà fait. Pyro 1 is Encore un petit peu de it polissage, gets tout ça à hit faire. by solar flares like repeatedly. We got some concept art from the concept art team, and the way that they visualized these solar flare hits was like glowing marks and streaks all over the planet. Unfortunately, the tech for the glowing part of it is still being worked on, so we had to make do with what we could use. So it's not glowing, but you can still see a lot of the blue coming in. Yeah, as you can see, Pyro 1 already has some volumetric clouds. Not all of the Pyro planets have their volumetric clouds yet. So let's jump to one of the blue spots on the planet. I just tweaked like the sun position a little bit to make it look a bit nicer. And then you can see why it's blue. We added like tons of these crystals to Pyro 1.
Donc voilà le ton bleu de la planète générale de manière générée voilà, un petit peu à cause de ces cristaux, un tout petit peu comme la teinte verte qu'on a sur Walla. Et là on est sur Pyro 1. C'est Pyro 1 Pourquoi ça me fait penser à l'univers où se trouvent les araignées qu'il y a sur Pyro, dans le système Pyro. Bah ça doit être ça. Oui. Then another interesting thing to highlight here. Des plantes. Over there. So what's interesting about those is we made them like 3 or 4 years ago. They were donc là, ce sont des plantes qui ont été faites il y a 3 ou 4 ans. Part of like a mission in on a space station. The mission was scrapped, unfortunately, and ever since then, this asset set has just been sitting in our like vault. It's a really cool plant set, and I'm happy that we finally found a spot to use them. So this is another spot I want to highlight. It's also important for us that we do add something memorable to each planet. In the case of Pyro 1, it's this spiky rock set that looks really intimidating. We try to push alors Bigonet qui parle de Stargate et la planète aux cristaux qui copie l'équipe mais sans sable jaune, mais ouais, c'est sympa. Scattering of the basic rocks to like a very good quality. So now we can explore more crazy shapes, I guess. And this is one of the sets that we made. It's not done yet. Les effets de lumière sont quand même vachement sympas. But I wanted to show you guys. Bon, après, comme il a dit, il a bien redirigé le soleil, enfin l'étoile, pour que ça montre plutôt bien. Now I want to show you my personal favorite biome of Pyro 1. It's this biome here. Oui, c'est sympa, c'est vrai. Which has these really cool looking rock formations. They are massive in scale. Like if I jump in game here, you get a good feeling for the scale of them. C'est original. It's possible to land your spaceship on them. Ça va, il est possible d'atterrir sur son vaisseau sur un de ces... Bon, pas si grand, mais enfin pas un 890, mais ouais. Ça, au début de loin, ça m'a fait penser à des canons planétaires. Attends, une nouvelle espèce de mythe des rochers, va savoir. Il n'en a pas parlé, mais enfin, je crois qu'il n'a pas parlé de ça, mais je serais curieux d'avoir les conditions climatiques qui permettent ce genre de formation géologique. Il n'en a pas parlé, non, effectivement. Après, est-ce que ça va être... La galaxie quantique. Voilà, c'est ça. mais tu vois, quand même, l'herbe, tu vois que c'est un work in progress, hein. Mais tu vois la différence, l'herbe, elle est un peu dégueulasse. Ouais, mais... Par rapport au reste, mais... Donc là, on est sur Pyro. Ça ressemble à Hearthstone un peu pour l'instant. Il ressemble un peu. Bone white spots, some red, and it's all contrasted by like a blue clear ocean. So Pyro 2 doesn't have volumetric clouds yet, but they will be there at release. So now I jump to j'ai pas compris, ouais, one voilà, of merci. the biomes of Pyro 2. What I want to highlight here is the improvements that we made to how acids spawn on the side of mountains. Ils ont un petit peu amélioré un petit peu la façon dont les assets spawnent au niveau des montagnes, etc. Ça me fait penser au camp canyon. C'est plus joli. Ouais, c'est très canyon. Now we can make nicer rock formations. It's not quite there yet. There are still improvements planned for it. Non, Lenny, je pense que c'est du 2 septembre 2022. La date en anglais, je pense. This is a big step forward. Also, what you might see is the drawing distance of acids has been greatly improved. So everything you see here in the distance is actual geometry. So if we were to fly all the way over there, you will see that this is like cliff formations. And I think it looks really cool, like the silhouette of the terrain. Yeah, let's fly through the canyons. Yeah, I would do this in a spaceship, but I'm horrible at flying, so I'm just gonna use the camera in editor. So now I jumped ahead to a really cool biome on Pyro 2. It's simple, but I think sometimes less is more. In this case, what sets this biome apart from the rest of the planet is that we added these calcified trees, and they spawn in very dense clusters.
So you almost get like little forests of them. So it's supposed to look very dry and kind of dead, but still. J'ai vraiment l'impression que t'es dans un désert américain ou mexicain un petit peu. Encore plus que Hearthstone, j'aime bien. Et où est Clint Eastwood? Here on the terrain, it's pale, it's dry. But then in the background you have like the nice clear blue ocean. So this is one of the red areas on Pyro 2. It's kind of like là, on dirait dans un désert australien. C'est la terre rouge qui fait ça, ouais. Geology assets, mais tu serais pas étonné qu'il y ait des aborigènes qui vivent là, quoi. And grasses, so it's not like a dead desert, but it feels kind of lively, and you find like lots of foliage here. We have like these cliffs in the background. Ouais, c'est pour faire un désert plus vivant que celui qu'on a vu juste avant, avec un peu plus d'herbe, des choses comme ça. Contrast of this planet, where you have like the saturated red terrain and the dark bedrock. So jumping to this point here, what I want to highlight is the improvements that we made to our ground textures. C'est Red Dead Citizen, non? Non mais le sol c'est sympa, ouais. We had to rely a lot on les textures sont bien. Ground cover assets to add geometry and detail that the ground textures. C'est mieux que ce qu'on a actuellement parce que le sol sur Présenté, si vous zoomez un petit peu, c'est très vite dégueulasse. We get like really nice shapes just from the textures alone, and then if you la photogrammétrie était pas mal améliorée. Combine it with ground cover assets, yeah, the result is really successful. How things blend together and the amount of detail that you see on the ground. Il y a un mélange de musique de fond. Oh là, pardon, désolé. So now we're on Pyro 3. J'avais laissé la musique de fond de nos émissions. Désolé. Opportunity to give you like an in-depth look at some of the biomes. So last year you saw that like yellow is kind of the accent color of Pyro 3. Voilà, Pyro 3 qu'on a déjà pu voir l'année dernière un tout petit peu. Through the volumetric clouds, like a lot of the yellow coming through. We talked about avec les rochers avec de la mousse jaune what's dessus. Making it look yellow, which is the moss, and I want to like jump down to the planet surface and show you the amount of detail that you will see when going up close to the moss. So we're down at the surface now. I'm just going to jump in game. Avec a lot of time and effort la roche noire qui est en dessous, quoi. On making est vraiment belle cette mousse. The moss look just right. So like the right level le contraste noir et jaune marche bien en général. Ouais. Plutôt, ouais. So it looks really nice. Même si bon là c'est pas des images extrêmement nouvelles, hein. L'année dernière on a eu un petit peu ce genre de choses, même si c'était pas encore totalement avancé. With like yellow grass, and it makes for like a really interesting biome. So it was really important for us to make this biome look really dense. So we pushed the amount of acids that we're using. So it's basically par contre, c'est pas le vent qui gère le sens dans lequel les herbes bougent. Il y en a pas mal qui bougent dans les sens contraires à d'autres. C'est dommage. When it comes to foliage, this is way denser. The good thing is that we don't have any trees here, so all the budget we can use on ground cover, on grass. Now we jump to a Pyro coast biome. The improvements we got to the coast biomes is that we can now use OPR override for every single biome. Previously, c'est pas tu peux, c'est tu viens. Global override per planet. Comment il donne des ordres celui-là? Tu viens sinon tu te dégages de l'assaut, tu te casses. Mais lol. La violence. And one object preset just can't cover every coast. We added these coral. La flotte, ça s'améliore, c'est bien. This like coral geology set. To have some of the yellow also along the Kalimar qui nous dit j'ai la même mousse dans mon frigo, il suffit d'un peu de patience. We always have like a little bit of yellow coming through, and eventually it transitions into the nice mossy areas. Previously, when we made coast object presets, we played it a bit safe and only used 1 or 2 asset sets. But due to the fact that we can now push the density along the coast as well, you can find different kinds of coral, seaweed, different pebbles and rocks and other stuff. Now I jump to one of the volcanic regions. Les poissons c'est quand? Pardon. Pour l'instant c'est corail et... Oui, je sais, c'est passé, c'était pour le... C'est un peu une région un peu plus volcanique de Pyro 3. On voit les petites cendres qui tombent, ouais. Dans Pyro 2, c'était pas des cendres qui tombaient aussi ou des trucs comme ça? Ouais, une sorte de poussière cendre, c'est un peu, un peu la même texture. Peut-être même du pollen, hein, attention.
Paulette noire. Here we have like nice little flowers. Non, ça s'appelle du shit. Like knots or whatever, like pots. And it's just like a really cool asset set. So when flying over the volcanic regions, you will find pockets of these scattered all around, just to make the area like a little bit more lively. Before we move on, let's jump around Star to Citizen a est couple vegan, more c'est pour ça qu'il n'y a pas places. d'animaux. C'est ça. Et ça, c'est. C'est très joli. Ah oui, voilà. Oui, c'est Pyro 3. C'est toujours Pyro 3, ouais. C'est très joli. C'est sympa, ouais. Super beau. Ouais. Pyro 4. Now we're on Pyro 4, which is my personal favorite of the Pyro system. C'est sa planète Full favorite. disclosure, you can probably tell Hey, that the clouds here are not done yet. J'étais en train de me demander après 3 couleurs primaires quelle couleur ils allaient mettre. Les nuages sont pas encore là. Attends, moi c'est les crevasses qui me plaisent. Pourquoi? Pour faire de la rasmote Non. Because it's loosely inspired by like Scottish Highlands, so there's not a lot of like verticality, not a lot of un peu trees, inspiré des so Highlands everything d'Écosse. is kind of coming from the terrain and from the smaller assets that we scatter on the terrain geometry. Est-ce que les Highlanders ils sont toujours game, and then you can see en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut en rester amount of ground cover assets on display, the variation in color. But it's all grounded by like the color of the soil. Et du coup, il y a de l'oxygène partout parce qu'il y a pas mal de plantes sur toutes ces planètes. Je ne sais pas trop. Ça dépend des plantes. Hein. C'est ça. Bush set here, which is called, c'est ma seconde planète préférée après Microtech. Il y a quand même des arbres bien verts là-bas. Version of the real world thing. They add like a little bit of color to the area. And make things pop. Then we have these ones here. I forgot the name of the asset set. Yeah, they also look quite saturated and interesting. We also try to improve the quality of our tree sets. If you compare like the trees that we have on Hurston to these ones, the geometry count is way higher. The texture resolution is a bit higher. Donc là, il nous montre des arbres qui sont un peu une plus haute résolution, plus de géométrie que les arbres de Hurston, par exemple. Mais parce qu'ils sont moins nombreux, donc on peut se le permettre. Et ils vont revenir sur les arbres de Microtech et de Hurston, justement, pour mettre au même standard. On va un tout petit peu une sorte de petite transition entre deux biomes. Une distinction claire. So if we go down here, you have like the red grass and it kind of feathers out. Yeah, it feels very organic and natural. Let's jump to the most experimental biome that we've made so far. So for this biome here, the concept art team gave us je veux passer avec mon M50 là-dedans. Really interesting concept art because this is easily some of the biggest rock formations that we have in the game. J'ai l'impression que c'est la planète qui est la moins travaillée, la plus avancée pour l'instant. Je remarque pas mal de petits détails qui sont pas terminés. Il me fait plaisir là. Oh là là. Ouais, ça commence vraiment à donner des choses qui sont plus difficiles à imaginer de manière simple, quoi. On parle vraiment sur des choses plus intéressantes que les exotiques, quoi. Plus exotique, ouais, carrément, ouais. J'aurais pas dit mieux. Ah, il y a un gros arceau là-bas, enfin un gros anneau là. Ouais. J'en connais un, il veut aller s'amuser. C'est ma seconde planète préférée. Jusqu'à la prochaine. Oh, les échelles. Ouais, c'est énorme, c'est immense. Ouais. C'est vachement bien qu'il des sentiers battus là. Rocks against the crimson of the soil and the grass. So here's a little happy accident where we have volumetric clouds. Risquer les trucs à cette échelle, parce qu'il faut que tes textures soient suffisamment grandes pour être correctes vu de près, mais ne pas surcharger la mémoire de ta carte graphique. Là, apparemment, ça c'est une implémentation par accident où ils ont voilà, ils ont encore quelques problèmes de tuiles, de tiling. Ça va changer un peu. Les tuiles, comme ils l'appellent, ce sont des zones dans lesquelles tu peux faire spawner un objet et tu choisis quel objet va spawner de manière procédurale.
So this one is kind of this wet sand. We scattered some of the Un peu boueux, seaweed, sable of mouillé. these lava plates and some of these pebbles, and then we also get like nice seaweed moving with the waves of the ocean. One interesting thing on Pyro 4 is that we have a massive crater region. On other planets we have cratères, which are une région un peu cratère. like 3-4 smaller craters on one height map, but this is actually multiple height maps forming one large crater, and you can see it all the way out in space. Pas mal, hein. Like this whole region is C'est ça le nouveau cratère Skyrim. so it's a mix of like Mais lol, global ouais, displacement, enfin, ouais, non, mais là c'est plus la planète, oui, non. and then the height maps of the ecosystems spawning on top. Plus the volumetric clouds. On parle un peu d'height-map, de technique, n'hésitez pas à aller voir ma série qui explique tout ça. Qui va bien. Ah mais bien vu, hein. C'est vrai que la série technique Star Citizen explique pas mal. Spooky and grim and kind of dark. So we have these C'est vraiment fou les détails, etc. Putain, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Alors, par contre, combien de FPS à la première implémentation? Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend, serveur machine, donc ça devrait aller. Ouais, c'est pas le serveur machine qui va vraiment. Enfin, bref. Après, c'est un niveau de détail dans un MMO, quel qu'il arrive, s'ils arrivent à achever ça, c'est impressionnant. Ouais, on dirait un peu des sortes de coulées de lave solidifiées. Là, this whole area is supposed to make you feel a bit uneasy. It's supposed to be hostile. And hostile, un peu pas très confortable. So far, we looked at 4 of the pyro ça faisait un peu mort quand même. Let's switch it up and look at one of the moons. Ah, donc Pyro 5, C. This one is Lune des lunes, c'est ça? Similar to Pyro 4, you can see that it has a landmark that you can see from space. In this case, it's not a crater, but it's like c'est vachement bien ce genre de marque qu'on voit depuis l'espace parce que ça donne pas mal de personnalité au Planetary Pyro. En sachant qu'il va y en avoir plein, vu que SC est quand même un univers assez grand. C'était quelque chose qui ne pouvait plus arriver à faire avec les nouvelles versions des planètes tech. Contrairement par exemple de Delamar, par exemple, qui, lors des premières versions de la planète tech, pouvait arriver à créer des formations comme ça, géologiques assez marquées. Et là, c'est bien qu'ils puissent revenir qu'ils puissent revenir de nouveau pour pouvoir faire ce genre de formation. Ouais, on dirait une sorte de grand rift un peu. Ça fait une faille, hein. Ça ressemble à une faille, un truc comme ça. They feather into like these longer ridges of bedrock before it becomes smooth down here. And if we jump to this point, which is a really cool spot because like the sun just hits the obsidian in the right way and pas mal la lumière, pas mal. You can see here that the ground looks quite different from le réfléchissement un tout petit peu de l'obsidienne sur le sol. Soil, it almost looks artificial in a way. Acid-wise, we're using one of our obsidian sets that you can also find on Stanton 4. This one got a bit of an update, a bit of polish, so we improved the shapes, different textures just to make it look extra cool, like the way the sunlight hits these surfaces. To make this area a bit more interesting, we decided to add some of these white, light gray shrubs, just so the area doesn't feel too samey, and it's always nice to have like the occasional pocket of vegetation. To set the obsidian biome apart from the rest of the planet, we went with the opposite route for these biomes here. So instead of being shiny and slick, they are more dry, covered in dry sand. The vegetation is dry. We added some of these spiky shapes to add some verticality to the scattering. But yeah, outside the obsidian crack, this is what you will find on the planet most of the time. So this go-to point I picked to show some of the subtle color that we added to Pyro 5C.
So the obsidian crack is like kind of just dark gray, black. The desert I just showed is also light gray. So we felt Comme vous pouvez le voir également aussi un petit peu la skybox derrière au niveau du ciel. Pyro est un petit peu entouré dans une sorte de nébuleuse rougeâtre dans le lore, donc ils ont l'air d'avoir repris ça. It's very rocky. You also find the red sand on the rocks from the biome accumulation, and it looks really nice how the red creeps up into the crevices of the height maps in the background. Pyro 6. We're going to end our showcase today on Pyro 6. Pyro 6 has a very interesting color palette. Like I really like the yellows and the pale beige tones of the terrain. And then you have another blue ocean. As you can see, the terrain is kind of ridden by craters. And we get these really cool shapes where the ocean fills in those craters. If we jump all the way down to the edge of one of those craters. So now we're at the edge of one of those craters. I'm jumping in game right now just to show you what it feels like walking along here. You can see that we added some dramatic looking coral shapes, and then eventually you walk down here towards one of those craters that's filled with water. We have a couple of floating meshes here on the left. This is still work in progress. So il y a des assets qui flottillent un peu là dans to go in and adjust the settings of the spawning here. Ouais, voilà, il y a un petit problème encore de spawn de ces assets là. And I really like the color of the water and how it looks against the backdrop of the white. Mais après ça dépend si c'est de l'eau. Oui, effectivement. Over here, parce que ça a l'air joli, ça a l'air d'avoir une belle couleur, mais... Ah, ça ressemble. Ah non, j'ai un... Ah oui, non, ok. Non, c'est juste un mannequin pour juste donner une idée. Oui. How the scale of assets feel when you have him in situation, like he adds context to the scene. He spawns every time that object preset spawns, and yeah, he helps us find the right values when it comes to the scale of our assets. In general, this biome here is another good example of how our ground textures work together with the assets that we put on top. So the transition is really nice from this ground texture to this one. And then we have like the same rock set on both of them. Elan qui dit que très sombre, on sent que la planète est loin de l'étoile. Oui, on sent que là, la lumière est un peu plus faiblarde, ténue comparée aux premières. Ouais. Sachant qu'au passage, si je ne me trompe pas, Pyro 6 est censé être la planète où tourne autour la station Ruine. Bon, c'est au-dessus de cette planète-là que la station Ruine est censée orbiter. Then we get like some really cool looking sunbeams coming through the volumetric clouds. Là pour le coup on a l'impression vraiment que c'est un endroit un peu désolé, mort. Quasiment pas de plantes, que des formations un petit peu de corail. Ouais. J'ai l'impression que c'est la vie est en noir et blanc presque. Ah ça c'est la nuit. Ah, ouais. How drastically the skybox impacts the lighting. Pas mal. When you're on the dark side of the planet. Alors le ciel scintille un peu bizarrement, mais yeah, it looks really good. Ah ouais. So this is the skybox for the artistiquement c'est impressionnant. Ouais. Ah ouais, le ciel est vraiment magnifique, putain. Pyro planet. It's just that Pyro 6 has like a very thin atmosphere, so il va y avoir des beaux screenshots. Une skybox, c'est une grosse bulle qui est une énorme texture que les développeurs dessinent. N'imaginez pas que vous allez pouvoir vous balader à l'intérieur de ce que vous voyez là. Ce ne sont pas des vrais nuages de gaz. Écoute, ça sera déjà joli, c'est déjà un bon début. Oui. Oui, mais je préfère préciser pour le chat. Non, tu as raison, tu as raison. There's still work that we have to do, but I hope that you are even more excited than before after seeing what I showed you today. Et donc voilà, c'était donc le premier panel. Là, il y a des petites images un petit peu pour
C'est un sacré panel de paysages contrastés. On a vraiment des biomes différents. C'est très intéressant. Alors on en discutait si éventuellement il nous montrerait un petit peu les stations, etc. Mais non, ici sont collés à la description. C'est les planètes et les lunes de Pyro. Hein. Et en plus, pas toutes. Et en plus, faut pas s'attendre à ce qu'ils s'éloignent de la description, je pense. Voilà. Et ouais, pas toutes ont été montrées. Alors c'est pas complètement terminé hein, de toute façon d'après ce qu'il a dit. Pas totalement, non. Voilà, petite cinématique qui met en valeur un peu tout ça, oui. Tout ce paysage. LND qui dit... Ça de moins sous-titré. LND qui dit pas de planète gazeuse du coup. Non, pas là-dedans, mais il y a une planète gazeuse dans le système Pyro qui est Pyro 5. Il n'y en a qu'une de ces lunes. Pyro 5. Cette mousse. Ouais, cette mousse, elle est magnifique. Et là, on a l'impression... Ouais, grave. LOL. La lave, hein, planète, il me semblait qu'il y avait une zone où il devait y avoir de la lave, où ça devait être assez... Oui, normalement, il devrait y avoir un biome lave sur Pyro. Mais alors, laquelle, je sais plus. Mais... Dans ce qui avait été dit, c'est que la première version en fait, de la planète ou la lune qui aura ça n'aura pas de lave parce qu'elle n'est pas encore... Ça va se baser sur le système de rivière. Ça va se baser sur le système de rivière. Mais il faut qu'ils recréent les textures, les shaders, pour vraiment donner l'impression que c'est de la lave qui coule. Et il y a encore du boulot avec le shader de l'eau. Donc je pense qu'ils sont encore concentrés sur ça. Donc que ce soit les routes ou les rivières de lave, ce sera, je pense, pas pour la 4.0 à mon avis. Je pense pas qu'ils auront le temps. Oh là là. Il y a vraiment de très très belles images. Pépé Gagazo qui dit ouais, beau mais vide pour l'instant. Ah bah c'est que du... Voilà, hein. Il n'y a pas les avant-postes, il n'y a pas les missions, il n'y a pas les PNJ, il n'y a rien. Hein. Ouais, après c'est marqué en bas à droite, hein. Ah bah à gauche, pardon, c'est des work in progress, hein. C'est pas fini. Hein, surtout que le but du panel, c'est de parler des planètes, pas du reste de ce qui se fait les planètes. En fait. Bon bah, je sais pas, là c'est les images qui circulent, mais... Bon, plutôt sympa pour commencer, hein. Joli. Comme je dis toujours pour Star Citizen, c'est du contemplatif. Et là, on en a sous les yeux. En tout cas, c'est confirmé. Comme l'année dernière, le sitcom, c'est des ISC, mais en pas plus fat, quoi. Ouais. Super le ciel. Ah ouais, là c'est ouf là. Là j'ai 3 jambes là. Ah bon, t'es allé à Tchernobyl? Ouais, c'est ça, voilà. On retrouve notre Jared. Il se la pète avec son beau décor. C'est ça. Mais on fait pareil. Ouais. Mais attends, au début sa veste elle était argentée, elle est dorée là. Ah bon? Non, c'est toujours le cas. C'est toujours la même. C'est la lumière, je pense. Regarde à droite, ça fait une lumière un peu différente. Bientôt en vente sur le Play Store. Mais lol. Mais quel jeu d'acteur, ce Jared. Je suis impressionné. Putain, la fond d'écran de ça. Oh là là. Les gens. Vous êtes ici. Je vous avais pas vu. Acteur Jamie. Oh, le machin Hello Kitty là, à droite. Ouais, le Dragonfly, ouais. Son ordi avec la cover RSI. Oh, regardez-moi ces deux invités, Brian Chambers et Erin Roberts. Erin Roberts. Ouais, Erin, j'espère qu'il s'est bien remis de sa cuite en Corée. Voilà. Et les panels sortent sur YouTube juste après la... Ouais, bah comme... Donc Erin Roberts qui s'occupe de Star Citizen et c'est Brian Chambers maintenant qui s'occupe de Squadron 42. Il n'y a pas de sous-titres français sur les panels YouTube. Peut-être que ça viendra après, pour voir. Donc ça va être et le fond là, c'est plus en quantum, c'est une planète, c'est génial. Ouais. C'est une de qu'on vient de voir, non? Oui. You're always shooting stuff. You're shooting material constantly. So having a dedicated space that's dialed in, you're cool with, right? It's good. So we just watched Planetary Pyro. That was the first of our Journey to 4.0 presentations that we're showcasing here today during CitizenCon 2952. It's a brief tour throughout some of the planetary locations you saw from the upcoming Pyro system. You two recently took kind of a whirlwind tour of where'd you guys go?
we basically went over to Asia because we really wanted to go and visit some of the community over there. Erin Roberts qui dit qu'il a fait un petit tour en Asie. Avec un parc citizen extrêmement mémorable en Corée du Sud. The community over there and what they would like and all that kind of stuff. And so it's actually one of the better trips I've been on and really enjoyed it. Got to meet fantastic people in the events everywhere we went, and so it was really good and really educational for me actually. Yeah, same. We first went to Korea, had a nice bar. Il parle anglais ou il parle le Erin Roberts? Great food. Je comprends rien là, sérieux. C'est Erin Roberts. Darnn, tu la sens les sous-titrages? Là, j'ai des larmes de sang, direct. Même la traduction automatique de YouTube, elle galère. Non, mais il en parle, c'est les problèmes de traduction pour se faire comprendre à l'étranger, c'était par écran interposé apparemment qu'il pouvait se faire comprendre sur certains points. Alors Soccer qui dit il y a un studio en Corée? Non. Petit cadeau de la communauté en Asie. Oh. Un petit makimono. Et non, il n'y a pas de studio en Corée, Soccer. C'est juste qu'ils sont venus là-bas. Pas mal. C'est sympa. Joli. That guy's doing the Steve Bender. So we each got one of those as well, but they specifically wanted us to bring one back for you. Let me switch to Brian's cam. Let me see if I can move this over here and get it here. Brian, I'm going to hand this to you so I don't get out. Absolutely. Hold that and get a little closer to the camera there. There we go. That's very nice. Pas mal. Yeah. Incredibly cool. All right, now give it back. Très sympa. And then from Ils ont mis les barres haut là. really cool. Le Kama Sutra de Star Citizen. While we were there, this is one we'll also have to. all the everybody at the events. Oh là 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 là. You grab one side. I'll grab one side. There we go. We did not plan this. No, we didn't. Singapour. Magnifique. So we're going to put this up in our new offices in Manchester. Very cool. J'avais pas vu. So this thing, but anyway. And then there's other stuff in there. You can pull some about if you want. Bon bah écoutez, j'en parlerai au CA pour les prochains Bar Citizen. Ils les ont mis la barre haut là, les belles. Check out barcitizen.sc. It is a completely community backer-run organization that helps coordinate. Donc là, il nous parle du site barcitizen.sc, un tout petit peu qui collecte un petit peu les informations et donc qui vous donne les informations des prochains Bar Citizen à venir. Nous également, quand on aura des Bar Citizen à l'avenir, nous les mettrons là-bas également. Un truc que je savais pas, il a l'air de dire que c'est entièrement géré par les backers, c'est pas du tout géré par le studio. Non, c'est pas du tout CIG qui s'en occupe. D'accord, moi je savais pas ça. Oh, it's a Bar Citizen card. Yep. It's metal. It's carte métal Bar Citizen. Okay, well I'm going to leave that out. And there's some other. C'est du direct ou c'est enregistré en fait là? Je sais pas. Là, c'est plus du direct, je pense. J'ai un doute sur le quand ils sont en bureau. C'était du direct. So before we do move on to the next thing, Brian, Erin, it is our 10th birthday, our 10th anniversary. C'est notre 10e anniversaire, oui. 10, it's 10 something. Pour le meilleur pour certains, pour le pire pour d'autres. 10 ans déjà. November, que je suis ce projet aussi. Putain. Whatever it is, it's 10. Et où je m'en champagne? You got any favorite memories? Something? I don't know how long we're going to keep you here, so I want to use you when I got you here. On the spot here. I've been here about 8 years, just about 8 years, right? So a fair amount of the 10. The first one that comes to my mind, there's a lot, but the most memorable one I would say would be 2016 at CitizenCon in Los Angeles. Very first CitizenCon I'd ever been to. Really haven't interacted face-to-face with the community that much. We know we put a lot of love and effort into what we were going to show. Chris is on stage. He's about to show everything off. I'm looking for a seat. I couldn't find a seat. I went down basically middle floor in the theater and sat on the floor in between all the rows with all the backers. And as I'm sitting there and the demo's going, I already know the demo and the pacing. C'est ce qui était très mémorable pour nous également avec les fameux PowerPoint. And I'm kind of below everybody because at this point they're jumping up. And just to be there. En gros, là, il est en train de raconter que sur cette CitizenCon, il s'est retrouvé assis au milieu des backers quand la démo a commencé, qu'il a pu sentir toute l'énergie, la vibe, et c'est vraiment là qu'il a vraiment ressenti le. Enfin, que c'est vraiment il est tombé dedans, quoi, à fond.
I'm used to working at companies where we hold our stuff for 2, 3, 5 years without showing anything. So you have this opportunity to show this off and you get this feedback. And it was my first basically interaction with community on a face-to-face basis. It was really cool. Very cool. I was there at that time. I'm pretty sure we were sitting on the floor together at one point or another. Probably, yes. Aaron. I mean, I think a lot of it's what Brian just said. I mean, the thing I always love to do and like to do and you know haven't been able to do in the last couple of years for obvious reasons is actually just whenever the event's going on, I hate being backstage, so I literally just go and find. I like to go out amongst everybody and just sit there and watch watch the event and watch everybody's reactions to it, which is always a lot of fun. And the other thing about it is just that I've made so many actually good friends, you know, with people in the community and so forth. And meet people. There's a lot of community members now who enjoy going to scene again, and all this sort of, you know, all this time. So the last 2 years have been kind of painful because I haven't been able to do that. But the ability just to be there with everybody. Alors j'essaie d'écouter le plus, d'être concentré le plus possible avec ce qu'il dit Erin, mais c'est vraiment pas évident. Surtout avec son accent et comment il parle. En gros, de toute façon, il n'y a pas, sans rentrer dans les détails évidemment, c'est à peu près la même idée. Il parle de la communauté, à quel point il apprécie la communauté et sa bienveillance la plupart du temps. Il vous nerve la vitesse des véhicules à roues, il vous nerve le canon de la Récillon, mais il vous aime quand même. Je fais ça pour ton bien. C'est ça aussi qui dit Brian Chambers, le fait de pouvoir montrer des choses avec la communauté et avoir un retour direct. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment vécu avant l'aventure Star Citizen. C'est quelque chose qui les marque professionnellement. Was it the event after that where he basically was working so late he got locked in Cologne? Yes. He couldn't leave. He basically got locked in, and so he basically had to sleep in the station stuff like that. But no, it's just like lots of. I mean, it is all that kind of stuff. There's so many stories. There's so many times I've met people, and just all the events. It's been fantastic. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petites histoires à travers tous ces événements. 10 ans d'événements maintenant. That was a really hard event to manage, and sitting with them on that last day. Everybody's off partying. We've completed the thing, and Hassan and I are breaking stuff down, and it was along with a bunch of other crew. And he just sits there and he goes, dude, I don't know if I can do this next year. I'm like, there's nobody else to do it except us, dude. And he goes, oh, no, I'm going to take PTO next year. I'm like, you are not going to take PTO next year. And the next year, he had 2 weeks, like before and after Gamescom blocked off. And I'm like, you took PTO? He goes, I told you. I'm like, you're my hero. You actually, and again, he set everything up. He had all the backups done. It went off flawlessly and everything. But it's just, there are a lot of PTO, c'est paid time off, congé payé. PTO dont Jared parle. That's enough chit-chat at this point. Let's get on to our next presentation. Assez de parler de blabla. Maintenant, donc, le prochain brief de design one of the most common requests we get from the community is to talk about things at their earliest states. Tell us what you're just thinking about. Not necessarily the next thing or the thing after. Like, share the earliest design stuff for how a thing Comme on pouvait might s'y work. attendre, ce sera un design très tôt dans le développement. Donc, comme on l'avait dit hier soir lors du Before, on sera très proprement parlé, pas mal de blabla, ne vous attendez pas des visuels ou quoi que ce soit. Ce sera très conceptuel. Ils vont discuter, donc là c'est clair. On parle d'un tout nouveau genre de mission. Move away from combat and transport and go more towards cerebral deduction and investigation. So here we are, design brief investigations, and we'll see you when you come back. Take care. De l'investigation, de la déduction, peut-être de la chasse à la prime? Je ne pense pas, mais... Hi, my name's Maltby. Oh, coucou Elliot. Sans casquette. Rebonjour. On le connaît, non? Donc là, c'est vraiment un... Voilà, c'est un aperçu très tôt dans le développement, donc c'est pas dans l'habitude de montrer un aperçu aussi tôt comme ça, là. Voilà. Les différents types de missions. Je pense un tout petit peu... And the mission type really is just the most critical or challenging objective in that mission.
Currently, we have a number of mission types in the game. Some of these are not built in that modular sense. Some of these are very much bespokely built to test out a feature at one time. The original PI Wanted is one of those. The current mission types that do exist is we have deliveries, which are essentially a form of collect and drop off. We have eliminate missions, which is just kill someone, and eliminate ship missions, which is go there and kill a, destroy a ship that has a person. Donc là, il présente les différents types de And missions. there's many more. The way we see missions is they're comprised of little bits of gameplay. So, for example, we have missions where you're sent to kill a singular person, or pick up a box, or kill a bunch of enemies. So the way how we build our missions is we combine these together. So we'll have missions where you have to pick up a box, but we'll have enemies there that you have to kill as they're kind of like an obstacle. Voilà, donc là, il nous parle un petit peu des missions de livraison dans les avant-postes abandonnés de Microtech qui a été implémenté dans 3.17 et donc voilà. Il mélange un peu le combat et la livraison. Like simplistic mission, like the delivery mission, is actually built out of two objectives. There's the collection. Alors Soccer qui dit, on les entend comme à travers un filtre, c'est normal? Bon, j'ai pas de. C'est l'enregistrement, je pense. Hein. Ouais, c'est l'enregistrement de leur côté qui est pas bon. Je pense que le micro était loin. J'entends rien de bizarre en termes de filtre. So our objective types, moi j'entends comme s'il y a un filtre chez eux. For the time being, have been pretty simple. Je Kill mets this ça au person, maximum. go here, do this. Until now, we're now looking at doing one of the most complex type of Ah bon? objective. D'accord. J'ai pas l'impression d'entendre un filtre, mais pourquoi pas. With that said, we're working on a new mission type, and that's investigation. Mettre en place les objectifs. Currently in the game, the player can feel like a bounty hunter, a mercenary, a person who does deliveries, a cargo hauler. We want to make them feel like a detective as a new route. We're expanding constantly. Voilà, un tout peut avoir des missions qui nous fait sentir chasseur de primes, mercenaire, transporteur, etc. Donc là, je vais un tout petit peu développer des missions qui nous font sentir être détectives. Des missions d'enquête. Kind of search through the evidence and find the red herrings and like choose the right answer. So what we want is we want to build a mission that requires you to have to think, requires you to have to look around, search your environment in detail, look at each individual clue and make sure you fully understand it before you make your decision as the detective. And there'll also be red herrings thrown in there, so evidence will really have to be like poured over to be able to determine whether it's actually credible or not. We also wanted to create narratives around our locations that we haven't done before, like really dig into like why has this derelict become a derelict, or why have all the ship's crew come to be dead, or why has this cargo gone missing. At the core of this mission, we're really asking the player to use their brain rather than ajouter du lore à chaque environnement, à chaque épave. So for this mission type, I don't want to break C'est vachement bien parce que ça marche. I want you to feel like a detective. I will give you a story, I will give you little bits of clues, and you have to make up this full sort of painting and decide exactly what has happened here. C'est de l'investigation un petit peu comme la mission PI Wanted, pour ceux qui connaissent. I might not tell you if it's wrong or right, you might find out. The idea is that you feel like a detective and you're so sure of your decision that you're going with that. So the next stage in this whole process is building a pitch. We have to come up with our ideas, how we want it to work, and then we have to present it to CR, Tony and Todd, and make sure they're all happy with it and all of our visions are aligned. So when we're building the pitch, we start off by going over the ideal experience we want for the player. We start off with the most advanced things, all the gameplay mechanics we could dream of. Là, en gros, il décrit la façon dont ils construisent les missions, à qui doivent en parler, valider, etc. And then we have to start looking at stripping it back to see when we can release it, what's the minimum viable product for this experience. And in the case of the investigation mission, we came up with two. So the first pitch is extremely simple, and it revolves around being able to find a definite answer, like something that is undisputable. For instance, we came up with a mission where there is a repairman that's gone missing, and you can go to his office and you can find some correspondence that will lead you
to another place, which will have his like work itinerary on there, and they're all crossed off until 1. And if you're smart, you'll go to that location, and should you go to that location and do a little search in, you'll find his body there, and he's been like electrocuted, fixing the final thing on his list. And there's your definitive ending. Whereas the second pitch, it's more about allowing the player to choose when they're done, like when they think they have solved the mystery. And the way we do this is we scatter evidence around the location and clues that lead you to that evidence. And obviously there can be red herrings in there. You can get your answer up to a credible state, which might still be the wrong answer if you Ils aiment bien les tablettes dans le jeu quand même. complete the mission then. Whereas if you'd have carried on digging a little more, maybe found a few more clues and followed them, you would perhaps find an indisputable piece of evidence, like, I did it kind of thing, that would get you the bonus for the mission. And both pitches have their mission bonus strengths. qu'on peut retrouver en The enquêtant un simple petit peu plus. we could see how easy it was to scale. En plus, oui, vous avez pu voir dans la partie basse de son manifeste. But we ultimately decided to go for the second because we liked the idea of giving the player the agency to decide when they were done. Et bouger vers le prototypage. So we're in the prototype phase with the investigation mission, which is more important than ever because it's such a complex mission and we need to ensure that it's scalable. La phase de prototypage. La prototypage a été déjà mentionnée lors du rapport mensuel de août 2022, si je ne me trompe pas, où justement on avait discuté hier soir, a été mentionné ce genre de mission d'investigation. Some of the hardest points of this are going to be the scalability of it. An investigation at its core is a story, so the story should always be at the forefront and the focus. So the first stage of prototyping was to prove that we can make it like a mystery happen in the most restrictive location we have, which was like a derelict. So this kind of interplay between the crew of it. From there, we're going to expand so that it takes into account more locations and uses all of the evidence retrieval interactions that we currently have. For instance, like you can kill a guy and get information off him, you can find a corpse, get information off it, you can loot a box, get information off it. And then we'll be prototyping the newer ways of getting information off of things. We're looking into using the med gun to find the name and cause of death of people, and we're looking into being able to find the mobile asset in an inventory and download data from it. One of the hardest things that we have to figure out is the story. The investigation will live and die by its story, so we work very closely with the writers to try and figure out what kind of story we want to tell, what kind of clues we want to give, and then after that point we look at sort of Il y a un premier défaut que j'entrevois, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça va être un peu difficile. Ouais, c'est pas un défaut ça, mais oui. Oui, non, à terme ce sera traduit, etc. Mais pour le moment, c'est vrai que ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, ça va être difficile pour arriver. Ouais, pour moi, c'est pas tant. Par contre, un défaut que je vois de mon côté, c'est qu'il faut vraiment utiliser tous les outils que le jeu met à disposition, comme le medgun par exemple, par le nom des gens au sol. Et si tu t'es pas déjà bien à l'aise avec le jeu et toutes ces mécaniques de gameplay, c'est pas hyper simple pour un débutant de débarquer, se dire tiens, je vais faire une mission d'investigation. Après, à mon avis, je pense qu'après, on peut supposer qu'il y ait des niveaux de mission d'investigation, mais après, ce n'est pas forcément... Là, l'archétype qui nous montre un tout petit peu était... C'est pas pour les débutants. Non, mais c'est comme il disait au début, ils veulent nous faire travailler un petit peu, faire travailler les méninges. Donc forcément, ça va être des missions un petit peu complexes. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs niveaux de complexité au sein d'une même mission. Tu as l'objectif clair et pur, et puis tu as des sous-missions qui peuvent te donner une autre histoire que celle que tu pensais avoir réussi à décrypter au début. Ouais, c'est ça. Et là, ça dépend des indices que tu trouves, etc. Exactement. Quoi.
Ouais, tout à fait. Aussi, Elliot Maltby, là, pendant qu'on parlait, a dit aussi une chose, c'est que bien évidemment, à la fin, lorsque va sortir, etc., il n'est pas exclu que ça change drastiquement. Parce que là, ce n'est vraiment que du prototypage, concept, etc. And Star Citizen Narrative Director, Mr. Dave Haddock. Sur le petit cocktail derrière. These missions. We've got combat missions, we've got calling On missions. finira à combien dans cette pièce? Je sais pas ce qu'ils vont. Ils ont changé de planète. Ils ont changé de planète, donc ils sont allés les chercher en fait. Ouais. C'est ça. How does this work, Dave? What kind of missions are we talking about? What kind of stories are we looking at here? I mean, it's space trip. We're still trying to figure out. Il y a tout derrière qui boit. Challenge because basically, with a mystery. It's tied into the story. And so, j'ai l'impression que la cuite en Corée n'a pas suffi à Erin Roberts. Ouais. How do we make these modular? Je sens qu'ils vont être bien là bientôt. Pendant ce temps avec RECRUTE. It's a really unique challenge. Après, est-ce que c'est vraiment de l'alcool? Peut-être pas. And again, kind of Alors, Pyro, parlons-en. Engage people in a much more non-combat specific way that lets them kind of take advantage of all of our systems and just kind of explore and get to be these kind of detectives. Well, and ideally, it's something that you can't always notice or always be like, okay, it's Colonel Mustard with the Petit trèfle Cluedo, colonel moutarde avec la clé anglaise dans la cuisine, évidemment. Ce ne sera pas forcément aussi simple que ça, c'est ce qu'il dit. So like Dave said, I think it is going to be a big challenge for us to figure it out. And the fun thing about it too is donc voilà, il y a pas mal encore de défis devant eux par rapport à cette article de mission d'investigation. Il y a encore pas mal de Ouais, de challenge de leur part, parce que quels obstacles mettre sur ta route, quel type d'indice, via quelle fonctionnalité disponible via le gameplay, avec un univers avec autant de fonctionnalités de dispo, ça pose énormément de questions sur comment amener les choses. Exactement. I know we often refer to the Precision Universe as the sandbox, but I think a lot of people will anxiously be looking forward to more storytelling possibilities, more narrative possibilities within the Precision. Et ça, c'est un truc qui réaffirme le cœur du truc, c'est vraiment quelle narration, quelle histoire nous raconter à travers ces enquêtes. C'est le plus important. Ouais, c'est des missions scriptées, quoi. Ce ne sera pas des missions que tu verras avec le système dynamique. Je ne serais pas aussi catégorique. At least for me, it would have to be at least one of the sitcoms. I know Brian mentions like the Homestead demo, but I think even just getting 3.0 out the door, like that was such a arduous process, and climbing up that hill was a difficult one, but to finally get that out. De souvenirs, si je puis dire, mémorable de Todd Pappy, il cite un tout petit peu le fait d'être arrivé à sortir. I made this unfortunate bet with the community based on Chris Roberts' feedback that we were going to be out by June or whatnot, that I wouldn't shave until 3.0 comes out. It is December. We are in the global go, no-go. To launch a big patch like this is very much like mission control. Pour rappel, Lando avait fait une sorte de pari, c'est qu'il ne se raserait pas à sa barbe avant que la 3.0 sorte. Et vu que ça a pas mal traîné plus que ce que Disco espérait, et ben, pour ceux qui s'en souviennent, en décembre 2017, quand il s'est rasé, qu'est-ce qu'il était soulagé. I usually sit in these meetings and I'm muted. I'm not supposed to be talking in these meetings. I'm muted. I'm like, you launched this! And then it was Erin who took pity on me. He's like, all right, launch the patch. Do you recall that at all? Yeah, absolutely. Yeah. And Dave, we'll get your story before we move on to the next thing. What's your favorite memory in the last 10 years? I mean, it's tough to lock it down. I mean, I have two kind of distinct areas. It was the morning of the GDC announcement. Like, I was in LA and woke up early to watch the live stream. Dave Haddock était donc le matin même de la GDC. At that point, I've been on it for a couple of months of finally pitching it out and seeing the reactions of people freaking out and crashing the website and all that good stuff was definitely, the kind of the first indicator of what this could be, that this was really tapping into something that people really wanted to see. But for me, one of the big ones was really, actually, it was the 2015, like the PCAP shoot. Just to be able to work with that cast
The crew was amazing. Everything about it was just like this Je sais pas real trop de quoi il parle en 2015. engaging. I mean, it was a three-month shoot, right? Yeah, I think it was 3. Yeah, that's one that stands out for me huge as well. It was. I mean, the cast that was there and how you dealt with them on a daily basis. Ah, la performance capture en 2015 avec les acteurs, tout ça, je pense. Yeah, and there was these sort of fun, weird things of, there was a song that came about during the production that I won't spoil anything. I don't know if it's actually been released, but that became sort of the theme song of the entire shoot, which was amazing. So. Xylo's blowing up my phone saying we need to hurry it up. So, I don't know what that means. So Xylo qui envoie un message à Erin Roberts pour dire qu'il faut qu'on se dépêche. All right. So thank you so much, Todd and Dave. It's time to move on to our next Journey to 4.0 presentation, the new Underground, donc là, where we explore nouveaux what you souterrains. think you know about underground facilities and then explode them in a whole new way. So check that out. Ah, exploser les souterrains qu'on connaît aujourd'hui. Bon, on va voir. Hein. Est-ce qu'il va vraiment exploser? Hello, I'm Ian Leyland. I'm the art director for Star Citizen, and today we're going to talk about underground facilities. Now, this was a presentation that we gave Chris internally a little while back, and what we're going to cover is how we're going to take one of the locations we have in the game right now, but actually really design it from the ground up to be the location archetype that we really wanted. Okay, let's get started. On va revenir sur les installations souterraines qu'on connaît. Now the problem was we made these originally for the CitizenCon presentation demo, and the time we il avait fait pour la démo de la CitizenCon donc en 2018. Donc il n'y avait pas assez de temps pour amener ces installations là où il voulait. Fairly small in scale, it gives a multi-room layout opportunity for FPS combat, but we always knew we wanted it to be able to scale. Small, medium, large, to accommodate maybe 60 minutes of gameplay time per location. So how do we go about designing a location archetype from the ground up? So what we do is we split the location into the core areas we want to visually develop. Now for underground facilities, the first thing we're looking at here is what we're calling Zone 1. So this is the presence on the landscape. So what we're looking at here is an example key art shot of what a medium-sized underground facility could look like. So dominant features that we're seeing here is a kind of a key spire. This is instantly where your player should be able to navigate towards. Et il y a une faute de frappe bearing, c'est avec un H, avant que ce soit un autre bearing. And then moving down, it's very important to be able to get the landing pads or the landing hangars quite close to the facility because we wanted that experience as the player lands. Starcraft qui pose la question, va-t-on avoir des niveaux dans les égouts? Rien que pour Trigger JDG, je souhaiterais qu'ils en mettent. Also, what we're seeing here is some visual justification at what might actually be going on. So you're seeing, processing and tanks and supplies actually on the landscape there. Now, what I was saying before about it being a kind of a much braver visual presence on a landscape, so we designed the silhouette primarily, so you'd be able to recognize these as a location to aim for. Also, what we're seeing here is we thought it'd be cool to actually have surface entrances as well, so we're actually thinking about primary, secondary, and tertiary ways for the player to get into these locations, depending on the mission scenario. So like I said before, you've got like executive pads at the top, got the main hangars in the middle and surface entrances down there below. Now moving on to the inside, so after the players landed through the hangars, they'll be brought up into the main corporate reception. Now these are going to be quite interesting because we'll be able to rebrand these depending on the manufacturer or the location. That's where we'll get a lot of the variety. But this is the corporate presence before the player will go down into the bowels of the facility. And what we're seeing here is just an example of what a bearing reception could feel like. Il y a le H cette fois-ci. Oui. Oui. Donc là, c'était un peu le rez-de-chaussée, on va dire ça un peu comme ça. Attends, on va voir les ascenseurs. Physical act of going underground, that's cool, right? So we wanted Zone 2 to be about the logistics of the player going up and down and how we can make that
cool visually, but also interesting from a player experience. So this is the transit, the elevator network. So we played around with a few different ideas into this, and one of the things that we thought could be quite interesting is the elevator itself could be a mini play space. So what we're looking at here is control room idea quite early, what sort of scale vehicles there could be. Now ultimately we didn't go with this idea, it was, didn't really fit the art style that we wanted, but it had some pretty interesting ideas. So what we landed on here is something that we felt quite comfortable with internally. Now it's worth noting we're designing these as an archetype first in a utilitarian art style. In the future we'll expand out and do other art style variants. So what we're seeing here is the control room overlooking the main warehouse floor, and then this elevator should be big and clear enough for the player to understand like that's where logistics will go up and down. And for the elevator itself, we wanted it to be its own play space. So donc c'est pas juste simples les ascenseurs qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment limite des mondes de charge hyper. There could be little nooks and crannies. If we wanted to stealth into the location, we'd be able to give opportunities for the player there. And down below, this is what the player would kind of see. So now they're really starting to get into the bowels of the facility. So echoing of that control room down below, but also this is where we'll present the player with an opportunity to choose the area they want to go. Maybe cargoes to the left. On sent quand même que là, ils veulent vraiment essayer de mêler un tout petit peu des grottes, vraiment, et les installations artificielles comme ça. Is we look at things about from the player's point of view. So what we're seeing here is pretty good indication about how the player would exfiltrate from the location. So a lot of the lines are leading towards the elevator because we want navigation to be as intuitive as possible. Moving on to zone 3, so this is the bowels of the facility. So these are going to be spaces that we've never really explored before. A lot of the locations in the game tend to be quite residential, but here we're going for something completely industrial. As a player, you want to feel like an zones bien industrielles. The primary purpose is not for you to be walking around, so we dedicated spaces towards logistics, and we put kind of personnel walkways almost as a secondary element. So in this image, you're kind of seeing where, you know, big trucks could kind of go, but we've also got like little nooks and crannies for the player to kind of explore and go into. Now, as it being a location dedicated towards the moving of logistics, we wanted to explore and have fun with vehicles, right? So here we're seeing the mule kind of coming and going on one of these walkways. You know, maybe there's elevators. So on the right, what we're seeing is a ladder. So with all of these play spaces, as we were having fun and visually exploring, we always kept in mind of different ways for the player to traverse through the scene. Also, as part of that, we wanted to think about verticality, so not just a linear direction of traversal, but also ways in which we could go vertically. So maybe there's the concept of a cargo elevator within the corridor. So kind of similar to how you'd see on a character be a little control room looking at the flight deck. Here you could kind of see c'est un peu comme ce qu'il y a dans le Caral pour le hangar, c'est une espèce de petite zone de contrôle avec un petit écran où tu peux appuyer sur les boutons pour pouvoir modifier le remplacement de l'ascenseur, de la plateforme. There's tons of potential for how we could do puzzles in that regard. So looking at this image, we took loads of inspiration from modern day aircraft carriers about how you see pads on the flight deck go to the underbelly. We thought this would already give tons of opportunity for not only cool visuals, but also ways in which you can reveal extra traversal opportunities. So as that Franchement, s'ils ne font que déjà que 50% de ce qu'ils ont déjà montré en concept finalement dans le jeu, mais ce sera déjà pas mal. Hein. Moi, je me dis que c'est tellement grand qu'on peut en faire des petites zones pour les petites corpos. Après, stock, ouais. Peut-être un véhicule ou deux. Mais je me demande, je pense quand même que la première, en tout cas,
Le premier but d'utilisation, c'est pour faire des missions dessus, mais que pas pour qu'on l'occupe ou qu'on l'utilise pour stocker de notre côté. C'est pas impossible, hein, mais ça renforcerait la cohérence univers de pouvoir faire les deux avec. Ouais. Alors après, est-ce qu'ils sont dans cette logique de vouloir remplacer les bunkers actuels ou ils vont juste les rajouter ça en plus des bunkers qu'on a aujourd'hui? Oh non, c'est remplacé. C'est remplacé. Actuellement, c'est trop copier-coller. Oui. Je crois que c'est ce qu'ils avaient dit. D'accord. Bon, ça reste encore que du concept, hein, donc parce qu'ils vont commencer à travailler sur la 3D. Attendez-vous à ce que voilà, ils puissent pas tout faire. Il y a du boulot là. Ouais. Il faut faire en sorte que ça soit réutilisable, modulable dans un système de reproduction procédurale de tout ce bazar pour en faire des différentes combinaisons, mais assez variées pour que ça ne se répète pas trop. Ils vont tout faire, je pense, juste être prêts. Ah ça sera pas fait avant 1 ou 2 ans. Facile, ouais. C'est ce que je pense aussi, 1 ou 2 ans pour ça. Et encore, je pense qu'on voit qu'une partie de ce qu'ils expliquent. The processing of it, maybe hydraulic cylinders for these elevators coming and going. Hierarchically, it's a different mood. So up above, it's cleaner, it's noisier, but down below, darker, more steamy. And again, that presents other opportunities for gameplay. Now, we can't have these corridors going on forever. Performance-wise, we'd never be able to draw it, and it wouldn't be the most entertaining for the player. So we came up with the idea of introducing these bulkheads. So these bulkheads are almost checkpoints. So it enables us to break that draw distance, but it also enables us to break the rhythm of traversal. So from donc pour un petit peu casser la monotonie qu'on pourrait avoir lorsqu'on va explorer ces endroits, c'est qu'ils vont un tout petit peu mettre des sortes de cloisons qui fait un peu office un peu de checkpoint. Voilà. We could maybe array like upstreams. Maybe these are scanning checkpoints to kind of monitor. Éventuellement des checkpoints pour se faire scanner, ce genre de choses. You know, also inside here, you know, there could be tea rooms or break rooms or offices. So again, we're trying to break the rhythm of traversal, so the players going from pour essayer un petit peu de casser un petit peu le rythme de traversée, de déplacement. Voilà, pour que l'on passe d'un thème à un autre. A really good rhythm of play space where the player's not getting bored of traversing through the space. So what we're seeing here is a side view to kind of explain how that process. So on the left, we've come in from the corridor. So on the top, we're seeing the primary route through, and we're seeing the bottom route coming in as well. So this is how, again, we're going to try and keep verticality as a traversal motif in mind. Now going from a large corridor set to what we're considering here medium or small. So these are the tertiary networks that will link into the primary. Après, c'est dire une chose. Tous ces trucs-là ne sera pas forcément partout dans tous les souterrains. Hein. Comme ils ont dit, il y aura des diverses tailles. Donc il peut y avoir des grandes, des petites, des moyennes. Now from traversal networks to theme rooms. Now, as the players salles through, thématiques. we wanted to chapter that experience with key theme rooms. On parle un peu les raffineries qu'on a dans les stations. Example of an industrial space. Maybe it's processing. We didn't want to go too specific. Donc là, c'est peut-être quelque chose de processing, etc. Mais pour le moment, ils ne voulaient pas trop être spécifiques sur quel rôle cette salle va avoir. Je pense qu'ils vont utiliser des modèles de squadron dans la station qui fait très très dangereux. Ça y ressemble. Will be dedicated towards processing, you know, pipes, machinery, all of that sort of good stuff. And then as we get higher up, we're seeing that very dominant kind of technical control wing suspended over the play space. As an idea, this creates a plethora of interesting opportunities as a play space to fight the way through or solve puzzles. One of the things early on we wanted is cause and effect. We wanted the player to be interacting, solving puzzles, but seeing that reflect into the space. Eh ben, donc c'est pas encore fini. Another theme room idea we came up with was processing. So bringing in raw materials, processing them through, ready for manufacturing. So we had a bit of fun with ways in which we could kind of create these quite interesting set pieces. So it's not all just industry in the underbelly of these underground facilities. There's also going to be technical areas, areas dedicated towards the control of the location. So what we're seeing here is
Maybe it's the main map room. So this is where they control the networking of everything. And also on here, you've got the overseeing executive suite. Et comme le montrait très bien l'interface ici, c'est du vraiment concept, hein, parce que ça, ce n'est pas du tout dans le jeu, ce genre de truc. If the player does get access to these executive wings, then we're seeing another type of art style in here as well. So we've seen industrial, we've seen technical. Now we'll be seeing, more like the corporate foyer we saw up above. Il pourrait mettre la marque Arakawa ici, c'est bon, on le met dans le cyberpunk. And what we're seeing here is maybe there's the data processing of the location. So as a quick idea, we thought these data racks are actually submerged for cooling in a base of water. We thought also it'd be cool if there's a cause and effect. So if the player solves a puzzle to go from it being below water to above water. So again, ways in which we can kind of spark ideas or conversations with design about interesting opportunities. Souterrain exposé. And then lastly, Zone 4. Now, it wouldn't be a missed opportunity if we didn't go into some sort of organic locations as part of the underground facility. So this could be excavation zones or areas where it'd been abandoned. This could lead into cave networks. This was something we had quite a bit of fun with. So how do we actually take the player from being in this fairly well-established industrial location to a cave? There needs to be some form of transition period. So we came up with ideas about how we'd see excavation equipment or, with the roads kind of peter out. And as part of the roads, maybe we can do some pretty cool layouts for the player to drive through. Something that's a little bit more invested than just a straight line. Now, as part of that transition period between heavy industrial to exposed cave, the equipment needed to create further UGF spaces, maybe there's a large boring machine still there. Again, maybe that comes into some form of gameplay opportunity for the player to traverse over, interact. That's kind of cool. Also, as part of that, another opportunity to introduce a new element to the space could be, as we're transitioning towards more natural spaces, we can not only introduce different types of geology, but maybe we're introducing some form of liquid. So depending on the location, maybe it's on a certain planet, there could be like underground rivers, underground lakes, maybe it's lava, maybe it's acidic. And also if we're describing these locations, Il se lâche sur les concepts, c'est un truc de ouf. Ah, ça, we ouais. could start to showcase Ouais, how mais nature du coup, ça fait une slowly bonne started réserve to d'idées, take de choses over. à faire. Ça de revend du petites rêve. idées, et- Ah, t'es ouf, ça vend du rêve, c'est un truc de dingue là. Moi, je suis So en mode also quatrième another jambe. process we do during Ah, parce que t'as On va mal finir là. Faut vraiment, Ah ouais, non, c'est pas possible. Là, faut j'en vraiment peux que plus, moi. Non, mais en fait, j'avais le micro coupé, mais on depuis tout à voit l'heure, là je un disais tout des petit trucs en peu, fait. on voit un tout petit peu des idées dans des... Mais Ah ouais, Whitebox, voilà. Greybox, Ah, c'est encore loin. c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ah bah attends, lol. Composition gameplay opportunities right from the early visual development process. And what we're looking at here is very loose concept meshes brought into the engine. Vraiment, c'est de mesh concept just for that très rapidement fait pour vraiment voir le feeling dans un peu ce que ça donne, quoi. Exactement. That's an overview of what we're pushing for the new underground facilities. I'm quite excited about it, and hopefully you are soon. And we look forward to showing you more in the future. Donc voilà. Sacré concept. Ah, ça donne envie. Attention. Ah là, Ah, c'est du concept 3D là. du concept 3D, pas du tout détaillé, pas de texture, mais au moins ça veut dire qu'il commence un peu à bosser dans le moteur. Bah, Ça, c'est c'est un petit peu le début de la whiteboxing là qu'on voit. C'est un peu ça, mais après je sais pas si c'est du prototypage encore ou si c'est encore de la production. C'est du prototypage, j'ai l'impression. C'est ça. C'est pas de la production, c'est pas de la production. Non. Ah, je sais pas. Non, ça a l'air d'être du Oh putain, l'ascenseur là. Mais oui, non mais c'est bon, moi ils m'ont tué là. Ça Ah, va, mais moi m'arrête j'attendais tout, de là. le voir marcher, là ils le font marcher, c'est bon. Allez, un peu plus de détails. Un peu plus. Bah ouais, non. Ouais, ils travaillent dessus quoi. Je pense qu'ils doivent déjà commencer à travailler Je dessus. pense qu'il y a plus de détails parce que ce sont les assets qui Ah, puis existent déjà. ta petite idée de base là tout à l'heure là, The Salmon, moi je plus sois. Ouais. Ah putain de ouf. Pardon, excusez-moi. Ah non, mais ça envoie un petit peu de rêve. C'est vrai que là, par rapport à l'année dernière, il y a des trucs qui sont un peu plus sympas à voir.
Ah, ça c'est les fameuses interfaces de... Pardon, la musique. Ces fameuses interfaces flottantes 3D avec les cartes, le système de cartes qu'ils ont montré un tout petit peu dans le moteur. Comme vous pouvez le voir là, les zones rouges. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Sukana, tu voulais dire un truc? J'allais dire, par contre, moi, tu me mets ça, je me perds en 2 secondes. C'est falloir... Pour toi, Sukana, enfin, quand on crée un GPS sous-sol, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, même si c'est vraiment low poly as fuck, mais punaise, c'est pas mal. Ah oui, c'est low poly, à force, à fond. Ah ouais, du coup, ça montre bien ce qu'ils envisagent pour retravailler effectivement tous les environnements souterrains industriels, et c'est une bonne chose. C'est ça. Moi, je vais devoir vous dire bonne après-midi. Salut Yulgroch, merci d'être passé en tout cas. Bonne soirée, Yul. À plus. Merci d'être venu en tout cas. Donc plutôt sympa quand même. Bon, c'était très conceptuel, mais c'est sympa, ils nous ont quand même montré des trucs un peu 3D, pas qu'on reste juste avec des images. C'est quoi qui... Genre c'est quoi en fait là? Parce que tout à l'heure c'était de l'eau. C'était du Monopoly. Attends, c'est bleu, ça a l'air énergisante. Ça a l'air d'être du curaçao. Mais ça y est, ils attaquent l'antigel quoi. Mais du bleu méthylène, c'est ça? Sympa la veste en simili-cuir. Et ça, c'est pas du SC. Oui, non, je crois pas. Non. La concession terrienne, début des années 2020. Alors, sachez que ces sets de verre là et ce cocktail sont en vente dans le Play Store. Ça fait déjà 1 an, 2 ans, je crois qu'ils l'ont déjà. Ouais, ça fait. Moi, c'est la bouteille de tout à l'heure qui fait. Non, The Samo, tu crois vraiment que c'est pour ça? Tu crois vraiment que c'est pour ça, The Samo? D'ailleurs, c'est pas dans un set concierge. Non, je crois pas. Non, il y a un set concierge, mais je crois qu'il y a un... Attends, faut que je vérifie. Il y a un set concierge, il y a un set en or, noir et or, je crois de mémoire. Alors moi, en vrai, set en vert normal. Moi, en vrai, je pense que c'est maladroit, mais que c'est pas calculé, tu vois. Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas, ils avaient besoin d'un verre, bah ils en ont, parce que bah voilà, et puis, tu vois, enfin, je sais pas. Sinon, regarde derrière, ce serait que des verres comme ça, tu vois, c'est pas le cas. Design elements into the room at the same time. And all those different theme rooms that you were talking about, open up all kinds of storytelling possibilities with the different companies and who knows what. J'aime bien les bouteilles derrière. Ah, ce sont les bouteilles dans le jeu. C'est dans le jeu. Ah ouais? Ah putain. Là, j'ai cru reconnaître une McCutcheon là. Sky, etc. Après, c'est possible que ce soit inspiré de trucs existants, après tout. Bien évidemment, je pense. Oui. Interdit. All right, so. Si vous les voulez, il y a un petit pack là à 119 €. C'est une seule bouteille alors. Et puis rempli d'eau évidemment. Alors il y a 2 verres. Et après je sais pas ce que c'est. C'est un set quoi. Ah, et là il nous parle un petit peu du pack de goodies numériques. On est censé avoir, comme un peu tous les ans maintenant, depuis que c'est virtualisé, la CitizenCon, le pack de goodies, on l'a tous gratuitement. Donc c'était une sorte de... mais... Putain, mais je viens de calculer... Excuse-moi, non mais je suis désolé, en plus je te coupe pour ça, mais... Alors, attends, il y a que les gens qui jouent qui peuvent le savoir, mais le t-shirt de Jared là, c'est le... Bon, inspiré de Jack Daniel, voilà. Et sa chemise aussi, c'est la couette dans le Starfarer. Oui, c'est ça. Et le t-shirt, on peut l'acheter dans le magasin de Grimex, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tout à fait. Website. And yes, I saw the chat going. I did comb my hair because while il s'est peigné les cheveux. Brian was being messaged about one thing, I got messaged by my mom who didn't like that I hadn't combed my hair. Il a reçu un message de sa mère qui n'aimait pas qu'il ne se peigne pas. All right, what's next, everybody? Up Merci, next Jared. is, well, it's one of the segments that I'm looking forward to most. It's our sleeper segment of the day, as far as I'm concerned. The need for multiple speeds. Ah, le fameux panel. Johnny, on va voir. Est-ce que ça va rager ou ça va se hyper?
ça va rager. Faut pas aller sur Spectrum après ça. Les trucs qu'il y a, pour que disait Sukana, qui est lié avec les 2 verres à 119 €, ce sont des glaçons que vous pouvez mettre au frigo, métalliques, et que quand vous les mettez, vous pouvez ensuite les réutiliser. Ce sont des glaçons réutilisables. Oula, il s'est fait une coiffure. Voilà. I'm here with Rich Towler, David Colton, Jed Talbot, and Johnny Young. Today we're going to talk to you about the upcoming changes to the flight systems and the combat systems, which are done specifically for 142, but which will eventually find their way to the persistent universe. Qui a été développé initialement pour Squadron, mais qui viendra finalement dans Star Citizen également. Introduction au rôle des vaisseaux. We want to define ship roles for the game because every role in itself and every ship can offer unique gameplay opportunities for individual players. We want to provide a lot more variety to the gameplay in Star Citizen, a lot more opportunity for different careers, different responsibilities, and different sort of perspectives and views on gameplay where people contribute different types of work and different types of jobs. Star Citizen is supposed to be a big expansive game with giving the players lots of chances to have a variety of different experiences. It's not just about combat, je crois que c'est la première fois qu'on le voit, hein. Je l'ai jamais vu. It's about piracy, it's about all of those things happening at the same time. So we need ships that can act and function in different ways to support all of those different goals. In trying to figure out these roles and define what they are and make the gameplay for them, we started very heavily leaning toward combat, mostly because combat is a mechanic that is very widely applicable throughout the game, and the principles behind it apply to various other roles in the game. We've been working away in the S42 branch, and this has really allowed us to isolate these ships, so we're kind of broken it down into archetypes, and it's really allowed us to kind of break down what these ships do. You know, and also it's to make sure that when we are defining these roles and balancing these roles, that we're putting the ships in the right place, because we don't want the ships to be like, you play this ship, it means you dominate this part of the game. That there's always got to be plus and minuses so the balance is right. So there's still some crossover between the ships. So just picking one type of ship just isn't just a win. We have already defined several ship roles, and they're usually known as light, medium, and heavy fighters. Light fighters for us are fighters which are very dominant in the area of 1 versus 1 PvP combat. But they come with a downside, because obviously the light, which means the materials chosen on the ship, are probably not the strongest. So it's more about the attack. It's more about trying to outposition and get in there and attack and get out of the situation. Heavy fighters are kind of the opposite. They're not supposed to be really good at 1 versus 1, but they excel at N versus N engagements. So when we have group battles. Medium fighters for us, internally we call multi-role fighters because they have a lot of hard points. So ouais, un peu un passage en revue des rôles des vaisseaux, surtout les vaisseaux de combat. Chasseur léger, chasseur lourd, enfin du chasseur moyen, du chasseur... A lot of medium fighters sometimes come with a turret as well. Intermédiaire. So additional gameplay of the turret. Le chasseur léger étant très bon en 1 contre 1, le chasseur lourd plutôt pour des batailles un peu plus balèzes, et le chasseur intermédiaire, bah, comme son nom l'indique, entre les deux. And interceptors, which we basically just want to go very fast in the forward area, but never reaching really the performance envelope of dedicated dogfighters. Interceptors are designed to kind of catch up to ships and disable them. So they come with kind of advanced kind of hardware on these ships. Bombers, on the other hand, are well, they're just slobbing heavy ordnance at larger targets, so you use them to take out bigger ships. But they're not really good at Ils ont pas des intercepteurs un petit peu avant aussi. Comme quoi, c'est des vaisseaux légers, rapides, mais au niveau dogfight, que c'est pas le but d'ailleurs. The naval style of combat, where it's important to show the correct shield and fire arcs and timing your shots over long distances. So the purpose of ship roles is to really help players understand what ships should be used and when they should be used. And it's really about delivering on those kind of gameplay promises that we've been talking about, over the past, kind of several years. If every ship is the same, it's not fun. But if we have dedicated ships with dedicated pros and cons, then we can create very exciting combat environments. And the biggest challenge we see in order to get that gameplay we want is the current speed that we have in combat. Des vitesses. It's a subject we've talked about many, many times in the past. And it's something we've tried many things with. We've tried limiting things at speed, we've tried adjusting
handling the speed. We've tried so many things to kind of manage the negative impact of speed on combat. When ships are going fast in combat, they usually just end up very far apart, which is not very interesting, and it just devolves into jousting very quickly, which is also not very interesting. The second you create a longer distance between you and the target, your angular requirements to maneuver to that target are just extremely small. And this is a very obvious math reason why high-speed combat is kind of the opposite of what we want to achieve, meaning meaningful and effective positional maneuvering. We want the combat to be closer and to be more turn-oriented, so rotations should matter more. Ils veulent ralentir les vitesses pour éviter justement ce phénomène de ralentir la vitesse. That are pretty much the same between all ship classes negates a lot of the opportunity for smaller ships to flex different types of gameplay. Another big issue with the speeds in combat is it's very hard to keep players engaged in the combat because players can move so far so quickly. In such a short space of time, it's quite hard to keep a track on your opponent. So you might think, oh, why don't we just make the ship slower and call it a day? Well, we can't do that. The main reason we can't just make everything slower is the size of the Star Citizen world. We've got huge Et ça me rassure, ils vont pas juste arbitrairement tout baisser. Space, we need to transverse between different systems. So essentially, we can't have just low speeds all of the time. There's a massive universe out there to explore, there's planets to explore, and the feelings we want to capture with the speed, we still want an element of danger that you can still go too fast in lots of situations. We have tried an awful lot over the past few years with what are called soft speed caps, where there is no speed cap on ships, but we encourage gameplay to occur at a lower speed. But it doesn't really work because the advantages of flying fast in terms of defense is just better. So since the last year, the focus of Vehicle Feature Team shifted very heavily towards Squadron 42 and nailing down the flight and space combat experience for it. And I'm very proud to say that we finally found a really good working solution that we're going to show today. Là, les Master Mode. On va avoir un petit peu introduit le problème. So the main idea is to simply not have combat and long-range travel at the same time. So we're splitting these gameplay experiences. This will be done by a thing donc ils vont séparer l'expérience de voyage longue distance et de combat. And we have two of them. We have SCM, which is now relabeled as standard control mode, and QCM or QM for quantum mode. The idea is that between these two modes, we can constrain the speeds in combat and also get all of the maneuvering, like high speed maneuvering and traversal mechanics that we had before, but in these distinct modes that are integrated with lore and integrated with the ship functions, such that there's costs and payoffs for being in each of the two modes. So let's start with standard control mode and what this means. So this is the mode that we intend to be the functional mode of the ship, whether it's combat or mining or any of these kind of core kind of things the ship does. We want the player to do these things. Donc en fait, le SCM véritablement devenir un mode en tant que tel. Avant, c'était pas le cas, c'était juste une simple dénomination par rapport à quelle plage de vitesse le vaisseau fonctionne le mieux en combat. En mode manœuvrabilité. Un peu ça. The speeds that you can reach in SCM are somewhat limited, somewhere between 200 and 300 meters per second, tuning pending. But this is basically the hard cap, which you cannot not really exceed. You can slightly exceed this by using boost, but you cannot maintain any velocity beyond that SCM limit for a longer period of time. So we're thinking of this as some kind of energy management system, so you can go a little bit faster with a little bit more accelerations when you need to, but you know that it is a limited resource and you should use it carefully. Specifically, the boost space is interesting for space combat because that boost space is not spheric as it was before. You can boost the fastest if you're going forward on a straight line, and you have a lot of debuffs when you're trying to boost backwards. That alone gets us a lot of interesting maneuvering space and variation in the day-to-day dogfight maneuvering, so to speak. Importantly, you don't have your quantum drive available in this mode. Ah, on n'a pas de quantum drive de moteur quantique lorsqu'on est en mode SCM. The second mode is quantum control mode, or
QCM or QM. QCM, c'est pas des questions à choix multiples, ce sont des modes de contrôle. QCM désactive les boucliers. Oh les salauds. 1200, 1400 meters per second, je suis whatever your ship contre. allows you. During the development, je suis Pour restreindre trop, on nous enlève de la liberté comme ça. Je suis contre. Je déteste ça. Moi, je préfère qu'ils jouent sur l'équilibrage et que ce soit aux joueurs de prendre la décision, en fait. Ah, le fameux Quantum Boost, ils en ont parlé dans les rapports mensuels. So at any point you want to kind of boost towards your location that you're kind of looking at, but it's just too far away. And this boost is available for a limited amount of time, and it's purely on a straight line. Just to give you like a ballpark, Quantum Boost will allow you to go to a target fast if it's within, let's say, 50,000 kilometers, whereas you will use Quantum Travel to do very long-range jumps between planets. So Quantum Mode allows you to go very, very fast with up to like 1200 c'est un moyen de supprimer les marqueurs orbitaux, j'imagine. Peut-être de manière plus intelligente de juste jumper autour de la planète et ensuite se faire 200 km en ligne droite chiante et between planets and large-scale stellar objects. But it comes at a cost. Your capacitor systems are non-functional because they interfere with the quantum bubble that is allowing you to go fast. Et les capaciteurs gèrent les shields et les will collapse right away when you swap into quantum mode. Your weapons will stop working because anything that's firing outwards of your ship will disintegrate the quantum bubble. Your countermeasures won't work. And you will also not be able to use thruster boost. So basically all your capacitor and combat-related systems are turned off instantly. When you switch between modes, there'll be a little period of time where everything has to spool up and change. So you will lose your shields during this, you won't have your weapons during this, but you also won't be going fast. So there's a risk-reward element when you need to switch modes. So it's going to be a very kind of conscious choice of what mode you should be in at any particular point. So if you feel the threat of someone that's close by, you're not quite sure what their intention is, maybe switch to standard control mode. En clair, tu vas devoir anticiper tout, quoi. You can switch into quantum mode. Si tu penses qu'il va y avoir du danger, vaut mieux switcher avant que ça t'arrive. Because going into the two different modes is like a systemic thing within the ship's items. We actually have the opportunity now to define ship roles that can block people from escaping, either using devices that suppress the quantum bubble or devices that can effectively interfere with your ability to transfer between the modes. For example, specific ships like interceptors can be tuned such that they have a higher standard control mode speed, so they're able to catch up with people, or for example, make the swap between the modes faster and more efficiently so that they could catch up with you, go into standard control mode and attack you more effectively as per the properties of their ship versus another ship which might not be as good at doing something like that. It's something that's fundamentally changed the gameplay experience for us. And this is working now, and we're playing it every day in the studio, we're refining it, we're tweaking bits here and there. But we're at that stage now where we're tweaking and balancing. And we've got the core features, it's there in the game playable. And the difference it's made on the game for us is it's night and day. Because the speeds have been limited in standard control mode, suddenly fights are a lot closer. The accelerations of ships similarly have been retuned a little bit, and their afterburner strength has been retuned a little bit to make it so that you can orbit around ships and have a lot more interesting maneuvering. And because the ranges are closer, maneuvers that would be performed by your ship have a much more significant impact because you're closer. So if I thrust up or down, you'll immediately see the difference. So similarly, things like capital ships effectively get a buff to their offensive capabilities with this change, because suddenly you can't orbit a capital ship at ce qu'ils veulent en fait, c'est l'ajout à haute vitesse où tu te croises, je pense, à très très haute vitesse et que on n'a même pas le temps d'avoir une ouverture en termes de... Oui, là, comme tu vois toujours ton adversaire, tu restes engagé dans le combat. C'est un nez à nez en fait, et ça pour le coup... Ça facilite le strafe, mine de rien. This is a really exciting change because it allows us to keep the combat speeds relatively low, where we know that the gameplay is better for that, while also keeping the point-to-point travel speeds as high as they should be for PU. Playing with master modes in Squadron 42 has been a lot of fun.
Ils parlent dans leur expérience et de leur retour sur Squadron 42, parce que c'est à partir de ça qu'ils ont travaillé ces nouveaux, enfin, ce setup de mode. C'est avant tout pour Squadron 42. The biggest part of this is going to be when we have the larger ships interacting with the smaller ships. Once we can have battles with big capital ships and smaller ships, we'll have brought something to the Star Citizen world that I don't think has been. C'est ça aussi, en fait, ils réfléchissent aussi au combat à grande ampleur, à grande échelle. Donc avec des vaisseaux capitaux, avec des convois et autres, et apparemment ça améliore quand même grandement l'expérience d'avoir ces limitations entre différents modes. Ouais, mais s'ils sont basés sur Squadron, bah, ça l'améliore face à des PNJ. Faudra voir avec les joueurs. Je pense que ça va mener à des pratiques entre joueurs qui vont vraiment pas être cool. Faut pas oublier que Star Citizen, c'est un jeu feuille, pierre, ciseaux. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient malheureusement. C'est-à-dire? Alors, je vais prendre l'exemple de 3 vaisseaux. Je vais prendre le Hammerhead, je vais prendre le Eclipse et je vais prendre le Gladius. Le Gladius est un intercepteur. De base, un intercepteur, c'est quelque chose de rapide, fragile. Pas bon en dogfight, mais très rapide pour faire des gros dégâts. Et c'est l'ennemi juré des bombardiers. Pourquoi? Parce qu'il est rapide, il peut toujours suivre son bombardier et compagnie et éviter ses tirs. Le bombardier, lui, à l'inverse, c'est le tueur de gros vaisseaux. Et enfin, on a le Hammerhead, qui lui, en plus, avec ses toiles, est un anti-chasseur, va apporter un autre truc. Si on prend le côté pierre, feuille, ciseaux, on a la feuille. Excuse-moi, si, mais on pourra peut-être en discuter un petit peu après plus longuement ensemble, pas de soucis. Mais là, non, mais t'inquiète, je crois que j'ai compris le principe. J'ai compris, je pense. Fly in Squadron 42 is rather limited, whereas in Star Citizen we have about, I don't know, more than 100 ship records at the moment. But the whole hard problem of designing this thing in the first place is over. We just need to get the numbers in now. And all the footage you've seen today is from Squadron. It's all currently playable in the game. That internally, we're playing this every day. We're still making some tweaks, but everything is there right now. Tout est dans Squadron 42 apparemment, ça a l'air d'être implémenté. Et puis, vraiment, ils redisent que leur expérience, pour eux, est probante, que l'équilibre est bien là, que ça va être du coup un autre équilibrage à faire dans Star Citizen, parce que c'est plus d'une centaine de vaisseaux, donc forcément c'est pas le même équilibrage qu'il va y avoir que dans Squadron 42, qui a un nombre limité de vaisseaux, mais que pour eux, le choix est fait. Ils veulent aller dans cette direction-là, c'est vraiment leur but maintenant. Tiens, blanc manger coco. Who is most likely to win in a dogfight? Joli le pistolet là, à l'avant-plan. Le salvo. Limite, ouais, c'est plus limite que blanc manger. Je préfère la bouteille Radegast. Et en fait, la carte, le nom du jeu, c'est Vandal Against Humanity. Vandal contre l'humanité. J'aime beaucoup le concept. Le jeu de cartes. Et John Crewe qui a laissé pousser ses cheveux. Bon, drama ou pas? Est-ce que là le Spectrum est en feu là? Est-ce que là je pense que non, mais drama, grosse division là. Ça sert à rien de gueuler, on peut que être déçu, que ne pas comprendre ou ne pas aimer ou au contraire avoir hâte de tester. Moi, je sais pas trop. Je sais pas. C'est juste qu'il y a des trucs qui, comme les boucliers, tu vois, je suis pas sûr que, enfin, oui, il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour que les gens ne switchent pas facilement d'un mode à l'autre. Sinon, bah, c'est trop facile, autant laisser comme c'est avant. Mais ces choix aussi contraignants. Et bah, je sais pas, et le switch, comment il sera fait exactement, comment ça se passera, est-ce que ce sera smoothie, etc. Bon, alors par contre, le quantum boosting, les gars, je suis désolé, je vous le fais, je suis obligé. Je vous l'avais dit que ce serait comme ça fait 2 ans que je le dis, tout le monde me traite de fou, voilà, c'est un gros fuck dans votre tête. Bref. Mais t'es toujours fou, il n'y a pas de soucis. En quoi ça remet en cause Mais non, pour le reste, je sais pas. Faut voir. Faut vraiment tester in-game. Ouais, moi j'attends que ce soit mis sur les serveurs PTU parce que ce qui me fait peur, c'est l'impact social que ça aura sur les joueurs. Sur l'impact au niveau comportemental des joueurs. J'attends juste de voir ça. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller. L'impact social, c'est-à-dire l'impact social aussi, il va y avoir du drama, il va y avoir des discussions sur Spectrum. Le problème, c'est qu'il
y a drama continue par le fait qu'actuellement le système de combat est cassé, ou je ne sais pas quoi. Donc, bon. Cassé, ça c'est tout le monde le dit depuis 10 ans, mais Il y a- vraiment cassé, quoi. Ça dépend de ta manière de jouer, de ton point de vue, du plaisir que tu prends dans le jeu. C'est un peu bête, je trouve, de dire que c'est cassé, selon eux. Mais en tout cas, oui. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que, alors, après, au niveau des chiffres et des équilibrages, ça, il faut voir. Mais ça a l'air d'être bien parti que. Enfin, ils ont l'air convaincus donc d'y aller, quoi. Là, le visuel qui nous on montre. s'adapte ou on crève. On s'adapte ou on se barre, là. Ouais, clairement. Oui. En gros, là, on a décidé de ça. Qui nous montre où c'est des combats vraiment très rapprochés, ça, c'est vraiment génial. Hein. Ah, ça, une fois, oui, c'est juste les transitions, apparemment, c'est que tu n'auras pas de choix. De toute façon, tu seras à cette vitesse-là et puis c'est tout, quoi. Sinon, ça marche pas. Non, mais c'est. Le gros problème des combats aujourd'hui, c'est effectivement le fait que ton adversaire puisse changer du tout au tout dans ses vitesses de combat et te péter la tronche à coup de je dégage et je reviens. Parce que là, il y a vas-y, forcément. Donc c'est une amélioration pour le combat en tant que tel. Parce que du coup, là, tu vas te rapprocher de ta cible. Pourquoi ? Parce qu'à ces vitesses-là, tu peux pas la dépasser. Du coup, faut être derrière. Et comme l'autre, il va essayer la même chose, bah c'est là où ça va faire le fameux combat tournoyant. Voilà. En fait, c'est vraiment le truc qui limite, je pense, l'aspect joute dont parlait The Salmon, c'est qu'effectivement, tu as de la joute, mais comme l'autre, ton adversaire est aussi limité, il va avoir tendance, comme toi, en fait, à vouloir faire face et pas juste partir à tout va. Donc ça limite quand même un peu l'aspect joute. Il y aura de la joute. Ça, faut pas se leurrer. Mais ça sera pas la joute comme on a vu en début d'image où ça sera pire que du hit and run. C'est plutôt du fillard et j'y reviens. Là, on aura de la joute, mais à une vitesse beaucoup plus réduite. Faut peut-être me réexpliquer ce que c'est que la joute, parce que pour moi, la joute, c'est les chevaux. Voilà, c'est à l'époque médiévale, c'est les mecs sur les chevaux avec leurs bâtons et ils se fonçaient dessus. Ouais, mais en fait, le terme alors, joute. Peut-être que je me trompe, mais. Le terme joute, exactement. Alors, je ça pense vient bien que on va que tu as dit, mais en fait, ça veut dire que le panel sur Lorville va commencer. Cible. Merci. On en parlera à la fin. Continuons. Hello, my name's Ian Leyland and I'm the art director for Star Citizen. À nouveau. And today we're going to talk about an internal initiative called Lorville 2.0. Now with Lorville, and specifically the Lorville cityscape, it was probably the first major landing zone we'd ever had to do. It was the first time we put a landing zone on a planet and we had the player fly there with minimal restrictions, although it did have that really big no-fly zone. But when we did subsequent landing zones, we built up a bit more of a knowledge base and experience base about how we can effectively introduce cityscapes. So Area 18, Ubabid, Horizon, we all developed more techniques and we always wanted to go back internally and put that knowledge back into Lorville. To start us off, I'll throw it over to Eric, our principal concept artist, and he can show you some more. Hi, my name is Eric Gagnon. I'm a principal concept artist for Star Citizen and Turbulent in Montreal, and I'm here to talking about the Lorville 2.0. Ah, il y a eu un bug là, non? Comment? Non. Pas ce que je sache. Ok, ça a sauté chez moi. Ok, d'accord. Pardon. When I started to work on the concept, initially, il a coupé ses what cheveux I l'année did dernière. is to create a variety of sketches. Il avait une queue de cheval, je crois. Comment? C'est vrai. Il avait une queue de cheval, non? Non, il était il avait les cheveux longs. bouclé. Tu sais, bouclé, mais bouclé. Alors, comment on appelle ça? Entre le bouclé et le lissé. Frisé. Ah. Oui, frise. Non, c'est pas frise, c'est pas l'afro, quoi. Ondulé? Oui, ondulé. Voilà, c'est ça. Bref, peu importe. Donc là, on est un petit peu dans la phase concept. Yeah, so after the sketching process and get some approval, I need to know very well the footprint of that city. We build a city from a human scale, you know. We have nothing in that city. They build in a gray zone. So everything is built from that
that unit, and it's built from the unit of the CBD. So this is mainly the two main units I used to build a city. So we have a kind of a proportion in terms of lengths and distances to respect. So this is why I used the 3D basis to working on that. So I need to make sure that the ratio of everything fits well to approach. Quand on voit la distance du bâtiment, Lorville, so mainly the central, goal is not to dig right away on the details, but it's to stay. Mais du coup, c'est un agrandissement basé sur des zones qui sont pas jouables. Ça va décevoir certains. Bah, en même temps, c'est ce qu'on disait. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais ouais. C'est ce qu'on se disait. Je pense que certains imaginaient plus de magasins. Ah non. Parce que là, c'est pas la zone centrale qu'ils allaient retravailler. Ouais. C'est la périphérie, la banlieue. Je l'ai même précisé plusieurs fois que c'était la périphérie de Lorville. Ah oui, Pas la j'ai vu zone quelques-uns centrale. sur des chats et autres. Dans le rapport mensuel aussi, ils parlent des outskirts, la banlieue, la périphérie. Possible concept art with all the techniques inside of it. 3D, paint over, sketching, painting. Je trouve peut-être un peu dommage, c'est que là, le bâtiment central est moins prédominant. Vu qu'à côté, ouais, mais ça fait plus réaliste comme ville, moi je trouve. Plus. Ouais, c'est pas. Un réaliste. On s'entend quoi, mais. Il restera dominant quand tu seras à pied. Tu vois. Oui, ça. Ah oui. Faut voir ce que ça donnera une fois fini en fait. C'est ça. Là, c'est encore des concepts. Ouais, parce que je me rappelle les concepts Lorville précédemment, ça avait déjà un peu cette densité. C'est ça. Là, aujourd'hui, ce qu'on a physiquement, effectivement, ça fait un peu moins l'aspect qu'il y avait sur les concepts de l'époque. Donc, s'ils retravaillent l'ensemble, c'est très bien. Mon nom est Maxime Guindon. Je suis chef bonjour. artiste. Ah, il parle pas français. Je pense qu'il peut pas parler en langue, donc il a voulu parler français. Et Lorville 2.0. Premièrement, je voudrais dire bonjour à la communauté. J'ai bien fait de prier tous les dieux de ci et dieux de nuit. Oh, coucou, la communauté francophone, merci. Merci, salut. Il n'a pas juste parlé la communauté québécoise Montréal, non, c'est francophone. Merci. From the concepts done, it was time to start it in engine. And ah bah non, non. C'était juste pour. Mais c'est génial quand même. Ah non, mais c'est génial quand même, ouais. C'est génial quand même. Ah franchement, des gros bisous, putain. Ah là, c'est le travail. C'est juste pour nous. Oui, quand même, le bâtiment, on ressort toujours quand même pas mal. Ouh, bonne fumée bien noire. Alors là, je peux vous dire que sur le chat du live de Star Citizen, ça balance en français dans tous les sens. Baguette, ouais. Oh, pas francher, pas manger fromage pour croissant, je sais pas quoi. Ça se rapproche. Ah oui, quand même. Ça se rapproche d'Area 18, j'ai l'impression. And so, throughout these tests, we've built the city as just placeholder, white box, very primitive, to have this layout, this fast iteration of the whole city done, and then that we could see it and get feedback on it. So it will feel more like a believable city. We hope it to be fun to fly around and like to actually do some races. Bon bah là je crois que Terradai s'il y a bien ça dans... Non, je pense pas qu'on ira jusqu'à ce point-là. Il est rue. Ouais, mais c'est trop bien. Il a raison en fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Lorville fait un peu grosse zone industrielle. Là, c'est l'idée de refaire de Lorville avoir un aspect vraiment de ville massive étendue. Ouais. Ils ont donc commencé les Grey Box. We're chatting with them, see what we could use from the library of tools. There will be several areas of like a higher level of detail. Et puis voir le trafic en dessous, c'est super. Ouais. Bon, on pourra pas, je pense, aller aussi bas que ça. Hein. Enfin, ça m'étonnerait. Mais putain. Microtech, tu peux. Donc on verra. Oui, mais à Microtech, il n'y a pas de rue comme ça avec un trafic en dessous. Précisément.
Ah, il a parlé des intérieurs de bâtiments aussi. Working on Lorville, and now we're 5, and we could even be like more soon. Each artist has their slightly different skill sets, and we complete each other. They bring ideas. I let them bring ideas to the table on how to advance what we're doing, make it kick-ass. So that's really important. So I hope you'll like what you see, and we can't wait to show you more. I'm happy about the opportunity of working on this mandate because it's going to make such a huge difference. Thanks, Max. That's looking great. And hopefully you guys can kind of see, even in a white boxing format, we're seeing really good scale reads and understanding about how we can make the cityscape of Lorville probably one of our best yet. And we'll be showing more soon. Thanks for letting us showcase that for you today. Enjoy the rest of the show. Bien. Bon. Bien. Franchement, c'est propre, hein. Ah, donc là, il y a un petit comparatif. Ah ouais, putain. Bah, lol, sans déconner. Et ça, ils appellent ça Greybox, j'ai l'impression que c'est limite près d'être sorti là. Oh bordel. Ah ouais. Oh là là. Oh Là, putain c'est- de merde. Ça grossit un peu. Hein. Ça... On appelle une extension. Ah, les fameux. Voilà. Ça, c'est du beau DLC, ça. Oh putain. Ouais, ça donne tout de suite une autre. Eh bah, tu verras que à part zone du Spaceport, il y aura la même no-fly zone que sur Hardcore. Tu verras. J'en suis convaincu. Il y a des chances. Je pense pas qu'on ira jusqu'à ce point-là. Bah, tu verras. Mais il y a... Ah oui, les trains comme ça. Oh putain, oui, ça donne bien. Ouais, c'est ça. très joli, ouais. Oh, ça putain. donne bien. Ah ouais. Oui. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, je sens qu'il va y avoir pas de personnes qui voudront s'installer sur Hearthstone. Je sais pas pourquoi. Bordel de... Ah, c'est vraiment une ville du futur, hein, ouais. Ouais, c'est vraiment bien, ouais. Maison de passe d'excréments, quoi. Non mais je vous jure. Maison de passe d'excréments, mon dieu. Appelle-moi Audi. Ouais, alors celle-là, elle est déjà copyrightée, hein. Oui, bah... Tu l'as déposé quelque part Non, c'est vrai. Tu l'as dit MCA quelque part aussi avec YouTube? Écoute, hein? Or is this really what we're doing? No, that's what we're doing, and hopefully you can see in the B-roll that you can actually see it. And you know, no-fly zones, you know, they were there for a reason at the time, but as we grow, as we learn, we find ways to have a better player experience with that regard. And if you see it, how we got things working with New Babbage, then we started thinking, okay, there is a slightly different way, because ultimately that no-fly zone there is for a reason. It's not because, oh, you know what would be really cool, right? Par contre, je me pose que la question. On en est quasiment, je crois, au 5e panel. Il est que 19h. C'est pas donc il y a eu que 2 heures depuis. Comment ils peuvent faire 3 heures restants avec 2 panels? Ça me... Je pense aussi. On verra. Vous savez ce que ça me rappelle? Bon, pas le cadre, etc., mais c'est les interstices. C'est ce qu'ils faisaient en 2019, entre les panels. Ce que faisaient, voilà. Et c'est... peut-être qu'ils ont perçu un manque, parce que l'année dernière, il n'y avait pas ça. C'est plus smooth, c'est plus sympa, parce que je veux dire, ça fait plus vivant, quoi. Puis en plus, c'est assez sympa avec le changement de décor en fond derrière. Moi, personnellement, je valide. T'as l'impression d'être dans une véritable émission, quoi. Il y a un fil conducteur qui est sympa à regarder et à écouter. C'est cool. Galimard qui dit au sujet de l'affiche Spelljammer derrière Jared, vous avez une référence? Spelljammer, je sais pas. Spelljammer. Aucune idée. C'est un jeu, ça, Spelljammer. Qu'est-ce que c'est? Ah si, est un décor de campagne pour la 2e édition du jeu de rôle Advance Donjons et Dragons. Ce décor de campagne de type Space Fantasy propose des voyages interplanétaires avec des moyens et une atmosphère médiévaux fantastique plutôt que scientifique. Voilà. Date de 89. De ce que j'en comprends. Excellente année. Et vu que en plus c'est vrai, c'est que oui c'est ça, c'est D&D dans l'espace. Jared, il fait régulièrement des streams Donjons et Dragons sur sa chaîne Twitch. C'est un petit peu son hobby, etc. Donc, cohérent. Cohérent.
Eh bien moi je vais profiter de cet interstice pour vous dire que je reviendrai plus tard. Voilà. Tu vas boire et manger, c'est ça? C'est pas tout à fait l'idée, mais bon, Audi il connaît. Voilà. More akin to a journey to 4.x. The things that we're showing you today are not a list of this is what's in 4.0. Some of this will be in 4.0, like the planets and moons of Pyro and stuff like this. Other things will be in 4.1, 4.2, 4.3, and we'll know which as we get. Vous pouvez s'en douter, même si voilà, tout ce qui est présenté là sous le signe de voyage vers la 4.0, etc., ne sera pas tous pour la 4.0. Ce sera pour la 4.0, la 4.1, la 4.1 machin. Donc la 4.0, ça sera Pyro quoi. Ça, sûrement. The other promotions that are going on. The digital goodies pack is going out there. You get a Finley's plushie. It's not called Finley anymore. It's called Francis. I should look at that beforehand. There's a new jumpsuit that's being given to everybody. Samon, te la pète pas dans le chat, s'il te plaît. That's free to all backers. Just register your account and pick up any one of the pledge packages and whatnot, and that stuff's yours. The Toby Eye Tracker contest is going on right now. Send us your in-game watch party screenshot for a chance to win. Donc là, un petit rappel un petit peu des concours en cours par rapport à CitizenCon. Folks down in San Diego, who I saw on Twitter earlier. The JRDF contests are partners at JR Design and Fabrication. Create a ship model using only ordinary and random household objects for a chance to win. JRDF qui crée un modèle de vaisseau en utilisant uniquement des trucs trouvés à droite à gauche. Star Kitten, a Dragonfly. Switch to Ian's camera. I'm gonna put this in there. Moi, c'est la cover de son ordi que je veux. Oh, it's not Si on remarquerait là, j'arrête pas. Mais on peut pas avoir le tout et on se distribue le tout après. Ok, Ian Leyland, je suis désolé, mais ça va être un mème ça. Ça va être un mème. Ouais, ça va être un mème. Je suis désolé, Yann, mais là, non, je suis désolé. JRD Fabrications are the makers of these wonderful Star Citizen models. They have an entire array. You can check it out the website, or you can enter the contest for your chance to win a Carrack, a Freelancer, or a Cyclone. And then don't forget the Halloween promotion is going on right now with scary helmets and profitez pour voir pendant qu'il continue sa promo. Tiens, par rapport au combat de tout à l'heure, les Mastermods, etc., il y a Gallimard qui avait posé une question. Mais avec un combat aussi rapproché, ça va donner quoi pour les torpilles et les missiles? C'est une bonne question. C'est plutôt pour les torpilles, pour je vois pas ce que ça peut changer, mais les missiles... je pense plutôt que c'est pour les combats au canon que ça va être ça. Parce que pour les missiles et pour les torpilles, il faudra quand même loquer. Et dans un combat aussi rapproché, tu ne pourras pas forcément... On en reparlera, la gestion des ressources. Ça commence. Désolé, mais j'ai 30 Quand secondes. j'avais peur, on n'a pas assez de temps, quoi. Oui, là, on n'a même pas le temps de faire les giveaways alors que j'en pensais en faire 3 dispersés, mais bon. Et ça a commencé chez toi, le truc des ressources? Non. Encore. Oui, mais c'est Jared, mais là, il est en train de l'introduire, justement. D'accord. Donc c'est pour ça. C'est juste qu'il met des plombes. Ah, voilà. C'est ça. Mais il faut savoir prendre son temps dans la vie. Mais de toute façon, ça fait 1 minute qu'il est en train d'en parler. Ouais. Lorville, c'est pas mal le rework pour ce qui est des appartements qui vont arriver dans le jeu. En effet, mais il en parlait un tout petit peu pendant qu'on parlait. Il parlait des buildings intérieurs, les intérieurs de bâtiments. Ouais. C'est pas le housing, c'est pas la même chose. Of the resource management system, the thing that will make true multi-crew gameplay possible, and the last hurdle to getting those capital ships in the game. So buckle up. Là, il va nous montrer un prototype. Comment ça, Voilà, tu la lances ta vidéo. C'est bon, on est attaché là, on a compris là. Ah, là, il devait avoir l'oreillette. Fais tourner. Dan, you. Content and with Thorsten Lyman here today, we will be talking to you about something we think it will change the way Star Citizen functions and works and how the players will play the game in the future, and that is resource management. Le jeu de puissance. Le changement, c'est maintenant. Désolé. Tu sors. Oui, bisous. It is the digital representation of real-life cables, pipes,
Voilà, donc le resource management, c'est la représentation numérique des câbles, etc. dans la vraie vie. And energy powering certain items on the ship, but it's also the system that will lie below any station or any vehicle, anything that you can imagine in our universe that actually requires a certain type of resource. Resource management is not just a system that helps ships function. Le système de fusibles, oui, ils appellent ça des relais de puissance. Oui. Si on parle bien de la même chose. Surface outpost function, underground facilities, space stations, landing zones, everything in Star Citizen will function using. Vous pouvez marcher avec ça. So we will start with the smaller. Ce n'est pas que les vaisseaux, hein. C'est vraiment des bâtiments. Smaller vehicles way more interesting than what we have right now, and from that we can move on to like bigger ships, and finally the capital ships will have a real purpose in the world, and where it will have a real meaning that. You have the multiple roles inside those ships. It will drastically increase the time to kill for all vehicles in Star Citizen, and it will encourage people to disable ships rather than destroy them. Ça va encourager les joueurs à incapaciter les vaisseaux plutôt que de les détruire. Parce que le temps pour les détruire sera plus long du coup. Cripple resources, change the way resources are distributed, cut power, cut certain fuel and critical parts. In order to progress further in those missions. We can suddenly scale a lot bigger than what we have right now. And the reasons are that we have more control over the powers of certain platforms there, and we can introduce some interesting gameplay that facilitates these functionalities. Resource management is going to open up the possibility of player structures, player-owned outposts on planet or stations in space. La gestion des ressources va également aussi ouvrir la voie aux avant-postes, aux bâtiments gérés vraiment par les joueurs. Donc ça va pas forcément quelque chose qui sera réservé aux ingénieurs, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de valeur qui aura une certaine importance pour tous les joueurs. Ah, moi j'attends ça avec impatience personnellement. Et c'est ce qui rend, ça, ils l'ont répété plusieurs fois, l'équipage multiple. Tactical officer. And while you have your engineer trying to maintain all the resources functioning and flowing perfectly and all the items in good operation, you will have mechanics running throughout the ship, trying to change fuses, repair various things that have broken down. You will have tactical officers moving shields from one side of the ship to another in order to counter whatever incoming damage you have. Obviously, the pilot is going to be doing his job, trying to move the ship out of harm's way. The gunners are going to be taking out enemy. Donc là, il est en train de nous déballer tout le scénario qu'on aura dans des vaisseaux, surtout capitaux. Coming together and providing what we hope is true multi-crew gameplay. Bon, c'était moi. Non, pour moi aussi. C'est bon. Voilà, non, ça reprend. So all that said, this is a really important system for Star Citizen, but let's dig into the details and see what exactly. On va dans le détail. Allez Dan, surprends-nous. Resource management can be broken down into several key elements. Power, energy, resources. Il y a plusieurs éléments, on peut. Item maintenance. Voilà, il y a plusieurs éléments qui comportent cette gestion des ressources. So let's start with power, energy and resources. L'énergie, les supports de vie, la maintenance des objets, et j'ai pas lu la suite. They can also underload items to save some resources if they don't need the full efficiency of an item. The players will have to pay attention to the balance of resources, power, fuel, coolant, heat generated, in order to maintain a well-oiled and balanced ship. And overall, prioritizing certain items and their resource consumption. Life support is the most important thing you have to pay attention to in your ships now. Support de vie, si on peut traduire ça. Atmosphere is finite in all the space. Les systèmes de survie, c'est les systèmes de survie. And here, the life support system is a key factor. Alors ces animations, on les a pas encore in-game. Cette animation de asphyxie. Make sure that the d'étouffement. Consumables inside the life support generator are always there to make sure that it can generate breathable atmosphere for you, or the temperature is actually increased to a human livable factor, so you don't freeze to death or you don't
you are not cooked. As part of Frotter un petit item peu ton micro. maintenance, the player will be able Je to pensais avoir baissé, relevé. control items throughout the ship, turn them on, turn them off. They will be able to remove broken items and replace them with new items or sometimes dodgy items, depending on their income. It will be able to control which sub-items are installed in those items, either as fuses or subcomponents that give them various bonuses to that specific item. They will be able to Docker qui dit bah tout ça on s'en fout dans un Drake, non? Oui, t'as totalement raison. Le Drake, on s'en fout. Ça va rien changer pour eux. Oui, parce qu'il faut pédaler de toute façon, donc ça change pas grand-chose. The actual management part that you, as the engineer on the ship, you have to do there. It's basically defining these circuits in the most effective way, especially for bigger ships. So a relay is something that defines which items are connected to each other, and what we want to achieve here is allowing you to create the best possible outcome for your ship. With access control, we're introducing ship roles. The captain will be able to assign certain roles to each of his crewmates, and for example, say one of the player becomes the engineer, which gives them specific access to certain controls, while the person that is the pilot will not have access to those controls. At the same time, a gunner will only have access to a specific gun or all the guns on the ship. And finally, gravity. So gravity is the concept that you experienced already in every ship. So there's always a ground, there's always a down, there's always an up. And we would like to give you some more control over that. So because it requires some energy, and if you want to run your ship more energy efficient, we want you to allow to switch off gravity. Or there might be other use cases where a zero gravity environment is more useful than another one. So if it wasn't clear by now, the scope of resource management touches pretty much every aspect of life in Star Citizen. So we're doing a lot of talking, but I bet what everyone would like to know is where are we with all of this right now? Où en sont-ils maintenant? Bigornet qui dit on s'en fout du gameplay, ça finance pas le projet, ils sont où les vaisseaux achetés? Ça arrive après. Ça viendra, ça viendra. Gravity, life support, and the relay network. With a power system, we can overpower and underpower items. We can set the priorities of item producers and consumers inside the ship, and we can set the path of resources inside the ship through the resource relay network. And with a power system, we already can distribute the base energy and base fuel throughout the ship. Le travail so we can make sure that each item actually gets the resources they need. Creating your own resource power ça me fait penser à l'ISC où ils en ont parlé il y a 2-3 ans. Mais là, c'est encore beaucoup plus détaillé que ce qu'ils avaient expliqué à l'époque. Mais bon alors, à terme, normalement, il y aura un rack qui va sortir pour qu'on puisse le mettre dedans. We can also demonstrate many aspects of the life support system, including making new players suffocate. Faire suffoquer les joueurs. D'accord, donc cette chambre est pressurisée. Et voilà les rats de laboratoire. Ah là là. Petite musique d'ambiance. Longtemps que c'est déjà développé, ça, c'est le room system. Ouais. Mais là, c'est le contrôle du room system pour laisser le contrôle aux joueurs, justement. Ventiler l'oxygène. Fire expulsion. Ah, l'expulsion du feu. Pour le priver d'oxygène. Ah. Moi aussi. Voilà. Nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des soucis techniques, chef. C'est le feu.
Ah, je crois que c'est pour ça qu'ils ont prévu jusqu'à 22h. C'est à cause des coupures. Ouais, ça a 30K, si tu veux, je confirme. Ah bah voilà. Ah, ça reprend. Ouais. J'adore Et ça cette recoupe. image. Oui, non, là, en fait, il y a une coupure chez eux, je pense. Ah Ouais. oui, c'est lancé by. Tout simple. Une qui a craché. C'était le meilleur moment. Ouais. C'est ça. Là, ils Je sont crois qu'il y tous a à le feu dans le bloc. studio là. Ah. Bon, je crois que problème technique. Moi, je vais profiter de ce problème technique pour aller faire une pause également. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, et sinon, profitez bien et. Et ça a repris, si c'est pas le cas pour fun. vous. Peut-être à tout à l'heure. Ah ben moi, ça n'a pas repris. Du coup, je fais F5, je dois avoir du décalage. Tu peux voir le back dans la vidéo de quelques minutes, du coup. Je ne sais pas. Non, c'est pas des images que Non, on a avancé, on n'a pas vu le feu. Venting and filling rooms with atmosphere. Bon, de toute façon, on aura la rediff qui, de toute façon. Ouais. Ah, d'accord, donc là. D'accord, connecté par ventilation les deux pièces. Du coup, forcément, t'as un transfert de. T'as un transfert d'air, ouais. D'accord, donc après, Ok. le support de vie normalise ça, d'accord. Voilà. Ah, ils vont loin, hein. Ouais. Et ça peut être fait manuellement aussi. En fait, Ouais. c'est Stalker le dit, c'est un peu du FTL en fait, un peu, mais en 3D avec. Oui, c'est vrai. Après, c'était quelque chose qui était déjà annoncé et compagnie, mais là, vraiment, on voit vraiment l'évolution par rapport à ce qu'ils avaient expliqué il y a 2-3 ans, comme j'ai dit, quoi. Oh, ils ont aussi le contrôle de gravité. De gravité, ouais. Ouais. Enfin, les générateurs de gravité. Enfin. Vont-ils arriver? Ah, il y a même le choix de faire une faible gravité, d'accord. C'est dans une station. Le mode lune, le mode. Le mode lune et le mode espace. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, on va pouvoir faire du. On va pouvoir faire du Unreal Tournament, c'est génial. Ah. Network. Le sabotage. Pour sabotage, ouais. D'accord, un ch'touic. On voit le schéma là qui réagit. Dans ce cas, un seul relais à enlever ne suffira pas pour le saboter. Donc il faut aller de l'autre côté. Je le prends et là, je pime. Tout le devant et... Ouais. En gros, va falloir aborder le vaisseau et compagnie, In the quoi. last year, we've made tremendous progress with the resource management system, but On va avoir a un system espion that dedans. is this big and Ouais. complex, we do not want to rush it. We want to just get it right and get it right from the beginning. So Oui, c'est let's ça. talk about what's C'est next for the Among resource Us management amer. C'est tout à fait Donc, ça. quelle est la suite pour le système de gestion des ressources? As you can tell, resource management is a huge endeavor for us. So like everything else, we'll probably not get everything in the initial release, but this is what we're aiming for. Interactable and accessible items on ships. La gravité zéro dans les chiottes, ça va être chaud. Changing fuses on the relays. Va falloir mettre La des liste de ceintures. services pour une première sortie, ça. Defining control Ah. groups that will be accessible through the MFPs. Comment, qu'est-ce qui vont sortir successivement de patch en patch? For your resource network for each ship, an engineering UI with at least a list or schematic view of your ships, external engineering screen for ships, allowing engineers to define the tuning parameters that can be accessed by the pilot with the press of a button, like loading presets and creating presets. D'accord, des presets. Donc, And after the initial paramètres release, définis. everything else will fall into place with subsequent patches. We started talking about resource management about 2 years ago. It is pretty much the evolution of what used to be the old pipe system, and this has been an interesting journey, and finally we're starting to see the fruits of our labor, and we're starting to see all the possibilities of gameplay that we can open up to the players in the future.
it's exciting to work on something that's so central to the world of Star Citizen and that can impact the gameplay of so many people, irrelevant of what they choose to do in the world of Star Citizen. Resource management is the most exciting feature that I've ever worked with. It's such a groundbreaking feature that will change the entire game from its core. I think we never had this opportunity to change the game into this direction where we are heading right now, where we will finally have all the tools in place to actually allow meaningful multi-crew gameplay and meaningful decisions for all the players, where Et ça se voit que c'est un Idriss avec un intérieur parce que la verrière du pont était transparente. Makes me really proud of what we are working on right now. Thank you for letting us share our progress with you, and we hope you're happy with all this progress and have a nice CitizenCon. Voilà, l'avant-dernier panel. Intéressant, hein. Ouais, vraiment très intéressant, ouais. They've just been staring at me. Encore du boulot, for the last mais 15 minutes. ça avance. That was Dan Truffin and Torsten Lyman talking about the resource management system, and joining us to follow up on it is Todd Pappy, John Crewe. Guys, this has been a long time coming. I know we still got a ways to go. I don't want to make it sound like it's it's done, but I mean, how exciting is this? This is very this to me brings the interaction that we want in environments, but also in ships. So like you said with the multi-crew stuff, but like again, it's not only going to be in ships. We're also putting it in environments. Yeah, this is what's necessary to have player homesteading. One of the components. It's not the only thing. But but it's about just bringing the interaction into the environment. So the AI will react, the player reacts. It's having that interaction level that you don't normally get in games. So that's what we're looking for. Being able to make imagine Siege of Orison, but being able to actually assault the platforms and depower the platforms. Missions that can take place inside the landing zones where you cut power to buildings and stuff like this. I mean, this is what really opens the game. Yeah. And John, as they said in the segment, the first place this is going to come is ships. Ouais, en fait, ça va plus loin que juste les vaisseaux. C'est des boucles de gameplay qui pourront apporter sur des localités précises, que ce soit sur Terre, dans des stations spatiales, etc. Couper l'électricité, couper la gravité, couper tout un tas de choses. Ça va faire partie des gameplays dispo pour des assauts, pour des missions précises. Donc ça a une grosse importance. Là, ils sont en train de bosser sur le... Ones in recent times were built with this sort of level of detail in mind. But yeah, you'll have all these components accessible. You'll be able to get to the relays, do all this management. Something really cool in that video was all the fire and gravity and atmosphere stuff. And like you say, it goes from just being a ship you're on board to like an interactive piece of the puzzle that gives you that multi-crew gameplay. You're not just limited to be, I'm a pilot, I'm a turret gunner, that's about it. Now engineers and support roles are going to have a huge part to play on ships because things will go wrong, and if you don't get on top of it quickly, it's going to be a very bad time for all involved. Yeah, like I said before we set it up, this is the aspect of Star Citizen that first drew me, in. So it has been I feel like I've been very patient and waiting, really wanting to see this go. And as I see everybody on EUPU and everybody that's c'est Star Citizen qui l'a attiré en premier lieu. C'est la possibilité non seulement de jouer avec d'autres gens en équipe, et aussi de pouvoir effectivement se partager les tâches et que les tâches puissent s'intervertir. C'est vraiment du management de tâches en équipe. Changing my tune. This is the part of the thing that I've been waiting for personally. So I'm excited. All right, so we've ping pong from the visuals to the gameplay, to the visuals to the gameplay, to the visuals to the gameplay. We've only got one more scheduled presentation left. Ship talk, talking ship. Our annual celebration of vehicles. Bigornet, tu voulais du JPEG avec 300 boules à payer? C'est bon, c'est ton temps. C'est rien pour toi, Bigo. Rien pour toi. Le JPEG. Et ça a encore recoupé pour moi. La pigeonnade. Exactement.
Allez, préparez vos cartes à crédit. Allez hop. Allez hop. Premier vaisseau, Aurora. Non, je suis tout seul. Hi D'accord. everyone, my name is John Crewe. I'm the vehicle Bah, director écoute, here at t'es le Planetary défenseur Pyro. ultime de This year, l'Aurora, donc... Once again, joined by Ben Curtis, vehicle art director, and Paul Jones, concept art director, and this is our yearly ship talk panel. Like previous years, Dans we'll le be talking dans le about chat, ils me something suivent. coming soon, something being Ouais, announced today, dans le chat. something coming a bit later, and Vive le then chat. the fan favorite, the pick a ship or vehicle concept series. To kick things off this year, we're going to be talking about our new concept ship, which is the Crusader Spirit. This is a series of ships from Crusader Industries that is designed to take on a variety of other manufacturers' ships at the two-person crew il y a des vaisseaux level qui sont and sympas. does a wide variety of tasks depending on which variant you pick. The two standout competitors to this ship are naturally the Cutlass and obviously the Cutlass Blue, Red, Steel, and the Freelancer series. C'est un aspect turien Mass Effect un peu. Similar sized ships to this, and they also cover similar sort of roles. Compared to the Cutlass and Freelancer series, the Spirit benefits from not only Crusader Industries' sort of stylish physical appearance, but also their renowned speed and agility over those other variants. Un Normandie, le machin. Ouais, on est d'accord, on est content. Normandie, oui. On dirait un Normandie, le machin. Avec. C'est vraiment la version Normandie de Star Citizen. Voilà. Voilà, vous l'attendiez, vous l'avez. Avec, je suis content. Voilà, avec en plus une touche un peu turienne. Ouais. C'est ça, oui, Big Hornet. 3 variantes, dont une de déplacement professionnel. Le A1 Spywitch, exactement. Pour l'info, pour le nom du vaisseau. Donc c'est un sorte de... C'est Normandie. C'est le Normandie. C'est incroyable. C'est juste ça. Et petite info, le Normandie est de conception humano-turienne. Donc il a de toute façon ça dans l'ADN. Ouais, donc en fait c'est un Mercury simplifié avec une touche Ares, ouais, avec un seul couloir. Bref, ils ont entendu les fans du Mercury qui voulaient un vaisseau qui pouvait faire un petit peu plus de choses que ça. Et ils ont fait ça. Oh, un bomber. Bomber, ouais. Donc des bombes de taille 5. Oh, je le veux, le bomber. Ah non, Morphologist il va dire qu'il faut le nerf. Ils ont mélangé un A2 aussi avec dedans, quoi. C'est ça. It delivers a different role to what the Attention, Starlifter does in du terms of concept. bomber. Hein. I think it's C'est pas... Malheureusement pour Dayum, il n'y a pas de version explo. Shit, Eh so non. it's much more agile. You're going to be kind of getting in and out and you know, doing your bombing run and then Déjà en vente sur le site de CIG. Ah bah, ils vont pas perdre de temps. Et oh, ça au moins ils sont à l'heure. Ça au moins ils sont à l'heure. Et concept, je crois, en plus. Bah ouais. Pour seulement 999,99 €. Alors, le A1 Spirit, 212 €. C'est ça, TVA comprise. Donc, voilà. Pour le prix de base sans la TVA, vous comptez. Et tout vous bien listé SNCF. So this is a sort of taste of what the Starliner will get in the future, but on a much smaller scale. VIP1 is Ah, c'est le petit frère du Starliner, le 1. Two levels, and so you know we really wanted to sort of have that VIP experience. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un sort de Falcon, multi-crew. Bah, petit jet privé, enfin... Des jets privés, ouais. C'est ça. J'ai hâte de voir vraiment le gameplay de transport de passagers. C'est ça. Alors lui, c'est le moins cher. TVA compris, 181 €. So when you're in this kind of shared VIP area, you're going to have great views and be able to kind of like explore the verse. Vous voulez vous faire pigeonner? C'est le bon moment. Venez vous faire pigeonner. Which is at the front of the module, which is basically where players can go and choose whatever the drink it is. So it's, you know, cocktails or coffee. And then players will also have
super comfy seats. They'll have the widescreen TV in the module. I'm really excited to see when we start getting our players and our AIs into these ships and being able to kind of Vraiment, explore un mélange de Hawk, d'Ares, experience that kind of luxury bizarre. living that well, Ouais. I've not yet to experience. So between the three variants, there are a number of shared areas. The sort of core of the ship changes with each variant, but there are some aspects pris un which checker pour don't ce need to ship. change. And starting from the front of the ship, you naturally have the cockpit, 48 or the bridge. SCU, oui, So, c'est like ça. other Crusader C'est ships, you donc have the oui, side-by-side Cutlass, freelancer de pilots, base, co-pilots ça arrangements. ajoute dans cette compétition. Then you ouais. have behind them their living quarters, Pour les like concierges, vous avez une peinture area, exclusive qui est rouge, component Crimson, access, pour le C1. and then you have the Voilà. variant Je pense que c'est la même pour les autres, j'ai regardé. Bah, je pense que c'est applicable aux autres, quoi. Enfin, Ouais, c'est la même. So that's the Crusader spirit. Ah non, il y a 3 peintures pour les concierges. Oh, il y a une qui est noire et orée. Un d'or. calme. Ah bah tiens, là il demande Something at rapidement. the very Il a une start montre, of our ouais. vehicle Et production je vais m'acheter pipeline, 10. something Ah ouais, nearing noir et the doré, end c'est of sympa. the pipeline. Il est sympa, Let's ouais. talk about the Drake Corsair next. Ah, parlons du Drake Corsair. Le Drake Corsair. Ok. Et il va être revente, non? in their lineup. We've seen a lot of Drake ships of various usage and roles, such as the Buccaneer and Cutlass. In this size class, you naturally have the Constellation, the 600i, as the competitors, and what Drake brings is its usual rugged, overwhelming amount of firepower for its size, sort of classification to that entry. It's Drake's dedicated exploration ship. It's a kind of a medium, deep space. Bon bah j'ai vendu mon Mercury. C'est pas ça. J'ai pris le C1 et le A1. Mais non. Juste 2 fois la peinture noire dorée. Et ça m'a coûté que 30 balles pour les peintures. Quoi. Que l'argent du Mercury 30 suffit. balles. Que 30 Que balles. 30 balles. Entendez-moi ce riche. Tu es faible. C'est pas vrai. It's going to be something that you more than likely can fix, and it's not going to be something that you have to cut back to a main dealer to get serviced and fixed. It's something that hopefully you and your crew will be able to kind of repair and get back on running, ça. or just fix with some duct tape. So fans, when they see the ship, will immediately see the sort of heritage, the DNA that's running through. Donc, juste pour info, hein, comme pour rappel, le Corsair est censé arriver avec la 318 ponts. Il n'étonnerait pas que ça devienne le vaisseau un peu le vaisseau star de la 3. De la 318, non, mais de, oui, c'est ça, de l'IAE, je vais dire. Bon, j'aurais quand même préféré que ce soit un vaisseau de chez Kruger celui-ci. This isn't done purely for style. Being Drake, it's more there for function. It allows you to get in and out of the hangars much easier. We put quite a lot of effort into keeping that really iconic exterior kind of silhouette and vision that we set, but still making it functional and making sure it works. At the moment, we're just kind of finishing up on final art. Most of the exterior has had, the majority of it's la majorité de l'extérieur est art time spent on it. We've still got lighting to do. We've still got kind of like final finishing to do, tweak some of the materials. Quelques petites touches finales, etc. Les derniers réglages. But it's in a good place, so I'm really excited to be able to show you. So let's take a look inside the ship, and once again, we'll go front to back. On the inside of the ship, we start right at the front on the cockpit. Là, on va faire une petite visite de l'intérieur. Oh, le petit ventilo. Ouais, ça faisait longtemps. Right up front, and then kind of classic kind of Drake stylings. The co-pilot gets in the seat behind them and actually sits down le into the fameux. floor. That transition from the main cockpit area into that kind of co-pilot Très Goldorak. section. Très Goldorak, désolé. Pretty much underneath where the pilot is. It gives great visibility for both the pilot and the co-pilot. The other nice thing about this cockpit is, again, you've got these massive guns that stuck out either side of you. La puissance de feu, ça rigole pas. Ouais, c'est un vaisseau d'exploration. Hein. Non, Star Citizen n'est absolument pas un jeu de guerre. Drake a un super concept d'exploration. Hein, c'est toujours.
or to either side. On va explorer les cadavres. Turret access. Ça, c'est les accès aux tourelles latérales. Kind of like the neck of the ship, effectively. The side turrets have changed a little since the concept phase. They now have a greater range of motion in sort of the yaw Ils ont eu axis, un angle quite de limited at concept couverture, d'attaque plus 45 grande que dans le degrees. concept. Each way, you're now looking at 90 degrees, pretty much. Je suis d'accord avec Starcraft. Le vaisseau d'explo qui tire avant de dire bonjour. Ouais, c'est ça. Ton premier contact avec une race extraterrestre, c'est tu tires, bonjour, au revoir. Mais n'est-ce pas le cas des vaisseaux Drake, de manière globale? Oui. GTR de manière générale, si. C'est en tir d'abord et ensuite on discute. Alors même si ce n'est que 10 corps et que ça n'a aucune interaction, j'aime bien les harnais, une sorte de le bazar qu'il y a au-dessus du lit, c'est sympa. What? Calimar qui dit un vaisseau d'exploration de Corée du Nord. Non. Oui, parce que oui, le Corsair, contrairement que Class, il aura des water. Énorme point avantageux. Ah oui. Est-ce qu'il a une douche? Je crois que c'était intégré, c'était un hybride toilette-douche. Oui, c'est ça. C'est dans l'ensemble. Ah oui, cabine. sans porte quoi, à la Drake. En même temps. Move back from habitation and we start to get into like the rear half of the ship. I think if the habitation area is like the heart of the crew in the ship, then the engineering area is the real heart of the ship itself. It's sort of this octagonal, hexagonal space with a few little rooms coming off it to cram components in. And off one of those you have the side airlock, which again has suit lockers and weapon lockers in there for before you go into EVA or docking or coming back out of, before you enter the rest of the ship. And then you've also got the lift, and the lift not only goes down to ground level, but it also takes you up to the J'adore les leviers là. So if you do want to go on a quick space Ah, et tu peux accéder sur le toit. then you've got kind of easy access straight up the lift and out you go. Then finally at the rear you have the main cargo hold, which has space for an Ursa rover or similar sized vehicles and down, along with a significant cargo capacity. And being a Drake ship, there's a huge ramp on the back of it. All the mechanics are exposed. You can really see the workings of how the ship actually operates. Pas mal, hein? Found a Drake. It certainly ticks all those boxes. So I think the Corsair is a particularly cool ship. I love the styling of it, love the asymmetric wing arrangement of it. I think it's just going to be a great, fun addition to the game, giving those sort of players who enjoy that Drake experience their slice of the pie. And you'll be able to experience that yourselves at IAE this year. And a vehicle coming later today, a vehicle that's at the end of the pipeline, we have the Greycat STV. Ah. Le fameux véhicule dont on ne savait absolument pas que ça allait venir. Vite fait, il y a sur le forum officiel de Star Citizen, il y a avec Ulf, il y a vous pouvez poser des questions concernant le Crusader Spirit. Ok. Pour le prochain Q&A. Du coup. Est-ce qu'il y a des toilettes? Is the Greycat sports terrain vehicle. It builds on what they learned from the PTV, but it brings it. Donc ça c'est le grand frère du PTV. Out of the hangars, off of the tarmac, and onto much more rugged terrain. Franchement, je l'aime bien celui-là. Il est sympa. Et voiture de plage, casquette de plage, là, j'aime bien. Limite, je le préfère en termes de véhicule pour déplacer, je le préfère au Cyclone. C'est plus petit, plus compact, tu peux mettre un deuxième personne à côté, il a une petite capacité de stockage. Ah ouais, trop bien celui-là. Tu peux pas mettre de défense anti-missile dessus, c'est dommage. And we've actually reconcepted the PTV and we have the concept for the UTV. And when you see all three side by side, you'll see. Ah, il y a encore un autre vaisseau en concept qui s'appelle le UTV. Design language, simple layout, pas mal. easy to clean. That was a big thing for us, even though we don't have like a cleaning mechanic. All this sort of builds into the. Bien fini hein, pour une petite voiture. Bah c'est au standard actuel donc. On parle au PTV qui lui a bien besoin d'un petit. Un petit coup de relifting. Exactement. Ah, il y a quelques vaisseaux qui ont besoin d'un relifting quand même. Surtout s'il y a des courses de Greycat maintenant. C'est une bonne chose. Donc un petit rack d'armes qu'on peut ranger là sur le niveau de la. Au niveau du garde-boue arrière. Garde-boue, ouais. So the STV
delivers that gameplay that is, you and a buddy out exploring over our planets. We've got these vast ships that you can explore deep space and go off with big multi-crews. But what this really allows you to do is get down on one of our many planets and go exploring on the ground. Limite, je pense, il y a des personnes qui se plaignaient de la largeur du cyclone par rapport à l'entrée du Cutlass Black, où les roues étaient très serrées. Ah, sympa, ça. Ça sera bien de plutôt mettre un Greca dans... Là, pour le coup, ce PTV peut-être est peut-être mieux pour le Cutlass. Il a l'air d'être plus serré. Après, est-ce qu'il y aura la possibilité de le mettre? Parce qu'il faut mettre un système exprès dans les vaisseaux, je crois, un truc comme ça. Ça, quand il sera acheté un new game, je vais me le prendre. Aucun problème. Et j'aime bien ce compteur. Parce que c'est ce qui nous manque un peu dans les véhicules actuels. It kind of brings a lot of gameplay, and it's not all about combat. It's not all about flying these massive ships. And I think Gornet qui dit très bien qu'ils aient pas mis d'armes sur le Grecat. En même temps, s'ils essaient de mettre des armes de vaisseau dans un véhicule aussi petit comme ça, par terrestre, j'aurais un petit peu des questions moi aussi là pour le coup. Après, c'est vraiment pas le but de mettre des armes comme ça quoi, sur ce genre de jeu. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai une sorte de tendresse personnellement. J'ai une sorte de tendresse envers ces petits véhicules comme ça, comme le Mule, le PTV, le STV. Ah, c'est Twingo de Star Citizen, si tu vas par là. C'est ça, voilà. Alors, Big Hornet et Stalker qui apparemment suivent la CitizenCon en Rome et en Sky respectivement. And finally, the most important aspect of these inaugural shows, the pick a ship concept challenge thing. For those of you that have seen previous years, you will have seen that we've thrown up some silhouettes of potential ship and vehicle options and asked for your feedback on which one we should actually make. And the wise among you have probably realized that we end up making pretty much all of them anyway. So instead of just doing that again and pretending that we're not going to do that, we thought we'd do something slightly different this year and just have a single ship option. And the choice is actually the manufacturer and the styling of that ship. So we want to do a nice large civilian mining ship that bridges the gap between the Argo Mole and the RSI Orion, because if you know those two ships, there is quite a gulf of space in between. We wanted to fill that gap with an intermediary stepping stone before you jump into the RSI Orion, which the scale of its mining is nothing like any other mining ship in the game. The Mole is the current mining system, just lots of it. So with this larger ship, we want to increase that and also provide onboard space for our ground mining vehicles such as the ROC and the ROC DS, which allows you the flexibility of taking on any mining situation that you can come across. So with that, we have three choices, which are basically the manufacturers. We have RSI as the first choice. So obviously RSI do the Orion, so this would be a smaller vehicle in that family. We have Argo, again, we have the Mole, so naturally it could be a larger step up from that. And then we have MISC, the third option. Obviously MISC do the Prospector, so again, keeping it all within the same. Donc là en fait on nous demande de voter en fait pour le fabricant de ce vaisseau intermédiaire entre le Mole et l'Orion. Et voilà. Ah voilà. C'était tout. C'est tout. So the Crusader Spirit is available now as a concept promotion on the robertspaceindustries.com website. The STV is coming to the universe at the end of the broadcast, just in time for the ATMO Esports racing event that's happening after this. And the Corsair will be making its way to you at this year's Intergalactic Aerospace Expo. And to vote on this year's John Crewe's Pick a Ship Challenge thingy, I think he called it. There is a comm link on the robertspaceindustries.com website where you can go and vote on the manufacturer for the next big mining ship. So, John, recently you went through and just nuked all the speeds of all the ground vehicles, and obviously you did that so that the STV could be the fastest. That's certainly one take on, on what happened. To talk about it a bit more in depth, it was actually planned for quite some time.
as we know, game development timelines go all over the place. So we'd actually done this for 3.18 Evocati, which sadly did not come out before 3.17.3 went live. So we did that because, quite frankly, a lot of those vehicles were ludicrous speeds, like désolé pour la coupure. Vous pouvez voter dès maintenant. Je vous mets le lien pour ceux qui s'intéressent. 120 miles an hour is terrifying, especially on, like, vous avez du coup le choix entre 3 marques. Vous avez le choix entre Argo, Misk et RSI. Sort of rebalance everything. Not Et everything. le site de RSI a du mal. Ouais, j'allais le dire, le site RSI a beaucoup de mal. Il y a plein qui sont partis chercher Spy 8. Voilà, pour changer. So it wouldn't be such a surprise in 3.17.3, which unfortunately is how it turned out. Alors, but as far as the new ships go, the Crusade, the qu'est-ce que je Spirit voterai, moi? looks amazing. Yes. Like, intermédiaire. when you say, I gotta ask you, you say this is a small taste of what players can expect for the Starliner, which anybody should know is my favorite ship. That's still not out yet, John. Here's a little taste. What it when you say a little taste, what does that mean? I'm asking for me, not for these people. I'm asking for me. What does that mean? So obviously the Starliner is quite an old concept. We didn't really do a huge amount of interior look development. So the time we spent on the Spirit E1, the E1 Spirit, is really what we're going to build on for that. So you're going to have like that VIP first class pod enclosure. Mixmaster, the most important feature of the Starliner. I still have no idea how that's going to work. Ask Tony, it'll be fine. Yeah, that sort of feel, that luxury transport feel is something we haven't really shown in Star Citizen. Every man and their donkey was pestering me for that Horizon Shuttle concept, and we'd planned to do like a Crusader Cutlass competitor, which is its like internal working name, and I hated it because it got abbreviated like the 3 Cs. We just called it the ship the 3 Cs the entire time. And then there was that sort of vocal uprising about, hey, John Crewe, give me that Horizon Shuttle, and that sort of the two things merged together, and that's where it came from. And then the Grey Cat STV, which will be our straight-to-drivable vehicle, going live on the website and stuff at the end of this broadcast. That's an exciting, push in the Grey Cat, in the Grey Cat arena. It looks sporty as heck. Yeah. And it was neat to see a sneak peek of the UTV as well, which I'm assuming is going to come sometime later on. Yeah, it's not in active development right now, but when we decided to do the STV, we were like, hey, let's spend the time, let's work out what Grey Cat as a manufacturer looks like and feels like. Because we had the PTV, people have seen the big Spider Minor from back in the day. They're two very different things. Right. There wasn't really like a family lineage, so we built that family lineage around that, and we're like, here's the reworked PTV, still looks how everyone recognizes it, but it sort of works with the modern mechanics. Let's do a sporty version, let's do a utility version, and so we've got those three together now that you can really see like the family lineup, and they each do slightly different things, which is cool. But yeah, the STV is that beach buggy, dune buggy thing to just razz around. No, it's really cool. I really like the styling of it. So, if you we've got one small thing left, and then one rather large surprise left. So we'll do the small thing first, and then buckle up because une surprise. Well, I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. I'll tell you in like 5 minutes. But before we get there, during last year's CitizenCon presentation, we explored a lot of the Outlaw Lifestyle, their outposts, the space stations and stuff. We thought we'd do a little sizzle to follow up on how those things have evolved in the years since. So get ready, we're going to show a quick sizzle, and when we get back, there'll be a neat surprise. So stay tuned. Donc un petit peu un visuel de... Ah, des hors-la-loi. Des hors-la-loi. La vie des hors-la-loi. La vie des hors-la-loi, ouais. Donc là, ce sera vraiment apparemment que visuel, même pas de commentaires ou quoi que ce soit. Sympa. On va pas bouter une petite surprise. Allez.
Donc là, ils utilisent le système de ce que Disco avait baptisé le système d'overlay, qu'ils ont qui est une outil en interne de studio et qui permet en fait de rajouter justement des couches thématiques comme ça pour transformer un lieu qui au départ, là par exemple, était plutôt accueillant. On a pu voir les avant-postes normaux, si je puis dire. Bah là, ça a été transformé en avant-poste abandonné, resquatté, réaménagé pour des choses pas organiques à droite. Des choses pas très catholiques. Oh. Ah ouais. Ah, puis d'accord. Oh. La station, elle est jolie. Non. C'est Pyro. Alors est-ce que c'est la station ruine ou est-ce que c'est une station générique? Alors si ça c'est les génériques, mais punaise. Non, c'est la station ruine, enfin c'est pas possible, ça peut pas être juste une station quelconque de Pyro, non? Magnifique. Ouais. Elle est jolie, ouais. Et j'ai plus l'impression que c'est la station ruine, ça. Ouais. Vraiment, ça c'est le seul exemple. Ouais, je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais. Je rappelle quand même que la station ruine, d'après le lore, est censée être autour d'une planète. Alors là, t'as l'impression qu'il est plus dans une poche de gaz. Donc, oui. Étrange. Pour le moment, je m'en tiens que c'est une station comme les stations restock qu'on a aujourd'hui dans le jeu. Au niveau des points de Lagrange. Ok. Ouais, je vois. Mais bon, on va avoir tort. En tout cas, ce qu'on voit, c'est des concepts qu'on a déjà vus, des visuels conceptuels c'est ça. Par rapport à certaines stations. Donc, mais là... ouais, ça en jette. Voilà, mais là, vraiment dans le moteur. Et plus tard dans le jeu... serveur machine, tout ça, hein? Voilà. On attend. Santé. En attendant, on a la 3.18. Qui n'est pas encore évocative malheureusement, mais... Elle arrive, vous inquiétez pas. Mais on ne pourra toujours rien dire. Putain de bordel. Joli, vraiment joli. Pas du tout la même ambiance. Hein. Et c'est la fin. Donc ça c'est la petite surprise. Apparemment il y a un truc plus gros après. Outlaw Lifestyle, Mais non. a glimpse at how the outposts and the space stations have evolved since we saw them at last year's CitizenCon 2951. Now, if you've been following our program today, you might think this is it. We're near the end, but we've got one more special surprise in store. Joining us on the show today are two people who probably need no introduction, but we're going to do it anyway. Founder and CEO, Mr. Chris Roberts. Hello everyone. How you doing? Ah, Squadron 42. Vous savez pourquoi? Le gars qui travaille les personnages, le mec là, il travaille exclusivement pour Squadron maintenant depuis quelque temps. Le directeur de jeu de Squadron 42. This is your first time on the spaceship. It is. What you think? I think it's very nice. Est-ce que ça veut dire que... I'm just going to ask everybody how it thinks all day. So Chris, Rich, you're here. Are we going to talk a little bit about Squadron 42? Is that what we're doing? Ah voilà. On va un petit peu parler de Squadron. Yes and no. So, oui et non. Both me and Rich have been heads down working really hard on Squadron as well as helping out on the PU. And one thing that we've thought that would maybe better to reiterate is there's a huge amount of work that we're doing on Squadron that is going to make a massive difference to Star Citizen, the PU. And we wanted maybe to talk about some of the things that we're doing, because I know a lot of people say, well, everyone's working on Squadron, no one's working on the PU, and that's not really true, because a huge amount of the core gameplay that we're working on Squadron is specifically being built not just for Squadron, but to benefit the PU. And we're just doing it in sort of the test kitchen of Squadron to allow us to really, polish and make sure the features work well without having to be caught up in the sort of quarterly release cycle that you have on the PU, because we were finding it was hard for us to really finish the features out. You know, we'd get a tier 0 out, and then it would just sort of sit around for a while because everyone was rushing on to the next set of features they wanted to do. And for Squadron, obviously, it's shipping as a final polished AAA title, so everything needs to be really put together, working really well.
and playing great. And so we're trying in the setup that we're doing now to do that for the features that we've identified that we need to make sure works really well for Squadron, but also will play across into the PU. And so we thought it'd be really useful to come by and tell you all about some of the subtle things and the gameplay aspects that we're working on that maybe you haven't heard from Todd or Tony or everyone else that like in today and during the ISCs, because we sort of try to keep the Squadron stuff close to our chest to really sort of surprise and impress people when we do it. And so we thought, why don't we just come by and maybe just talk about little things, maybe show you a sneak peek of something here and there, and not everything, because we're trying to keep it parler de ces choses un tout petit peu par rapport à really Squadron et de donner des petits out of sneak the peeks. carriage and it's beautifully dressed and all the rest of it. But hopefully it'll give you guys some insight to what's happening and also understand that a huge amount of the development resources, even if you think they're working on Squadron, are ultimately working on stuff that will be in the persistent universe. So let's talk a little bit more about that before we jump into the actual features. This co-development has been part of the process since the project was first introduced 10 years ago. Congratulations on 10 years, by the way. Rich, talk to me a little bit about this co-development. You started with the PU, and then you've now gone over to the Squadron 42. So you've worked in both. You've worked in both environments. You know the struggle of T0. Features and the quarterly releases for the PU, and now you're getting to kind of, your experience is different on Squadron. Talk to me about how that's changed and how it's still, work for one still benefits the other, or will ultimately. Well, when I worked on the PU, it wasn't really the PU or Squadron. It was always, we were working on features that pushed for both projects. So the focus when we were on the PU, or when we were more PU focused, was that we would make sure that we were getting features up and running, developed to the specifications that we needed them to work in a multiplayer environment, and then getting them out into the audience's hands, on quarterly releases. But the biggest issue, I think, if you've seen me doing talks on SC Live over the years, or even in some of our retrospectives, is that we'd get features, and the way that our, CIG is set up is we have feature teams and we have content teams. So what would happen is we'd develop a feature and then we'd push it to the live audience to get feedback around that feature. But there would almost be a lag with the importance of that feature and turning that from a singular thing into an experience, a gameplay experience that you'd go and enjoy and play as a part of a fun game. Désolé si on s'est pris un point, mais là on l'écoute pas mal. On ne réagit pas énormément, c'est pas très visuel. Donc bon. We were trying to change the feature, so I think this kind of pulled it back a bit, allowed us to really focus on both the content and the feature at the same time. Because it allowed us to bring it as under one umbrella, which is train juste de justifier pourquoi ils managent le projet de cette manière-là maintenant autour de Squadron 42. Fully whole, capable gameplay experience that myself, Chris, we can play and enjoy it and go, is this right? Do we need to make it better? How does it feel? And also prove that out with the content that we want. So once we've then developed that and honed it and almost cast it in that iron, in the crucible kind of thing, we can then move it into the PU, and ultimately it's not that they're going to get features later, because they would have had them probably earlier, but just not ready, or I can pick a few features. Le Richard Taylor en fait un petit peu répète ce qu'il avait dit un petit peu lors du dernier essai dans lequel il participait lorsqu'il fallait faire la transition entre Star Citizen Squadron 42. Bon voilà, pour dire qu'en fait voilà, cette histoire de développer les features d'abord pour Squadron, le polisser pour Squadron, puis ensuite les mettre sur Star Citizen après coup, quand il y a des features qui sont partagées entre les deux jeux. Parce qu'avant c'était une implémentation en même temps. Là, c'était développé pour Squadron et Star Citizen en même temps. Et là, ils ont changé depuis 1 an et demi, je dirais maintenant, de développer une feature pour Squadron, véritablement pour Squadron, et une police pour Squadron, etc. Et après, ils le mettent dans Star Citizen. Mais bon, les adaptations qu'il faut. Parce et inversement aussi, non? De Star Citizen Squadron, pas tant que ça. Pour le moment, non. C'est pour le moment la priorité actuellement, c'est Squadron. Sortir Squadron. C'est le premier jeu qui est censé sortir de CIG. Donc bon bah voilà. Ils insistent sur le fait que le faire d'abord pour Squadron 42, ça permet aussi d'avoir des features plus abouties sur le PU quand ça arrive. C'est ça, plutôt que quand ils étaient en train de faire la chose en même temps, où le tier 0 était très tier 0, si je puis dire. Donc,
Le système de combat qu'on a vu avec les vitesses, master mode, etc., bah c'est ça. C'est totalement la conséquence de ça. D'abord initialement développé pour Squadron, puis mis dans Star Citizen à un moment donné. Effort and work every time you do one of these releases. It sort of eats into your development time in terms of doing the feature, and so pulling it out of that sort of loop and saying, okay, we're going to work with it in Squadron to really make it polished. So it's like not a T0 version. We've really got it down. It feels good. We like playing it. This is fun. This is challenging. It feels good. Is the benefit I think that's happening with us on Squadron. When we're seeing it on our side, I know it can be a bit frustrating for everyone on the other side because we're sort of telling you, oh yes, it's going to be much better than you've got right now. But we are very aware of a lot of, say, usability issues, user experience issues that we are addressing right now in Squadron specifically for both Squadron and the PU. That's gonna, and we'll show you a couple of little things that will help with that today. But essentially, if you think of core gameplay in terms of, we have some core areas what we call the sort of the actor system, which would be the FPS, the players moving around on foot, interacting with things, the vehicle stuff, which like John Crewe heads up, but the whole vehicle systems, and you've already seen some presentations today on things that are very specific to vehicles, like the sort of need for multiple speeds, and also the resource network, which is going to first roll out in vehicles, but it's going to be universal. All those are sort of core gameplay systems that we have. And so what's happening now is that we're taking some of these systems and really just making them work well for Squadron, and then bam, they're going to come across into the PU. Another good example, which hasn't been talked today very much by on the vehicle side and the need for speed, but you probably saw, in the different modes, there needs to be more stuff on the HUD, and we've got a whole redesign that's happening on the HUD and the MFDs. That's going to be very different than conception des HUD, des ATH, etc., des MFD, des écrans multifonctions. Ça, on le savait déjà, puisqu'il y avait des mentions de ça dans les derniers rapports mensuels. Et voilà, le Master Mode aussi requiert aussi justement que ces informations-là soient rajoutées dans le HUD, etc. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont développées pour Squadron, qui à terme bénéficiera également dans Star Citizen à terme. Squadron, and then it will get rolled out to the PU, which has obviously much wider range ships. But as we're designing it, we're building it with both Squadron and the PU in mind. And so there's a lot of things. People have talked about the star map forever, or star map. So that has definitely been a major. I mean, there's right now, I think, 3 engineers, 3 ingénieurs, a couple of visualists on it, beaucoup de visualistes, enfin de personnes qui travaillent sur les visuels. The new star map, which people haven't had, sur le nouveau star map. We're not quite ready to show you today. Pas encore prêt à nous le montrer aujourd'hui. That is going to be a much improved experience, but all of it, ce sera une expérience beaucoup plus améliorée traversal, pour combat, the whole feel of it, all things that we're really focusing on here to bring across into the PU after. We've got it working really well in Squadron, and so I think ultimately it's going to be good for the PU, and a lot of things are going to sort of come together over the next couple of years, we're pretty excited. So we wanted to visit you and talk a little bit about it. I think there is 2 common themes that I think you'll see throughout the entirety of this talk as well. One is the fact that it's how we develop the features. That everybody looks at individual features, has got the microscope of that specific feature, but it's how they all interact together to create the game. So it's about bringing them all together to create that gameplay experience. And number 2 is that none of these are like, oh, we're going to get to this in however time, and we're going to work on it. That all of the stuff that we'll talk about today is stuff that we're actively working on, and not in the inception, but we have in our hands. We can play it, we can see it, we're feedbacking on it. So it's something that we're fairly advanced along, and so hopefully we'll be able to pull back the curtain a little bit. Yeah, that's some of the things that we're going to talk about, and I think we're about ready to start getting into it here. Some of the things will have aspects to show. Some of the things won't have aspects to show, like the star map, like Chris just said and whatnot. Some of the things will be presented in
test maps because we don't want to give away any Squadron 42 specific locations and stuff like that. That said, I think we can maybe show some stuff in Osiato because people have we already that. showed one location. So you guys ready to listen enough preamble? Let's go. Let's start with Rich. You were the AFT guy. Now you're the whole Squadron game guy. But let's start with something that affects everybody. This is a first-person universe, after all. Let's talk about the FPS radar and the player interaction system. What can you tell us about how Rich Tarrer va nous parler du FPS radar. We obviously, I think I've given a talk on FPS radar and scanning in the past, and I think the biggest thing that when we look at what Star Citizen is now, what's the first thing that you do? You know, you're in your bed. How do you interact? C'est un truc que j'ai pas hâte de voir arriver. Comment? C'est un truc qui me hype pas du tout et j'ai pas hâte de le voir And a arriver. lot of the thing that we realized is that, you know, and it's not something new, it's just something we've always wanted to get to, is how does the player interface with the game? How do they translate their controls and what they want them to do, you know, ultimately in the universe that they're playing, and how does that then translate in the computer game so that it does what you expect it to do? And I think one of the biggest things was the player interaction experience, where we kind of use this terminology to understand, like, that's like interact mode, personal inner thought, you know, the player interaction system, all of these umbrella systems that kind of sit underneath this main kind of like saga, shall we say. And I think that's one of the things that we really want to improve and make better, because I think it's lacking right now. If you go and walk around the universe, you know, generally having to go into interact mode, having to use the cursor, having to select things, you know, and we've spent a lot of time trying to make the world physical and feel right and immersed, that you're immersed in it. Well, you can interact with things, like the props are interactable. Exactly. You can do things, you can push things around, you can move them. I mean, the whole goal is to make it a sort of physically living universe. Exactly. That you can interact with to a level that in most FPS games you don't, right? Because most FPS games you run around, you shoot things, maybe you. C'est vraiment la difficulté qu'ils ont avec ce jeu, c'est de rendre tout l'univers physiquement disponible avec tout un tas d'interactions possibles, tout en ayant une interface suffisamment digeste pour qu'on appréhende les possibilités données et qu'on puisse les faire de façon fluide. Beaucoup de jeux se sont frottés à cette difficulté-là, comme la saga d'Arma par exemple. Donc comment arriver au résultat voulu? C'est pas simple, c'est un d'être simple. Squadron, we have a huge amount of physical puzzles, interactions. Donc que des crédibles sont ossature du jeu. Oui, c'est la difficulté du truc. Oui. Leurs interfaces diégétiques. Ça pose des problèmes graphiques aussi. Ça. And a flight game all rolled into one. And so we need systems that are easy to use. And you know, currently what we have, ideas were good, but it's pretty clunky. So we've been really focusing on it, because also we want you to be able, keyboard, mouse. What if you joystick? What if you have a gamepad? We need to make sure all that stuff works well. So we don't want to have 400 key presses you have to remember to do stuff, and we don't want it to take forever to interact and do stuff. And so we've really been thinking about it. Those are, by the way, have been large complaints on the PU, just getting in. New person getting into the game, like how do I get out of bed? Ouais, ces problèmes d'interaction, c'est vraiment ce qui interroge le plus, parce que ça fait partie des remontées qu'ils ont le plus en termes de plaintes autour du jeu. Parce que quand on est nouveau joueur, comment savoir quoi faire, à quel moment, sur quel item, c'est assez complexe quand on arrive tout juste sur le jeu. Et donc il faut absolument le rendre digeste, ce type d'interaction, l'ensemble des interactions dans le jeu. Facile à prendre en main pour les débutants, ouais. Facile à prendre en main, dur à maîtriser, c'est le credo. Le fameux, oui. Le credo, ouais. You know, because of what we talked about, the release cadence in Star Citizen on the alpha, it just, you know, didn't get to it yet. Well, we're getting to it now, and you know, we're working on it. So I mean, part of it is basically removing the barrier. Yeah. So removing the clunkiness, as Chris said, to how to interact with with the environment. So what we've kind of gone to, we've gone to kind of this weighted system. So if you're walking over to a trolley, you know, you shouldn't have to like look exactly at the handle to be able to go, oh, I want to use the trolley. You just want to be able to go over there, and the game, you go, I want to interact with the trolley. You just press F, and the game should know
yeah, they want to interact with the trolley. So if I'm looking at your desk, for example, you've got quite a lot of things that I could pick up and take and do whatever I want. But you want to be able to just walk over there and not have to go into a mouse cursor mode. Ouais, c'est ça. Si on reprend par exemple le mode interaction aujourd'hui, effectivement, on doit être très précis dans là où on veut pointer avec la souris pour mener l'action que l'on veut. L'idée à terme qu'ils aimeraient achever, c'est de juste arriver vers les objets avec l'interaction et qu'en juste pressant une touche, le jeu sache que l'on veut interagir avec tel objet. Que ce soit plus aussi dur de comprendre l'interactibilité dans le jeu. It's the same when you're in a cockpit. In a cockpit, or you're walking around, or you're in EVA, or you're crouched, or you're prone, or all the different environments that you're in. You need to be able to just effortlessly interact with the game world, and you want it to just feel natural and immersed because you want to get involved in what you're doing in the gameplay, not have to fight the controls. And then on the other side of things, which is FPS radar scanning, it's actually kind of being split into kind of a twofold. Ce que n'aime pas Osamon, les radars. We're calling kind of like FPS. A quick scan. This is something that, again, if you think of the Star Citizen universe, it's very detailed. You know, that's one of our strengths, that we're detail at scale. And so you want to be able to go in and understand all the individual pieces, that you can go in and go, I want to move that thing, or I want to go and get in a giant ship. But sometimes it's quite difficult to realize, okay, what is environment, or what is interactive, or which bits are relevant to me. You know, for example, if you look at Uncharted, they have, you know, painted areas to show you where you. Et c'est à ça que vont servir essentiellement les radars. C'est difficile dans un jeu aussi fourni en détail dans l'environnement de savoir ce avec quoi on peut interagir et de les distinguer de ce qui est juste de l'environnement, juste du décor. Donc, un radar FPS, c'est vraiment ce qui permettrait aux joueurs à terre de pouvoir comprendre dans son environnement ce qui est interactible ou non. Donc c'est de l'information utile. But it's happening for everything around you. And you can just quickly look around and be like, oh, there's a cuttable surface there because I want to be able to use my multi-tool cutter. Oh, there's a vent there that I can get access to. Oh, there's a terminal there that I can hack. And I'm getting that information. It's almost like that Blade Runner-esque of like, I go into a space and I can go, okay, what are the ingredients that I have to play with as a player for me to be able to progress to the next area? And then we've got the other side of things, which is radar scanning, which is what we're calling like a charged scan wave, where it's the same system, you're holding down the scan button and that's pinging out across wider areas. Ouais, donc là, les deux aspects qu'il décrit un petit peu, c'est un peu le caractère radar passif et le radar actif. C'est un petit peu ces deux facettes du radar FPS que Rich est en train de décrire un peu. That's something that's going to be more of a risk reward. So that's like, okay, I'm giving my location away, but they're also, so they may or may not, know that they've been scanned. If it's a player, they absolutely will be. And that's all underpinned. Ouais, c'est ça, tout ce que tu utilises dans le jeu est à double tranchant. Hein. Si tu émets quelque chose sur le radar, forcément d'autres gens peuvent te détecter, effectivement. Les fameux ping. I think there's been plenty of Reddit posts over the years of people go, oh, I wish scanning, Red-on scanner would do this and show me little info boxes. And yeah, we have that up and running. So there's that aspect of it which kind of ties in with the player interaction experience of how you play the game and how do you understand what you need to do. And then there's the other side of things, which is then it's a more of a proactive tool of you looking through the environment and finding what you want. We have a couple of videos. Shall we show some videos of those? Yeah. So I understand we have two videos. What's this first one we're going to look at? So the first one is more kind of what I described with radar scanning, that first aspect. So you're going into a space, le premier aspect de ce radar scan, justement. And then it's quickly showing you up the little bits that you can interact. Ça c'est la première vidéo. Let's take a look at FPS radar and Pi 1. Ça c'est un en Squadron 42, le satellite de communication Asiedo qu'on avait vu dans un briefing room, le premier briefing room, le seul. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a à peu près dans tous les jeux aujourd'hui. Mais là, c'est un ping lancé. C'est ce que j'en vois. Ouais, c'est un ping. Donc attention, si vous utilisez ça, il y a des personnes qui... On peut vous détecter.
Alors, l'interface qu'ils utilisent au niveau des F, etc., je me demande si ça c'est le système de cartes aussi dont ils en ont montré un petit peu au niveau du moteur, dans un ISC ou pas. C'est très Horizon Zero Dawn. Oui, mais les Horizon Zero Dawn est beaucoup plus graphiquement. C'est pas un mode que tu switches, c'est un ping, tu lances un truc comme ça. Part of the idea is that there's the default action, which in this case is what you see when you're on it when it says grab or I think there's a few other ones that you can be as your default action. But the icon, if you just had a single disc with that wasn't broken, then that would mean there's only one thing you can do with it. In a lot of those cases, you could see there was a broken disc in 4 pieces, which was basically saying that's a multi-action. So as you look at it, if, for instance, in that case, if you hit F, it does the default action. If you held F, it would bring up the modular wheel that would show you the other actions. Appuie sur F, tu as juste l'interaction principale de disponible, tu maintiens F, tu as toutes les interactions possibles avec l'objet. C'est mieux. Rich was talking about a lot of other sort of AAA, even console games. You walk around, oh look, I can. Ouais, ça se rapproche de plus des interactions qui sont possibles aujourd'hui dans la plupart des jeux AAA. Move your mouse around and all the rest of stuff. I mean, we'll still have the overall interact mode that you can go into if you want, but the idea is I just play around if I'm used to playing games a certain way. So there is a certain language of, I think, FPS or even third-person games that exist right now, and we don't want to do something totally different to it because people are used to playing games a certain way. It's like why. Donc là, Chris, en fait, ce qu'il dit, c'est que par rapport aux interfaces, l'interaction extérieure au niveau des objets, il ne veut pas faire un truc trop différent de ce qu'on a de plus ou moins d'habitude aujourd'hui dans les jeux AAA actuels, FPS, etc. Parce que, voilà, pour ne pas trop dérouter le joueur quand il va commencer à jouer. Voilà. Donc en espérant que ce soit un peu plus intuitif pour les joueurs en Squadron ou Star Citizen. Item actions is a good point because that's also something we've gone to and we're changing in the fact that we want everything to have a default action that essentially you go over, you press F, it always does that default action. But let's say you're harvesting harvestables and you want, the default action is that it picks it up and puts it into your hand, but you want it to always be to store into your backpack. You'll actually be able to go in there, right-click on the item, when you're in interact mode, bring up the wheel, or like Chris says, hold F and it will bring up the wheel. And that will replace that list that we have currently right now. And you'll actually be able to remap that in the game, 3 clicks, and you go, I don't want it to be pick up into my hand. I want it to go straight into my backpack. Donc en fait, de donner la possibilité également aux joueurs de pouvoir en fait modifier l'action par défaut. Donc en fait, de donner en fait la possibilité de customiser un peu tout ça. But then it puts the onus on the player if they want it to go, they want a weapon to always go to their backpack because they're happy with the weapons they've already got. S'ils veulent par exemple que l'action par défaut devienne rangée au niveau de son sac, vous pouvez éventuellement customiser l'action par défaut pour faire en sorte que quand vous faites une simple action, ce sera cette action de le ranger dans votre sac et pas de l'avoir en votre main. Il y a une deuxième vidéo. Sure. Yeah, play it. So I mean, the second one, essentially, what we're about to see is kind of what I talked about. This is the second half of radon scanning. So this is where they're still getting the environmental information, like whether you've got a vent or a terminal or a hacking area, but you're also now getting information about the enemies and the AI and what's out there. So it's a wider and broader. Yeah, I mean, this is where you basically, it's almost like whether it's X-ray vision or you can hear it through the wall, but you could track someone on the other side of a wall, but you're doing the charge scan, which is much more risky because it's noisy, and if people go, oh, someone's scanning, maybe there's someone over there and they can track you. Ah oui, non, c'est ça qui est vraiment actif. Ah donc c'est ça, oui, qui est actif. Et qui fera que tu te feras détecter. C'est vraiment les fonctions avancées qui permettent d'aller voir au-delà des murs. Le Wolac. Mais avec le prix que l'autre personne que tu peux voir de l'autre côté du mur, il te détectera aussi dans ce radar. Il te aura aussi un ping. So we want you when you're in situations you're outnumbered and you have to, it's more of a stealth game in the FPS than it is a straight out run and gun shooter. Bring it to the point of realism, then bring it back to the point of fun. As you said. Well, there's a lot of fun stealth games. All right, so I want to see this clip. I haven't seen it yet. Let's roll FPS 2.
So what you're seeing here is that he's going to do a scan wave in a moment. Essentially what you'll see is that it's now penetrating through the walls, and now you can start to see the slavers that are in this environment. Now these slavers don't necessarily have a radon scanner, so they're not able to pick you up. So what will happen is when you do a scan wave or a charged scan wave, your signatures will basically skyrocket. So that's what will give you away to other people. So in the PvP environment, you're only getting, it's a big risk. If you want to do it, but you're giving away your location. So if you're willing to do that, t'es pas en... dans un environnement sécurisé parce que les gens sont des alliés autour. Mais si tu étais dans un environnement hostile, ils te détecteraient. So what you're seeing here, on that video is kind of a more wider, broader area and seeing through the walls, whereas the first one is kind of a more limited scope. And you can, it's up to the player to choose which one they want to do. The first one is really more about just, we want to encourage the player to go into an environment and go, okay, cool, I'm in this room. What things do I have to interact with? And then the second one is more of a wider scape, like Chris said. When we're playing our stealth levels, you need to have kind of a good understanding of where they are, and it's only temporary. And you will have a cooldown on that charge. Donc un cooldown par rapport à ces informations que tu reçois. Donc, you get a temporary picture and you go, cool, I've got a good snapshot. Now I'm gonna make my move and go forward. So while we're still here on the first-person experience, the player experience, let's stick to a couple more topics that are related just to the player before we move into ships and bigger stuff. Ledges and ladders. Everybody knows the struggles of elevators in the persistent universe, but that's not the only way to, traverse the universe to get around and stuff. I understand that you guys have made a number of improvements to mantling over ledges and how to use ladders. I mean, Legends and Ladders is kind of best game I ever played. It's like a board game. Yeah, exactly, absolutely. It's kind of two features that we're focusing on, but I mean, as Chris said, in terms of squadron development, we're looking at improving the entirety of the traversal experience. How does the player move, and just from general locomotion and how that feels, and then in terms of the traversal moves, so vaulting, mantling, ladders, and so on and so forth. So one of the two areas that we've identified that we wanted to push for was for ledges, which is we wanted you to be able to, I've slightly misjudged my jump because I'm in first person, I can't see my feet. Donc le fait de pouvoir se rattraper au cas où, par exemple, on irait un petit peu, on se pencherait un petit peu trop au niveau d'un bord, etc. Et donc, on donne la possibilité de rattraper, donne la possibilité de pouvoir nous rattraper en s'accrochant au bord, cette action d'urgence. To be honest, it's huge. Like we've built traversal levels now, and it's the difference is night and day, because when you're in a first person, it's very difficult to judge like right on the edge. So we can add a bit more challenge to the traversal so that you're actually moving around with ledges and grabbing and pulling yourself up. And then the other side of things, which doesn't necessarily sound that interesting in terms of, it's improved ladders. But again, is if you play the star system right now, you get onto a ladder, you're looking bolt straight forward at the wall. You're locked, you can't look around, you have no spatial awareness. It's just, that's it. You're locked in, you can't get off halfway, you can't jump off, you're kind of very locked. So what we've done... Jump on halfway too. No, exactly. So what we did is we kind of leveraged how we did body dragging, and that, even though you're attached to this thing, you want to be able to look around. So you can attach to the ladder, you can jump onto a ladder directly, you can run and jump onto a ladder, you can look around full 360 degrees, you can look around 90 degrees as you're going up, and it's just a lot more fluid and a lot more, it doesn't feel like, now I'm locked in. It just feels like you're more of a human being on the ladder and you can look around. And then, obviously, if you can look behind you on a ladder, that opens up environment, opens up scope to jumping from that onto something else. So, ils améliorent énormément les interactions avec les échelles. C'était déjà... Tu vas pouvoir te retourner, regarder autour de toi. Exactement. C'était quelque chose qui avait été mentionné dans les rapports mensuels, donc moi personnellement ça ne me surprend pas, mais oui, c'est quelque chose que mentionné dans le rapport de août, si je ne me trompe pas. I think you'll see a lot more. I mean, you already see a little bit where you could use a tractor en fait, over or push something to get up and look at stuff in derelicts right now, for instance in the PU. But tirer peut-être, je crois avoir vu la mention de pouvoir tirer avec son arme de poing. Bien évidemment pas son arme mitraillette, etc. parce que tu auras une main, voilà. Mais utiliser au moins une de tes mains pour pouvoir tirer un petit peu dans les alentours. En fait, c'est vraiment tout environnement où il y a du grip, pouvoir interagir avec l'environnement autour, pas juste avec le point de grip sur lequel tu es.
Ce qui change énormément la donne, effectivement. Que ce soit pour te rattraper au bord d'un précipice ou pour pouvoir interagir avec une échelle tout en faisant une autre manipulation. Exactement. Do you stealth around? You just take it on head on and start shooting, or here's a way that you can do it without seeing anyone because you've just taken this difficult traversal path. So those are all things that are important, and so it's little things like this, and I would say, I mean, we've got a video to show, but we still like some of the finesse of the animation detail is still to come. So this a lot of it is this is a lot is the block out, but we have this beautiful. Ils vont faire 2 heures avec Squadron 42, non? Oui, mais beaucoup de blabla. The Manchester Goodyard stage are fully finished, and then Jared will do a updated version of the 2013 tour that I did with Erin, but it will be in a much bigger environment. Anyway, il va y avoir une visite un peu guidée du studio de nouveau sur Manchester, un petit peu comme ce que Erin et Chris avaient fait en 2013, lorsqu'ils avaient présenté un tout petit peu le studio de Winslow à l'époque, dans lequel ils étaient installés avant. So that's not in here, but that's sort of the details, the finesse that we're adding to really have that sense of you in first person, feeling your body and your inertia when you're going up and down on it. If you cut out to the third person when you see some of the stuff, you sort of see some of it even in the blockout animations, but there'll be much more in the final version. But we probably should run the video if we can. All right, ladders. Okay. So obviously this, as you can see, this is final art. Absolutely. So this is taken directly from Squadron 42. No, it's obviously a test map. But you can see here that, as Chris said, okay, vraiment, on est sur des interactions type Dying Light, un peu ça, oui. dans le genre, en FPS. Animation standard de FPS quand tu sautes d'un mur à un autre. Je dirais. Sauf que c'est ce qu'il disait, ça peut sembler encore un peu off avec les animations vues à la troisième personne, mais ça se rapproche énormément du résultat voulu. Ah ouais, ok. Right there, we did a jump halfway onto a ladder. Et le fait qu'on peut sauter aussi au milieu. Oui, c'est Dying Light. C'est vraiment Dying Light, le machin. C'est ça. Mais c'est bien vu. C'est quelque chose qui nous manque clairement, par exemple au niveau des grottes actuelles. En plus avec des gravités différentes selon les endroits, etc. C'est vraiment pas évident. On glisse assez souvent par rapport à ça. And again, these are all the blockout animations. J'aime beaucoup l'environnement. Bien, ouais. Joli, ouais. Someone accidentally put that in there. Il en fout de accidentellement. C'est un leak. C'est un leak. But the other thing as well, I mean the other thing to say about the traversal is while we're highlighting ladders and the ledge ground. Ouais, c'est ça, Cold Stalker. The other thing is that we're also taking a deep dive on things like the control input. So for example, we've got action queuing coming up. So, for example, if you're sprinting and you were shooting just before you're sprinting, you might be holding down shift and left mouse button. And then now, what happens now if you then release shift, you've stopped shooting. But sometimes you want it to continue shooting because I'm still holding the input that I want to do, and what we're kind of terminology in terms of this action queuing. And that's something that we've got a whole matrix of all the different controls, all the different methods from prone to crouch, the transitions, weapon swapping, and so that just using the controls is a lot more fluid, a lot more intuitive. So it's something that we're really putting a really magnifying glass on to making sure that you're not fighting the controls are working for you, it's doing what you want it to do. Donc l'idée c'est vraiment qu'en fait que vous ne vous battiez pas avec le contrôle, en fait ce sont les contrôles qui fonctionnent, qui travaillent pour. Et pour illustrer ça, il parle vraiment de toutes ces touches dans beaucoup de jeux sur lesquels, et même dans Star Citizen, tu es obligé de continuer à appuyer pour pouvoir maintenir l'interaction et faire autre chose en même temps. Et du coup, ça coupe énormément de gameplay parce que le joueur, pour pouvoir faire une autre action, est obligé d'interrompre la touche qu'il est en train d'appuyer. Et ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'éliminer petit à petit, histoire qu'on puisse vraiment faire des transitions entre notre volonté d'interaction dans le jeu de façon fluide. Donc c'est une bonne chose. But also, on a bigger level, right? We've done a complete rework on EVA,
what we call sort of push and pull. There's physical interaction. L'interaction physique, le push and pull, donc pousser, tirer avec ses mains, etc. Quand on est en EVA, voilà. Alors je sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils sont en train de le refaire, mais voilà. What you would expect when you're in space, in vacuum, pushing yourself off. You don't, for instance, you have momentum now, so if you push off in a direction, you will just keep moving in a direction. The use of it's far more easy. Handling weapons and looking around, and some of the tech that we've developed for the push-pull is the same stuff that we're going to be using for prone and a bunch of other stuff, and really the looking around on the ladders is kind of based on some of the I mean, to be honest, a lot of those systems are, and when Chris says push-pull, he means 0G push-pull, not trolley push-pull. But we'll talk about that too. Yes, we will. But when we talk about il y en a encore du sujet là. 0G, the biggest thing, again, it's just be an EVA right now in the star system and just look left. You don't have a stability of you know, if you're a human being, you look left, your horizon doesn't change because you move your head and it's the same. Our camera like tilts and moves, and then you get into a scenario where you're like, you can't really understand the perspective of where you were in. It's like, oh, I'm now upside down. So EVA T2, which again, you'll be able to see a clip of it working, it's night and day. It is c'est le jour et la nuit, carrément. threw the old one away. Le jour et la nuit, l'EVA Tier 2 et l'EVA qu'on connaît aujourd'hui dans le PU. Ouais, parce que la difficulté des interactions en EVA, notamment le fait de juste pouvoir bouger la tête et d'avoir une perte de repère, aujourd'hui, c'est complètement le cas. C'est-à-dire que quand tu bouges la tête, tu as l'impression que tout change autour de toi. Là, c'est quelque chose qui est normalement résolu avec ce qu'il nous montrera. Pouvoir regarder à 360 degrés sans avoir tout qui part en vrille, le corps et tes repères. You push forward, and that gives you an initial inertia in that direction, and you will keep going in that direction. Ah oui, c'est ça. Ils en ont parlé aussi, fut un temps aussi, cette EVA Tier 2, c'est que aujourd'hui, en fait, il faut que tu maintiens la touche, et en fait, si tu la lâches, en fait, tu vas faire ça de freinage automatisé avec tes propulseurs. Là, non. Là, c'est un peu comme, il y a longtemps, et je ne sais plus quelle version, mais il y avait un temps, c'était comme ça, le EVA. Vous donnez une impulsion avec votre touche, et quand vous la lâchez, vous continuez sur cet axe, l'axe d'accélération que vous avez donné. Et vous continuez sur cet axe-là jusqu'à ce que vous freinez par vous-même. Ce sera découplé, en fait. Le VA sera découplé, contrairement à aujourd'hui qui est couplé. So all of those tight, intricate areas that we've built over the last 7, 8, 10 years now, I suppose, you know, that you can go into those tight areas, you need it to be stable. You need it to be in a position where you can turn on a dime, that you can look upside down, that you get a good sense of what, you know, your orientation. And I think that's something that we've really pushed ahead on EVA T2, and to be honest, the engineering team have done a really fantastic job. I find it a lot of fun flying around in EVA. And then I'd also say the other thing that we should point out in the longer term for the PU, not so much in Squadron because you're in a sort of pilot suit that has EVA as part of its setup, is not every space suit is EVA capable. So we're gonna. D'accord, donc toutes les combinaisons spatiales à terme ne seront pas forcément capables de faire de l'EVA. Donc il y aura une sorte d'option de pouvoir un pack, si je puis dire. Enfin, ils appellent le Rocket Pack, mais voilà, quelque chose qui vous donnera de la propulsion en EVA au cas où vous auriez une combinaison qui n'en est pas fournie de base. So we have this physicalized interaction that happens, and you don't actually need to have your EVA pack or jetpack. And then the EVA jetpack is if you go out in open space, that's how obviously you oui, jetpack EVA, mais c'est pas le jetpack pour atterrir ou je sais pas quoi au sol. Etc. C'est pas Boba Fett. C'est Jetpack EVA, c'est le truc que, comme il explique, c'est pour l'espace, quoi. C'est pour pouvoir se déplacer dans l'espace. Enfin, dans l'espace, en 0G, je précise. But I think it gives a really good. It's just going to give. Et alors par contre, Jared, si tu peux arrêter de manipuler ta veste parce que le micro il frotte. Dis-lui dans le chat. Ouais. Disco, please stop moving your jacket. We haven't really turned on some of the features we've actually put in there that says, for instance, you shouldn't be able to sit in a seat of a space fighter in heavy armor. You shouldn't be there with your gun on the back.
Il reparle du sujet de la limite quand on est en cockpit de pouvoir piloter en armure lourde, ce qui ne sera plus le cas. Ça fait des années qu'ils le disent. Ah, ça fait des années, ça fait quasiment depuis le début qu'ils le disent que tu ne pourras pas piloter avec une armure lourde, même, je crois, même avec une armure moyenne pour une bonne partie des vaisseaux. In the PU, that's definitely coming online, and things that we're doing like that with the the physicalized cargo and everything else. And if you look at all the new ships, there's always locker and storage. There's we have a whole system for outfits now that was first going to be in Squadron, but then coming to the PU, it's designed so there'll be a nice sort of locker, almost like a wardrobe system that you can go in and hang up. Donc il y a une sorte de système de garde-robe pour pouvoir passer d'une combinaison de vêtements à une autre, etc. Be your virtual second life, and we want to make it as easy as possible for you to manage all these different things that you can wear for different roles. And EVA is one of the minor parts of that, where, like I said, you either have an EVA suit with a pack or not, but you still will be able to move around. And we should probably run the video so we can. Good job bringing it back around to EVA at the end like that. Let's take a look at on y arrive. On y arrive. That's what we're looking at here. Well, and as Chris says, ah oui, déjà rien que l'animation là. Oh, ça donne la sentiment de se voler un petit peu, c'est cool. Vous vous rappelez des animations il y a très longtemps. Je crois que c'était à 2-2 de mémoire qu'on avait ça. C'était ces animations là. Avec les bottes magnétiques. Ouais alors. Ah non. Non. Si, je pense que c'est mes bottes magnétiques, mais c'est un peu comme si tu étais accroché à une échelle. Ouais, c'est ça. Ouais, il est accroché à la paroi et il peut bouger dessus. Bon, par contre, la texture est un peu dégueulasse, mais. Écoute, vu comme ça, là, j'accepte. Hein. J'ai l'impression qu'il vole, qu'il marche pas dessus. Non, il vole, là, je pense. Ah ouais. J'ai pas l'impression qu'il marche. Non, il marche là. Il interagit. J'ai l'impression qu'il interagit avec la surface. Ah, il rampe là. Il rampe. Ouais, il interagit avec la surface. Attends. Ah oui, il rentre, d'accord. Ah, j'ai compris. C'est génial. D'accord. Ouais, en fait, ok, oui. il marche pas, il utilise ses mains pour... C'est bizarre cette animation, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Oh, c'est cool. Oh oui. J'accepte complètement. Je crois. Alors, j'approuve là. L'animation en mode gecko là, c'est un peu bon, pourquoi pas, mais oh oui. Oui, Starcraft, c'est le grip, ouais, il a vraiment, c'est une prise de grip. On est d'accord. Et ça vient des évolutions qu'ils ont fait, qu'ils nous ont montré tout à l'heure pour le saut et les échelles. C'est les mêmes. C'est du Spider-Man qu'ils ont fait là. C'est ça. Et dans l'espace. Le 0G push and pull. C'est tellement classe. Ça, oui. Ça, oui. Ah. Ah ouais, et comme ça, c'est magnifique. Et donc là, tu peux faire du breakdance, et tu vas commencer à faire du breakdance en EVA. En fait, c'est ce dont il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir garder une stabilité au-delà du mouvement. Avec ta main, tu gardes ta main qui garde une référence. Et là, tu te donnes une impulsion pour repartir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Ouais, punaise. Ah, absolument rien. Il a complètement raison, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a aujourd'hui. Il faudra avoir après en jeu véritablement des contrôles, etc. Ce que ça va vraiment donner au niveau du feeling, mais rien qu'au niveau des animations. Au niveau des animations. C'est sûr que là. Énorme problème. C'est ça. Là. Ça donne pas mal d'idées aussi pour tout ce qui va être infiltration et compagnie ou abordage. Ouais, carrément. Ah oui, ça rend le truc beaucoup plus fiable, je dirais. Ouais. Ils ont peut-être passé beaucoup de temps en ingénierie dessus, mais ça vaut complètement le coup. C'est ça. Ah oui, quand tu es en stationnaire et que tu regardes. The big thing that Chris said there is it's systemic. There's no markup. If you want to go and climb all over a ship,
you can do. If you want to climb over a space station, you can do. If you want to climb over Systémique, tu peux faire ça sur un vaisseau, sur n'importe quoi. Surface. Tant que c'est une surface, quoi. Put your hands on it. It's got a big enough space to put your On hands a on un it. comportement proche de ce qu'on peut retrouver sous l'eau. Oui, complètement. C'est complètement un profil de plongeur, mais ce qui dénote énormément avec ce qu'on a aujourd'hui comme position, où le mec il est prêt à se recroqueviller à chaque fois et t'as l'impression que les jambes elles peuvent passer nulle part quand tu passes dans un truc. Ça fait plaisir. Ça change vraiment la vision pour l'avenir là de l'EVA. Et tout ça, c'est le travail. Enfin, il n'y a pas que lui, mais. C'est vrai que les mains que tu t'accroches aux surfaces, c'est compatible avec la VR. Oui. Il suffit que tu places tes mains près des parois et puis ça marche. Là, t'as l'impression que c'est la qualité d'un jeu qui est pas loin de sortir. Je dis pas que Sukana 42 va sortir dans pas longtemps, hein, bien évidemment. Oh là là. Mais au moins là, tu sens que là, il y a de la finition digne d'un jeu plus ou moins sortable. On a parlé à la dernière FAQ avec l'équipe de traduction, ça ils sont en train d'en parler. À moins que Squadron 42 ne soit pas loin de finir, ils sont sur la dernière ligne droite, j'ai l'impression. Avec la ligne droite qui est encore bien longue encore. Hein. Qui a l'air d'être long. C'est encore une année, c'est une affaire d'années au pluriel. Hein. Facile. Je suis d'accord avec toi. 2 ans, je dirais. 2 ans, je dirais. Sachant que Erin Roberts, justement en Corée, en étant un peu bourré apparemment, il aurait laissé fuiter juste comme ça que leur goal interne est de sortir Squadron 42 dans les 2 ans. Mais c'est un truc en interne, hein, c'est pas une... Ils veulent sortir dans 2 ans maxi. Non, c'est pas ça. C'est pour le moment. Voilà. Et que le jeu proposerait entre 80 et 100 heures de temps de jeu. Voilà. C'est les 2 80 et 100 heures de temps de jeu, playtime. C'est ce qu'apparemment il avait dit. Je crois qu'ils avaient déjà expliqué il y a très longtemps. Il parlait pas de plus de 30 heures. Non, c'était pas 30 heures. C'était... Ils avaient expliqué que le jeu allait être très long déjà. Oh, this feels really nice, and you just end up flying around the level and connecting things, and so yeah, ils ont l'air vraiment satisfaits des interactions maintenant qui font que aujourd'hui, apparemment avec cette itération-là, quand tu as un bon grip, quand tu es bien positionné, ça sent tout de suite vrai, crédible. Et oui, non, franchement, visuellement, c'est un feeling de dingue. C'est extraordinaire. Oh oui, j'arrête, on voit le potentiel. Oh oui, j'arrête, on voit le potentiel là. Ah, encore une autre vidéo. C'est plein de surprises cette petite CitizenCon. Ces petites panels là. Finalement, il y a de bonnes surprises. Ah, les chariots en hover, donc pas avec les roues qu'on connaît aujourd'hui. En hover, enfin. Je sens que là, voilà, pour ceux qui suivent, Astropub et Paul Shelley, enfin le streamer anglophone spécialisé là, va être content parce que... C'est vrai, faire des courses en EVA, des courses de VA, ça peut être intéressant. Bon, sur ce, je vais aller manger. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. Salut. Merci. J'arrête ton micro, arrête de le frotter sur ta veste. I think Tony's trying to squeeze a few things in. We'll see if he manages to get everything in. But this isn't necessarily going to be in 318, but it will come. Le cargo physicalisé va être en 318 et apparemment Todd essaie de rogner un peu pour essayer de pas trop tarder. Et là, il y a une petite pas affrontement, mais voilà, un petit débat pour essayer, bon, qu'est-ce qu'on fout dans la 318 en termes de cargo, machin, jusqu'à quel point on y va. Donc, ça pousse un peu pour essayer de mettre le plus de choses possible par rapport à ça. Mais par contre, là, ce qu'on va voir par rapport au chariot hover, etc., c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être en 318, par contre. Voilà. Entrez pas dans le patch. Ça ne rentrait pas dans le patch, ouais.
large vehicle items in it. I can place all sorts of stuff in it. So I could load up this container, I could push it into my ship, then I could fly it off to some remote planet and put it next to, you know, where I'm camping out, or longer term where you say maybe a player base or some group of players with persistent decide to take over a derelict or something. And I can like basically load up a bunch of supplies in a container, like bigger supplies or weapons or armor suits or whatever, and put it in there just by doing this. I think, you know, the underlying sort of hover tech for the trolley stuff is really good, because it will really play into the cargo and the logistics that are going to come with that. Because longer term with persistence and what we're doing, I think there's going to be a whole bunch of gameplay that will be revolved around the logistics of living, right? Mm-hmm. Like how do I have my food? How do I have my drinks? How do I have my raw materials? How do I have my weapons? You know, if two orgs are fighting a war over a patch of land, someone's got to show up with extra, you know, ammo and missiles and, you know, all that kind of stuff, and or weapon replacement, especially as we get repairing and the salvaging and stuff. You know, okay, well, rather than have to fly it to a place that can do your repair, maybe there's an on-field repair that's happening right there, and someone's changing out a broken weapon for another weapon because you've loaded it up and stored it in your container. So there's the possibilities in the PU is huge, and this is an example of just little bits of tech that we're putting into Squadron that we're planning on bringing it across into the PU. But in the PU, they just have a lot more potential, like the EVA. So. Yeah, I mean, the biggest thing about trolleys is when we approached trolleys with the physical trolleys, was that we wanted them to serve two purposes. One, we wanted them to serve a purpose that is more traditional games, which is, you know, I can move things around, and that allows me to create, you know, traversal opportunities for me. If I'm blocked, I can move a box over here, and I can get up higher now, which is kind of what the more physical trolleys are kind of better suited for. And this is another example where we kind of put trolleys into the PU, but there wasn't really a use case or a best use case, so that at the moment they're just used as enemies, or I've seen people fly them as missiles out of ships, but they're not really utilised for what we want them to use. And then you've got the other side of trolleys, which is we want them to be used for cargo loading. Now, again, we've got a lot of ships, we've got a lot of different ramps, the scales of those ramps is larger, and with hover trolleys, you know, when you see the video, you can push them downstairs. You can push them up any ramp. You know, the weight that you're having to physically push a physical trolley, which is taken into account, hover trolleys, you don't have to worry about that, because, you know, let's play the video. Let's see the video. Let's see the video there, and we've hyped this up now. Hover trolleys are the most amazing thing in the world. Yeah. Here we go. So you can see here, this is actually a slaver pod. So it closes down, it's on the floor. Pod d'esclavagiste. Lever takes up now, grab levers on. Ah ouais. D'emprisonnement, je dirais. C'est un peu similaire à ce que possède le Cutlass Blue, par exemple. Ouais, ça va être super pour les chasseurs de primes, ça. Je pense que c'est justement pile fait pour ça. Et les médecins. But this is essentially a really big improvement for us, because we want physical cargo, and we want physical cargo to be a big deal in the PU, that you have to move that cargo, you have to make decisions on how long it's going to take you to load it up, not just buy it from a kiosk and it appear in your ship. So this gives us the ability to do that, and like Chris says, move much larger things than what you'd normally be able to push as a human being. Yeah, I mean, this happens to be just a slaver pod, but you know, obviously you'd be pushing, you know, as long as it's grav lever equipped and has the sort of hover device, then you know, like I said, you could have large shipping containers and stuff like that. And this is all underpinned by our grav leg technology, so the same, you know, as a dragonfly, or eventually you'll hopefully be able to move much larger ships. You need to rearrange them, or you know, when you're moving things around on your homestead or whatever we do eventually. Ce tombeau sera votre tombeau. And we've actually had this working on a planet, so you can just push this over planet terrain. You don't let go. You stay stable, because it doesn't actually undulate unless there's something actually physically touching it. So it allows it to be stable. Bon, c'est encore un peu tricky, mais. Ouais, c'est encore un peu tricky. Mais en fait, oui, dans les terrains planétaires, etc. À terme, voilà, ça va pas forcément toujours onduler parce que ça va pas forcément. Voilà. Ça, avec les chariots actuels, par exemple avec la rampe du Cutlass, c'est pas possible. Les roues sont trop petits, il y a trop de problèmes physiques à faire. Ça va tellement bien, les transpalettes,
machin. See this, and all I can think about is Spock and the photon torpedo tube. That's true. Yeah. Very cool. So we've talked about a number of things now that are related to the player, to the first person and stuff like this. And we got a couple more we're going to come back to later. But let's move up into spaceships. Yep. Because spaceships are a big part of the experience. Our heroes. We just had earlier in the day, we had our flight experience a segment where they talked about master modes and quantum boosts and stuff like this. But at a higher level and stuff, let's talk about how the flight experience is changing a bit through the work in Squadron 42, and anything you want to share with us on that. I think the biggest thing for me, and I think it's what Chris and I have talked about, is the difficulty of developing a game over a period of time when it's a live product is that you're developing things in isolation and you're putting them out. So you're going, okay, this is our T0, this is MFDs. And okay, now we want to do the flight HUD. And we put the flight HUD. And now we want to do this section. And what happens is, maybe it's a different designer, or maybe it's someone else, or maybe they've learned from what's happened over previously. La question de combien de points d'entrée il y a dans ce périple. They don't necessarily feel right. Because they've not been approached where you've gone, we're going to do it all at once. Because you can never do it all at once. Le freelancer, le cutlass, un petit peu les vaisseaux de cette gamme-là. So with Squadron development, what's it allowed us to do? À terme, le Mercury est censé avoir une autre entrée, un peu plus ascenseur qu'une rampe. Everything together and go, well, actually, we don't need all that information on the HUD if we've got it on the MFDs. Or we don't need all the information here if we've got physical switches. And it's allowed us to approach the design of the cockpit experience holistically so that we can go, okay, let's pull all this noise away because we've tried to fit everything onto the HUD. We've tried to put everything on there. You need to know your G-forces and your heading direction and I need to know my ammo and master modes is a good way of going down that road, is kind of going, okay, we want to have traversal and we want to have combat. So if you've got SCN, combat, if you're in QCN, you're in quantum mode, so that's traversal and flight. And then we've taken that approach and gone, okay, well, do you always need an altimeter? Well, no, maybe not if you're in space. Maybe you only need an altimeter when you go down to atmosphere. C'est vrai, t'as raison, Stalker. Oui, c'est vrai. Pourquoi je pensais que le cutlass et le freelancer avaient que la sortie de la rampe. Autant pour moi. Le travail sur Squadron 42 leur permet aussi de changer l'approche quant au gameplay, quant aux interfaces qu'ils mettent en place. Typiquement, ce qu'il explique, c'est que en termes de design, ils vont à l'essentiel, et pour aller à l'essentiel, ils se posent forcément la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre de côté dans les informations qu'ils ont injectées jusqu'ici dans Star Citizen, par exemple sur un MFD, sur une interface quelle qu'elle soit, et qu'est-ce qui est pertinent dans cette action donnée à ce moment-là. Et forcément, ça change un peu la donne, que ce soit en FPS ou que ce soit en vol, et c'est pour ça aussi qu'ils en viennent à des modes différents pour le combat, pour le vol, pour le quantum. C'est que ça leur permet de dire, là je suis en combat dans l'espace, j'ai pas forcément besoin d'un altimètre. Ce type de choix là en fait qui fait que ça leur permet d'essentialiser les interactions suivant l'action en cours. Donc c'est l'un des plus grands changements qui est apporté par la manière qu'ils ont de travailler aujourd'hui sur Squadron 42. In the need for multiple speeds that we saw earlier, you sort of saw some aspects of it, which is the different modes you can be in depending on what you're trying to do. But a lot of that's also reflected on the HUD and the information of what you're targeting and whether you can, whether you want to be able to cast up, say, your target status or your ship status to your visor. Now that won't be the case for everything. Every suit, like for instance, if you have a more combat-oriented ship or suit that you would wear, like a Gladius or a Hornet, and you've got the appropriate equipment, then you should be able to cast. If you're just flying an old rust bucket like an Aurora. Well, what was the Drake ship we saw the other day when we were looking at it, saying all the HUD was on there? Like, s'il allait parler de l'Aurora, bordel. Oh yeah, it's a Caterpillar. Et là, il se fait interrompre. So you wouldn't have the Caterpillar, you wouldn't cast it up to your visor like you would as a fighter pilot. It would be sitting down on the MFDs. But in the cases that you have the ability to cast it and do stuff, in all the ships are also building in the ability, like there's not just a game config screen in your ship. You go in, you have your settings screen, and the settings will be remembered on a per ship basis. And you can set up one, okay, I want this display to be this, or this display to this. I want this to cast here. And so it's all been built about building blocks and being
in a very sort of top-down, one system, clean approach. Cette approche clean permettra aussi, grâce au block system qui est vraiment utilisé pour les interfaces aujourd'hui, d'aller jusqu'à un niveau de personnalisation, même pour le joueur à terme dans Star Citizen. Savoir, là ça je veux l'afficher dans mon vaisseau, mais ça je peux l'avoir en visuel sur mon casque, ou etc. C'est vraiment pour Squadron 42 arriver à essentialiser pour avoir les informations pertinentes et les plus simples, enfin les plus pertinentes à interagir dans l'action, et à terme pour permettre les personnalisations en fonction du joueur, en fonction de votre approche. But you don't want to have a little clutter on there, and you want to have that spatial awareness of, okay, who's my target? And the other aspect is that on that level of, again, a holistic approach is your player information is only. Comme Taylor l'a annoncé, hein, on n'est pas loin d'arriver dans les 5 heures. Je viens de passer les 4 heures. C'est ça. Sachant qu'il a dit 5 heures à 1 heure près. Donc là, on est dans les temps de Tyler. Hein. Ça commence là. Je pense que ça dépend du blabla de. C'est surtout ça, c'est pour ça qu'il disait environ. Parce que ça, c'est du direct. Hein. Il parle en direct, c'est pas enregistré. So what we've done is that we want to strip back the targeting so that, again, you're only targeting the things that are important to you. So, we're relying less on all these markers, and we want to put more of a focus on your radar in the cockpit. Because you have a radar in the cockpit. Fighter pilots in real life have a radar. They don't have in-world AR markers. C'est qu'est-ce qu'on va arriver à sous-titrer tout ce bazar, quoi. Mon Dieu, quoi. You've got the information that you need, but also we want to basically make sure that you're using the tools that we provide. Because what's happening right now is that everybody's just reliant on the HUD, because the HUD has everything on there. But you've got MFDs, you've got a cockpit radar. They're there for a reason. So what's happened over the years is that we've redone them at separate times, and the MFDs are still in Flash, and they've done the building blocks. So we've kind of got into this cycle of trying to, oh no, this is it, this is where the player should be. And what we want to do is we go back to kind of what Chris's original vision in terms of, well, there's an in-cockpit radar. You should use that. There's in-cockpit MFDs. You should use those. Okay. C'est non seulement rendre l'information pertinente, mais c'est aussi rendre ce qui est disponible dans le cockpit, par exemple, utilisable et souhaitable pour le joueur. Le radar qui est à disposition d'un cockpit, c'est quelque chose de particulier, c'est là pour une bonne raison. C'est le cas dans les cockpits d'aéronefs modernes aujourd'hui, et il faut l'utiliser. Donc comment amener le joueur à utiliser ça, alors qu'aujourd'hui, effectivement, tout se repose sur le HUD pour l'essentiel des joueurs, et c'est très vrai. On a tous tendance à regarder essentiellement le HUD, à part si tu as un truc pour traquer ta tête, le tracking, tracker, oui, tracker. Généralement, tu ne te reposes pas trop sur les écrans que tu as en bas de toi. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu veux bouger, quand tu n'as pas de tracking, etc., tu es obligé de bouger avec ta souris en faisant Z. Parce que la souris, tu contrôles l'axe de vaisseau si tu fais en clavier souris. Donc voilà quoi, donc c'est une action supplémentaire que dans la vraie vie, tu n'as pas le réflexe parce que tu n'as qu'à bouger ta tête dans la vraie vie. Donc. Clairement, et donc c'est ça qu'ils sont en train de résoudre petit à petit dans les interfaces telles qu'ils nous l'ont montré avec le radar tout à l'heure en FPS. On essentialise au max ces actions-là, histoire que tu fasses naturellement les choses, tu utilises naturellement les interfaces pour lesquelles elles ont été pensées, pas l'inverse. Making that much more fluid, much more usable, much visually better, and also having the information there and the interactability. So like you can be zoomed in and you can be looking at your radar and you can mouse over contacts and you can get the information from it. You can click them and then that will now select it as your target and do a lot of things that haven't really been there. So I think a lot of players, because we haven't delivered, and this is sort of at the top of the talk that Rich was talking about, was because we haven't delivered all the things, we've just delivered some of the things. Sometimes people just are focusing on certain things, and if they could do things like select their targets easily from the radar, they may not be
wanting to see 400 AR markers when they're flying around. And so those are all, that's an example on the vehicle side where we're sort of really trying to bring that all in, as well as, there's other things that we're doing that will come across the PU in terms of physical C'est vraiment ce qui distingue aujourd'hui notamment la vision qu'ont les joueurs vis-à-vis du jeu, le fait que sur le PU, on a à disposition que certains bouts d'outils, certains builds de ces outils et pas non plus l'ensemble des outils qui ont été développés en arrière-plan, notamment pour ce Avant-première. Du coup, on n'a qu'une vision partielle des gameplays qui nous sont implantés, notamment quand on parle d'interface, les nouveautés qu'il y a en termes de star map, de radar, de visualisation, elles ne sont pas toutes sur le PU. Donc il y a une sorte de division entre, de crevasse entre la perception qu'on a nous de l'utilisation de ces interfaces et ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on cible, même dans nos questions aux développeurs, alors qu'eux en sont déjà à une autre étape, qu'ils ont mis en place un ensemble qui fonctionne et qui est cohérent de ce qu'ils en disent dans Squadron 42, auquel on n'a pas encore accès, et c'est pour ça qu'ils exposent ça là maintenant. We actually, we have this smaller radar scanning on the FPS. You have the smaller one that's giving you information in the room, and then the larger charged one that's giving you information about maybe the floor that you're on. It's the same principles in the ship side. It's that we want a smaller one that is fairly instantaneous, and that's kind of giving you information about the people you're fighting or your local environment. And when I say smaller, I'm talking, say, sub 100 kilometers. That's just giving me information around this area. But then we've got the charge scan wave, and that should be giving you information about things that are 10, 15, 20,000 kilometers away. And then that's where Q-Boost comes in the fact that you're Q-boosting to these locations. You're not having to go, okay, there's a quantum travel marker there that's 1 million kilometers away. That's like, okay, I'm making a conscious decision to go there. But for Q-Boost, it's like, okay, I am there. I want to boost around the environment, but I want to have things spread around so that, we're not just cramped in, because radar and scanning is fundamentally, it has two purposes. One purpose is to give you information about the things in your environment, and the second purpose is to help you explore. It's to help you find things that are not necessarily apparent, because space is a big, dark place. So we need that, we want to be able to take advantage of that. So when you have this ability to detect things that are much further away, all of a sudden you start to feel like you are that pilot. You got to fly to them to investigate them. And so, I think that's a good example of something on Squadron that, we were also looking at, like, how do we solve the problem of your, patrolling an area, right? And it's not very much fun if you patrol an area and then it's like, space is big. I go to this area and then I look around and my radar covers 10 kilometers in front of me, and that's it. That doesn't feel like I was patrolling, a large area of space. And so we sort of were thinking about, well, how, really if we think about it, there's like short range, which is, what you would call the standard control mode, like slower exploration. I come up to a derelict, or there's a cluster of asteroids that I'm going to fly around to see what's happening. And then there's the medium range, which hasn't really existed in both the PU and is something that we really wanted to have in Squadron, and we really should be in the PU, which is, well, what's that over there that's 10,000 kilometers away? The equivalent of being on a planet and going, there's a mountain over there, I can see it, I don't know what's on it, but I'm going to drive over there or walk over to that mountain. And so the idea with sort of the scanning is like the wave goes out and you'll pick up things 10, 20, 30,000 kilometers away. So you definitely won't be able to understand what's there, but you'll say, there's something there's a point of interest. There's a point of interest. And so you'll be able to map things, and then we need to get there. But, the quantum travel, spooling up, spooling down, and so this is the whole quantum, the idea of quantum boost is your sort of mid-level traversal speed, where il doit vraiment penser tout aussi en fonction des échelles. Full quantum travel, sort of, et de l'intérêt qu'il y a à pointer sur une interface
tel ou tel objet, telles ou telles interactions possibles à telle ou telle distance. Parce que effectivement, que tu aies une information plus ou moins précise, enfin suffisamment précise pour des objets qui sont à, je sais pas, 10-20 mètres, ça semble logique, mais pour des objets qui sont à des distances plus impressionnantes, notamment quand on parle d'exploration, des objets qui sont à 10 000 km sur une autre planète, etc. Bah là, il faut vraiment penser l'interface pour être aussi cohérente. C'est-à-dire que t'as beau avoir détecté quelque chose qui est à 10 000 km, le fait est que pour savoir ce que c'est, va falloir aller explorer, va falloir aller sur place, va falloir juger du quantum, va falloir faire des choix dans ton approche, parce que tu sais pas ce qu'il y a sur place, tu sais pas quel danger tu vas trouver, etc. Donc c'est vraiment un jeu d'anticipation grâce à l'information qui est véhiculée par le radar, par le scan et par l'interface que tu as. Then there's the quantum boost, which is sort of to, fast run over to a place, and then there's the quantum travel, which is the really long. Okay, I'm going to go to this planet that's 500,000 kilometers away, and I'm going to be in quantum for 5 minutes to get there. And I think that's going to open up a huge amount in the PU. I mean, it makes a big difference to the gameplay. I mean, it makes the exploring in Squadron in space feel much bigger, because that was the thing we were trying to follow, and I think it's a problem in the PU right now is when you're in space. C'est un gros besoin qu'ils ont pour Squadron 42 pour justement apporter cette dimension d'exploration, parce qu'aujourd'hui il y a du radar près, de près, mais il manque vraiment ce qu'il appelait le radar de moyenne portée, mid-range avec radar, la détection de potentiels points d'intérêt. Et le besoin d'aller explorer pour enquêter sur place, et c'est ce qui fera une bonne part de notre navigation dans Squadron 42 et à terme dans Star Citizen. Voilà, oui, avec une rangée de portée de 10, 20 000, 30 000 km. Ah, voilà. Ah, les HUD du Gladius là. So just to call out, that's going to be the old HUD. Yeah, that is the old HUD. Toujours alors c'est l'ancien HUD. C'est l'ancien HUD. Bon là on voit sur lequel c'est ça, oui. Et ça c'est l'ancien. Apparemment c'est plus ça. Point of interest, because the point of interest will be just points. Yeah. But basically, il y a plein de trucs qui servent à rien, plein de traits qui servent juste à pas être jolis. Multiple 10Ks away. And you can see the distance there. It says 13,000 kilometers on the right-hand side. So this is obviously just placeholder UI for the quantum boost. But again, you can just boost over there. And it obviously has this interactive gameplay which. Donc en fait il faut quand même que tu maintiennes. Il faut que tu maintiennes la course vers le centre, sinon effectivement tu sors ton quantum. Donc ça accélère le mouvement, mais c'est au prix d'un contrôle en ligne droite de ton vaisseau. What it's allowing you to do is sort of have that mid-level traversal and investigate things without having to, spend forever at 1,200 meters per second or quantum traveling over, and it's over too quickly. So just to clarify again for folks, if you watched the flight experience segment earlier in the day, that's the old UI, which is probably closer to what you're familiar with in the PU today. What we just showed now is the new old UI, the one that was intermediate now, but we're now moving away from. And the basically it's the same as it's the styled Squadron UI that was from the UI you have in the PU. Right. So what you have in the PU is these generic version that Zane did. This was the one that we had, the style that we did for the Aegis style, but it was still based on the idea of all this information being present. And we've decided that we wanted to really scale that back to be more contextual, to switch between modes. So that's one of the reasons why we're not really showing all the HUD and the MFD stuff now, is because we're in the process of the change. So it's, a lot of programmer and you're even le vrai nouveau HUD et MFD bien évidemment n'est pas encore montré, etc. C'était vraiment juste là ce qu'on voyait vraiment en termes de HUD, c'était le nouveau vieux
ATH, qu'on avait même pu voir un tout petit peu dans un sprint report d'ISC, je crois que c'était 2020, dans un sprint report spécial Halloween, je crois, avec Count Disco, pour ceux qui s'en souviennent. Parce que cet ATH-là, en fait, il présente encore toutes les informations, alors que maintenant, on est plutôt sur un affichage contextuel en fonction des modes différents qu'on change. Donc, ce qu'on a dans le PU, c'est quelque chose d'assez générique qui a été créé par l'équipe de Zayn Bien, qui est le gérant des interfaces. Et ils sont en train de bosser côté Squadron sur un changement vers une interface un peu plus moderne, en gardant cette nouvelle philosophie, du coup, de changement de mode et d'informations contextuelles, mais en ayant un style très avancé comme ce qu'on avait là. Free quantum, right? There's people who want to do that for quite a while. It's like getting on your horse. Quantum boost is. You know, second start of the right and straight on till morning. So C'est vrai qu'elle a l'air sympa la base dans l'astéroïde. Flight experience stuff, the ship Je suis d'accord, Gali. the new UI stuff, the contextual changes and everything. We'll obviously show those as we get closer to being ready to show those. We talked a little bit about the star map. Again, not quite ready to show today stuff. As far as those mapping things and getting around stuff, there's also the mini-map. There's also the mini-map, which has always been this promise of being able to find your way through either a really large ship or a space station or stuff like that. What can you tell us about the work on the mini-map? So radar, as we call it, is essentially, it encapsulates the star map, it encapsulates what's in your cockpit, and it also encapsulates when you're in FPS, you have an FPS radar and scanner. And the mini-map is essentially a way for you to be able to, and you can access it both from your Mobi or it'll be on your HUD. Cette mini-map, on peut l'avoir autant avec la Mobi Glass qu'avec la TH de son casque. Et Richard Terrer, en fait, quand il parle de radar chez CIG, en fait, ça englobe également la star map. The FPS radar and scanner. So the information that you're scanning in the environment is the information that you'll see on the minimap. So if you go into, say, a known location, so let's say you go to Microtech, that landing zone, essentially, that will be pushed to your Mobi Glass. So you'll be able to then load up the minimap and go, okay, how do I get out of here? I mean, I've seen so many different new players play Star Citizen, they're like, where do I go? So, it'd be nice for us to be able to go. Merci Cyclone pour le raid. Les 5 viewers viennent d'arriver. Bonjour à vous. And you can just go, cool, I open up my map. And it's like, oh, that's where I am. Oh, that's where I can go. And it gives you a map at your fingertips. But then when you're at an environment that is not, say, let's say you go to a derelict outpost, you'll be mapping that environment as you go. Or you may be able to find a terminal that has the map on there that you can download, and then you have it to you. So it really allows us, again. C'est intéressant, ça, c'est-à-dire que dans un endroit inconnu comme un avant-poste ou autre, tu vas arriver, tu vas pas forcément avoir les informations sur la minimap disponibles. Mais si tu parcours l'outpost et que tu scannes un petit peu, etc., tu as effectivement des informations qui vont venir alimenter ta minimap. Donc tu vas découvrir petit à petit l'étendue de ce qu'il y a disponible. Ça marche, Cyclone, à très bientôt. Je crois que c'est toi qui avais une course ou un marathon, je sais plus, demain matin. C'est ce que tu avais dit hier soir. En tout cas, bon courage. Bon courage. Merci. So that then they understand, okay, this is how I get to a certain place. Because everybody, if somebody says to me tomorrow, come round to my house or go here, just give them a postcode and you put it in GPS. Everybody's so put it in Google Maps. Exactly. You need that. You need the street level version of it. Yeah. And so we've long wanted this. It's very critical for Squadron, but it's also I think important for the PU. And the concept is that some of the maps are sort of readily available. You just walk into a city and the terminal auto connects to your Mobi or whatever, and you get the map downloaded. And some of them you may have to explore something, and then as you explore it, you map it, just like a sort of more traditional mapping technique. And there'll be some cases like we have some stuff in Squadron which I think would play perfectly well in PU, where like you don't have the map initially, but if you hack in or you can download it into a system, like Asiado is an example of, we've been showing it because we showed it a while back as a location. It's just one of the very, it's a minor location in terms of Squadron, but since we showed it, we thought, okay, that's a good. It's just a good backdrop. It's a good backdrop rather than just
grey boxes. But that would be an example, as you don't load the layout of that place, but you would have to go and hook into their system, download the map, and then now you would have it in your mini-map. So what we have is we have some footage here, which is showing how visuals the mini-map in terms of sort of an isometric render in the engine, dans le moteur UI that will become your mini-map. But you'll have a more sort of reduced version with you in the middle as you're moving around. But if we run it, you'll see kind of what the tech is. So first, this is in the editor. C'est dans l'éditeur. But it's essentially what it does is it's taking our existing layouts, levels, ships, so we don't have to build this custom, but it's a way of applying certain shaders and marking up certain objects to be displayed, like the floor gets displayed but the walls don't. So we can just take the existing geometry you already have streamed in that you're walking around already, and then use it to be rendered for our mini-map. So this is essentially in the engine, using the Idris ship itself and the various parts of its interior to create the mini-map without any special. This doesn't have any specific custom like UI art for it, other than some of the like level things that say, C'est vrai qu'il y a encore un petit peu de clipping dans certains trucs, un peu lointains, mais. It's one of the advantages of having high detailed ships, because the environment's already in a good state to show straight out the gate. And so the idea of this being systemic is that when it's the feature is ready to go. En fait, c'est les assets 3D tels qu'on le voit aujourd'hui, mais en fil de fer, affichés différemment dans le moteur. Donc ils n'ont pas besoin de faire une interface vraiment custom pour cet Idris. C'est systémique, c'est-à-dire qu'ils utilisent juste les informations des assets qui sont dans l'intérieur de l'Idris pour afficher d'une certaine manière, en transparence, fil de fer plus ou moins, ce genre de choses comme vous pouvez le voir actuellement, sans trop d'efforts. Voilà, de la part des designers, des personnes qui travaillent dessus. De ce que j'en ai compris. C'est le meilleur moyen de te faire perdre 20 FPS. Parce que les vaisseaux ne sont pas designés pour être légers en polygone. C'est ça. Après, faudra qu'ils l'optimisent le mieux possible quand ça sortira. D'ici là, on aura des 7090. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que s'ils s'emmerdaient à faire des interfaces, parce que ça, c'est censé s'appliquer également dans Star Citizen. Et je pense que Star Citizen, au niveau d'assets, par rapport à Squadron. Par contre, Rich Tyrer commence à perdre son micro. On pourrait aussi ne pas en faire des minimaps. Je veux dire, le vaisseau a des indications de partout dedans. Il y a des level designers, des gens qui ont bossé pour faire en sorte que tu puisses te repérer sans. Ça, c'est. Je suis pas fan de ça non plus, c'est vraiment un truc. Prendre le genre pour en insister, en fait. Je trouve que ça sert à rien du tout. Le problème, c'est qu'en fait, on se doutait depuis un petit moment, c'est que le jeu Squadron 42 sera très, je pense, casual friendly. Et Star Citizen à terme aussi, je pense, le sera. Ce sera plus pour les hardcore simulations ou je sais pas quoi. Il y aura des éléments pour faciliter, si je puis dire, l'exploration. Comment dire ça, mais. Et ça, faut se faire à l'idée. Le jeu, il veut se vendre le plus possible, à mon avis. Ils sont plus dans cette. Il veut devenir stream. Comment dire ? Pas streamline, mais stream. Comment on dit ça ? Mainstream. Voilà. Mainstream. Donc, au désarroi de certains, au plaisir d'autres. Mais. À un moment, il va falloir que ça soit rentable aussi. Let's talk about our enemies, our opponents, the entities we're going to encounter, and talk about some of the AI improvements that have been coming because of work on Squadron. What can you tell us? So the AI systems that we have. Les systèmes IA. Est-ce qu'il s'est amélioré? We found out we wanted to understand where we wanted to go, what we wanted to achieve, and over the years as I've worked in games, and I think probably Chris would attest to as well, is that the best AI are kind of some of the simpler AI that you have a really good solid foundation, then you build on top of it. And I think our AI over the period of time that has been there, I think it's kind of had lots of different iterations, and it kind of lost its way a little bit. Kythera, and then yeah, it's kind of lost. So what we've done, and when we say they've also no one's the AI that's in the PU has never really had tuning time. No, exactly, the focus. And it was
basic implementation at the beginning, and then it's been rolled out. On n'a jamais eu une IA vraiment travaillée sur le PU. Et vraiment réglé, tuné, etc. En plus avec les serveurs aussi, avec les 6 frames par seconde. Pour ceux qui regardent Derco et qui suivent les séries de Derco, je pense que vous connaissez sa petite phrase favorite. Les IA, les PNJ voient le monde en 7 FPS. C'est ça. Bon, lui il parle de 6 FPS, c'est encore pire. Mais voilà. Vous avez compris le truc. Toujours ça sera plus le cas, ça sera violent. What's going to happen with server meshing is going to make a big difference for that. And there's other things that are happening in the background that will also make it better. But the advantage of taking it onto the squadron side is that we can really just focus on the AI, the behaviors, iterating on it, adding sort of interest and complexity and making them feel like real humans fighting you, or in the case of Vandal, real aliens fighting you. And not or creatures. Or creatures, yeah. Well, hey, let's be quiet about that. But not get tied up in some other. C'est limite Chris qui dit calme-toi s'il te plaît pour les créatures. Servers and make that work really good as a single player, having fun, feeling challenged, feeling like I'm not just shooting dummies that jump up and I can easily blast. And when that all works, then comes across into the PU. Especially when some of the later stuff's going to trigger in the PU, I think it'll be a whole different experience. And I won't argue it's been like a long, hard slog. Et Limar qui dit est-ce que c'est la première fois qu'il parle aussi longtemps de ce qu'on a fait dans CitizenCon? Partly because we wanted to become really systemic and we have a massive. Je pense que même Squadron. Alors en 2015, si je me trompe pas, il y a eu le Moro Tour, mais je pense pas que c'était aussi long que ça. C'était une démo d'une certaine longueur quand même, mais c'était une démo quand même. Et là, c'est 2 heures de blabla. Des heures de blabla avec des images un peu de démo, etc. de ce à côté. Des images intéressantes, hein, clairement. C'est pour alimenter la hype autour de Squadron 42 en même temps. Alors après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont fait ça, ils ont rajouté ça au dernier moment à cause du leak qu'il y a eu là récemment, ou est-ce que c'est anticipé dès le départ? Je pense que c'est anticipé dès le départ, parce que sinon ils n'auraient pas mis 22h jusqu'à 22h pour le live. Enfin le live, la CitizenCon. Faut voir. Yeah, 100%. Après, il faut se dire qu'en mai, Chris Roberts avait été clair dans sa lettre qu'il ne parlerait pas de Squadron 42 dans cette sitcom. Au final, ils en parlent. En fait, à mon avis, c'est bien joué de sa part. Parce que sur le coup, ouais, bah vas-y, continue. Sur le coup, ils disent qu'ils vont pas en parler, donc personne ne va s'y attendre à ça. Et c'est vraiment bien joué parce que là, ils en parlent. C'est vraiment l'effet buzz, c'est vraiment l'effet surprise là qu'il y a dans cette CitizenCon. Parce que personne n'a essayé d'attendre. La question que je me pose, c'est que est-ce qu'en mai, ils pensaient déjà à faire un truc sur Squadron et ils mentaient entre guillemets en disant qu'il n'y aurait pas Squadron, ou à l'époque, ils pensaient vraiment qu'il n'y aurait pas Squadron et c'est qu'après qu'il s'est dit bon, peut-être qu'il faut qu'on intervienne, je sais pas quoi. Je sais pas. Les deux points de vue se défendent. Oui, Snakem. J'ai entendu des bons noms là. Il parlait d'Elden Ring, des jeux de etc. Je sais pas dans quel contexte. Le contexte, il est en train de dire à quel point le build aujourd'hui, Squadron 42 qui teste est abouti, et ils énonçaient qu'effectivement, ils ont testé notamment sur Aciedo tout un tas de trucs. Ils ont poussé un peu le truc loin et c'est un peu challengeant, donc c'était plaisant apparemment à jouer. Et surtout Chris Roberts, au bout d'un moment, en fait, il a pris le build, il a téléchargé sur son PC chez lui, il a commencé à se faire ses runs tout seul. Et pour lui, on est vraiment sur une approche qui arrive à un jeu fini du type. Il est en train de faire la comparaison avec Elden Ring, hein, concrètement. Donc on va voir si ça tient, mais. Faut voir. C'est du Chris Roberts, hein. On en a parlé hier soir. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui hier il parlait, il y a Commander Quax qui parlait que c'est un marchand de tapis. Bon, même si c'est un peu calmé ces dernières années, c'est ça. Hein.
C'est en fait, un marchand de le rêve. problème, On parle ça, marchand de rêve, on lui vend du rêve. Donc bon, Mais Chris Roberts à a voir. toujours été extrêmement optimiste dans ses jeux. Ça a toujours été, et ça l'est toujours d'ailleurs. Il est très optimiste et il a toujours du mal à évaluer le temps. So when I came on, I wanted to understand where, we're talking years now. So what is there? How do we want to change it, and how do we want to manipulate it? So we're not throwing away the more technical underpinnings of the AI. Subsumption's still there. No, like subsumption or like how les how mecs, they navigate and oui. find Ils the disent world. concrètement qu'ils ont jeté tout un pan de ce qui avait été construit pour les IA sur le PU. Qui sont repartis d'un certain but où les fondamentaux de l'IA qui avaient été travaillés sont restés, mais en clair ils ont construit par-dessus ça pour construire l'IA de Squadron 42. Donc il y a une grosse différence effectivement entre ce qu'ils expérimentent pour Squadron de ce qu'on a en termes d'infos sur le PU. Ce qui est quand même assez nouveau parce qu'on s'était toujours dit, ça a été dit assez souvent, que les IA, FPS, etc. sont entre guillemets représentatifs du travail actuel même pour Squadron. Ouais, et en fait non, en fait. Il y a quelques années ils sont revenus en arrière sur ça, je sais pas combien d'années, hein, c'est peut-être qu'il y a 2-3 ans. Mais... Peut-être, mais... That sits on top of that, and that's where designers can go in and go, bon, okay, I want this defender très bien. To always defend. He can never re-roll as another behavior, or I want him to be like a turret, so he never moves from cover to cover, or I want pushers to be, I want always to be a pusher. I want them to, be aggressive. I want them to be reckless. I want them to have friendly fire. So we can go in and say, we've got 3 base behaviors that just by themselves play well. You can play that and go, okay, do these 3? Is that a fun experience? Then you can start adding in all the other things on top. You go, okay, I want this trait, this trait. So you're crafting combat experiences. So in a PU mission, if you've got ship coming in, bringing in reinforcements, we can say, okay, we can weight the behavior. So you're not getting the same thing every time, but you can go, okay, you get these guys who push, they're quite aggressive because that's their faction, whether it's Ninetales, or these guys are quite defensive, they're more military. And what we have is these traits that multiply the behavior. So now we've got multiple different things. And then you add different weapons in there. So you've got sniper rifles, so the different engagement ranges. And all of a sudden you have this matrix of individual behaviors that is multiplied into the hundreds that allows us to have a really strong combat experience that is not the same. It's not, Star Citizen games that you're going to be playing for thousands of hours. You don't want to just be having the same combat experience over and over again. And vice versa in Squadron, we want you to be able to ramp up the combat. We want to have factions play differently. We want you to have different experiences you play throughout the game. And when we looked at the AI combat behavior, that's something we identified. But then we also looked at perception and basically tweaked that and readed that in a way that allows us that, you're coming around the corner, it's not just instant headshot. Because to be honest, AI, it's very easy to make AI that are amazing. Because they're just computer. They know where you are. They know exactly they don't have to mouse aim. It's just instant headshot. It's very easy to make them too hard. It's not human. No, right? Exactly. What we want to do is we want to make it challenging but fair. And that is when Chris was talking about playing through Asiado. Là, il retrace tout le challenge qu'il y a d'avoir une IA challengeante, mais suffisamment juste dans son comportement pour se rapprocher de la perception qu'on a de ce que devrait être le comportement humain au mieux. Forcément, c'est tout le travail qu'ils ont fait autour de Squadron 42 en reprenant les bases de l'IA qui avaient été faites pour le PU, en modifiant à partir de l'idée que à tel point, ce qu'ils voulaient, c'était finalement d'avoir une IA fun à jouer dans telles conditions, puis après d'étendre les fonctionnalités en fonction des contextes différents qu'on pourrait rencontrer, et donc des types d'IA différentes qu'on pourrait rencontrer dans tel ou tel contexte. Donc c'est ça le parcours qu'ils prennent. Un peu système comportemental ou c'est quelque chose de complètement différent? Alors on est système comportemental pour de l'ennemi pour l'instant dont il parle, donc c'est vraiment basique. On reste sur l'idée d'avoir une IA fun en adversaire. And then what we have on top of that is future things that we're going to be adding even more. So,
We've got versions of them doing medic behavior and reviving allies and ammo management and all the other advanced combat behaviors that we can pull on top, which we're already working on, but they're underpinned by an absolute solid foundation. So if you strip all of it back just to those 3 base behaviors, the defender pushes strafer, is it fun? Because if it's not fun there, it's not going to be fun here. You can't just keep relying on putting stuff on top. En fait, ils étaient allés si loin dans la construction autour du PU que finalement l'IA auquel on a été confronté effectivement avait énormément de couches et de surcouches qui effectivement étaient censées amener petit à petit augmenter l'expérience qu'on avait avec ses adversaires. Mais la question qui se sont posées, c'est de savoir si on revient à la base de l'IA qu'on a construite, est-ce que les simples premières couches d'interaction qu'on a avec cette IA, est-ce que rien qu'avec ça, c'est fun ou pas? Si c'est pas fun, ça veut dire qu'il y a un problème avec la base IA qu'on a construite. Donc en fait, ils ont remonté couche après couche la construction d'IA qu'ils avaient faite, histoire de voir à chaque couche, est-ce qu'effectivement là c'était fun, dans tel contexte est-ce que c'est toujours fun, etc., etc. Donc ils ont réitéré à partir de ça. The very first basic combat behavior, and it was the beginning, and there's a lot more systems now that underpin it. That's why we threw the base one away, because we have more ones that are underpinned by a lot more of the things we talked about, like the perception, the accuracy, and all this other stuff that happens. And within the context, you were speaking specifically of the FPS combat behaviors. Correct. Like the 7 segments I did about the bartenders, those are all still accurate. No, social AI and combat behavior. Ouais, d'accord, donc ils disent bien ça, hein, le comportement de l'IA sociale qu'on a sur le PU, sur lequel ils n'ont pas arrêté d'itérer toutes ces années, c'est toujours valable. Oui. Donc c'est bien ça, ce qu'on a sur le PU à ce niveau-là, oui, mais par contre, l'IA ennemie en FPS, c'est ce dont ils viennent de parler. Donc c'est vraiment IA, FPS ennemi. Au moins l'IA sociale est sauvée, ils n'ont pas du tout jeté. How they can roll different traits and how that's something that will have Puis pareil pour l'IA de vol, hein, je pense que across Star Citizen as a whole. Ouais, parce que là, il parle apparemment de pas mal d'IA des FPS, mais les IA. So it's something that we can show the clip of. Ah bon, ils ont un clip, d'accord, ok. Eh ben allez-y. Allez. Mais attendez à ce qu'il le montre ça. So what I'd suggest, I think, we'd probably show l'investigation first before we go into the combat. Ah, l'investigation. C'était quelque chose qui avait été mentionné récemment dans les rapports mensuels. Le comportement d'investigation des IA. Yes. Quand tu les scannes et qu'ils se retournent, c'est investigation. So like someone hears a noise, what's that? Let's go check it out. They radio their, back to base or their buddy. Hey, I heard something here. Or they get in a gunfight. They could actually call back. Hey, I need reinforcements. Ces comportements ont été décrits dans divers rapports mensuels ces derniers mois, justement. Oui, ces comportements de j'ai entendu un truc. J'appelle en com, etc. T'as pas entendu un truc là? Et quand j'ai dit ça, je me suis tout de suite remémoré un mème du Gaulisoire, je sais pas pourquoi. Dans un court-métrage de Mathieu Sommet. Ils viennent de reprendre, si on reprend l'IA sociale, encore une fois, il y a plein de choses qui ont été développées dans Squadron 42 qui arriveront un jour dans le PU, mais pour Squadron 42 d'abord en priorité, quoi. J'ai cru voir un tweet de Garozzo, un gif où il se tape la tête contre le mur. Mais il voulait pas que ça termine à 22h lui. Oui, c'est ça. Surtout vu tout le blabla qu'il y a. Bonne chance au traducteur. Amusez-vous bien, ouais. JMGG. So yeah, but the dynamic conversation system allows it. So we have some that are sort of more story scripted conversations, like if you eavesdrop on some people patrolling, and we've got some stuff we want to let you hear so you know where to go and stuff like that. But also, there's dynamic conversation, so people can just sort of, whether it's in a mess hall, they sit down, they just start up a conversation talking about the most recent vid show they saw, or talking about what they think. Ça cause, bon, c'est du direct, c'est pas très construit, concis, etc. Mais le sujet est intéressant. Ils vont un peu trop en longueur, mais c'est intéressant.
Et, et là, en plus, il est censé y avoir un clip qu'ils n'ont pas encore montré. On l'attend. Non, mais c'est comme d'hab, à la régie, la vidéo est pas prête, la vidéo est pas prête, comblée. Ouais, ou pas. Non, je pense que c'est juste Chris Roberts et Richard Taylor qui savent pas s'arrêter pour dire bon, on va lancer la vidéo, la bordel, ou pas. Là. Ah, la chance, c'est qu'il n'y a pas aussi. Putain, comment il s'appelle Pour donner une info utile, les Lawners du Spirit, pour le A1, on a le Freelancer Misk, pour le C1, le Cutlass Black, pour le E1, le Cutlass Steel. Le E1, le Cutlass. Ah oui, parce qu'il y a des sièges, des strapontins, machin. Ah bah voilà le clip. Alors, this is purely systemic. So if we captured this 20 different times, it would be 20. It would entièrement systémique. Donc il pourrait jouer de 20 façons différentes. Qu'on aurait 20 réactions différentes. The other two AI are searching for him at the moment. The white spheres you see are basically on se cache des IA qui arrivent. And so as AI, this is a sort of debug mode, as the AI goes around and they search, the spheres go away, indicating that, okay, they've checked that place, so no one's actually there. Ok, les sphères, c'est des endroits que l'IA check. Kind of working together, so their logic is they need to... À chaque fois parce qu'il a vu cet endroit-là. C'est ça. C'est passé dans son champ de vision, donc il n'a plus besoin d'aller vérifier. Et on a vu que certaines sphères ont disparu loin là-bas, il n'a pas besoin d'aller sur place, exactement. Ce qu'on voit dans trop de jeux lambda. Again, this is systemic. He's just coming to investigate this vent, but he's not cleared this entire room yet, so he's not going to progress. And he's just il choisit pas selon un pattern défini, il choisit de façon systémique en fonction de ce qu'il a déjà croisé ou pas. Ce qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on voit dans les jeux lambda. Ce qu'on voit dans les jeux lambda, c'est l'IA va au dernier endroit où le joueur a été vu. Bêtement, et genre vraiment au centimètre près. Alors que là, si l'endroit en question que devait checker passe dans son champ de vision, il y va pas. C'est considéré comme checké. Vu ou entendu, je crois. Ce qui est beaucoup plus réaliste. Ouais. C'était quel jeu déjà où tu avais une sorte d'ombre blanche de toi que tu laissais. Non, mais c'est pas Assassin's Creed. Si. Tu laisses une sorte de une sorte de visuel blanc de toi-même de là où tes gardes t'ont vu pour la dernière fois. Mais attends, là c'est génial parce qu'effectivement c'est un vrai système déductif. Ils finissent par définir que le seul endroit où il peut être c'est là, donc il y va. Joli cul, ça va écouter attendre. Oui, non, mais clairement, c'est pas le graphisme là, c'était un niveau de test tout bête. Donc, voilà. C'est pas ça l'intérêt de ce clip. C'était vraiment le comportement de l'IA. On parle vraiment d'un fonctionnement IA basique pour eux. C'est-à-dire là, c'est le niveau basique pour eux qui doit être fun. Une IA qui recherche le joueur dans un contexte précis. Du système Quanta. Non, Quanta, c'est pas ça. C'est une IA qui est simulée, qui est invisible, qui n'existe pas réellement. C'est juste le serveur imagine qu'elle est là et qu'elle vise. Ça, c'est une IA réelle. Stalker qui dit qu'ils sont nuls en cornering. Ça, le fait de tourner autour des c'est le mouvement de check au niveau des angles. Like in most games, what happens is if you wait a long enough time, they will then de-escalate to the green, and it's like their minds have been, it's like MIB, they flash through memory, it's gone. In our game, what they do is they go to a threatened state, and in that threatened state, they'll still do their social activities and their functions, but they're more perceptive. So as soon as they see, if like he's there again, they'll get into it. So it makes a difference. Contrairement aux jeux classiques où en fait on voit une sorte de jauge de vigilance qui descend jusqu'à devenir vert, et comme si en fait ils se sont jamais souvenus qu'il y avait un bruit, ils se sont jamais souvenus qu'il pouvait y avoir quelqu'un, etc. Là dans Squadrons, ce qu'ils sont en train de développer pour Stars Terre, c'est qu'en fait ils ont un vision de threatened, donc d'être menacé. Ah, attention le clip. Il y a un niveau de menace qui reste dans la perception de l'IA. Donc voilà, là ils nous ont détecté, visuellement. Hop, les IA là, on les a vus tout au loin. On voit leur lampe. But obviously, we wanted to show you là, ils cherchent. Kind of the thing behind the curtain. What are they actually doing? They're checking cover points. They're checking the usables that are there. And then, in a lot of the cases when we actually captured this video, if we actually failed because they pincered the player and they actually found you before we were able to show you, what was happening. So it's
Ces animations, on les a vraiment pas dans le PU encore, donc c'est plutôt sympa en tout cas. C'est plus... plutôt crédible. Bon, l'animation des escaliers est encore un peu... voilà, un peu comme aujourd'hui, mais... Hop là, donc là on le voit sur le coin supérieur droit, un autre point de vue, donc le mec est en train de vérifier un conduit. Le conduit. Ouais. C'est bien foutu, il regarde vraiment deux trucs différents, de façon différente en fonction de ce qu'il recherche. Et de ce qu'il dit, c'est pas scripté. T'as l'impression que c'est une animation 3D et qui est scriptée de bout en bout à tel machin. Non, non, non. C'est systémisé, je sais pas si on peut le dire. C'est systémique, quoi. Ouais. Donc là on voit le joueur qui se cache mais qui va se faire bientôt voilà quoi, repérer. Voilà. Il le dit, c'est pas scripté. N'est pas scripté. N'est pas scripté. Nous ne trichons pas. No compromise. Un petit bug au niveau de l'animation du pied là en tournant la caméra. Ouais, donc vraiment en fait, le moment même où il soupçonne que t'es là, il soupçonne une présence, t'as pas juste à attendre que leur jauge baisse. Là, faut vraiment que tu fasses très très attention parce qu'ils vont vraiment prendre le soin de couvrir tous les coins possibles. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, ce qu'il disait c'est que même quand la tension redescend parce qu'ils ont tout checké et qu'ils ont fait leur routine, etc., ils gardent un niveau de menace tel que si tu réapparais instantanément, c'est reparti quoi. Là, c'est les différents comportements de combat. Ils n'ont pas oublié que t'étais là. Là, c'est les différents comportements de combat que vous voyez là, défendeur, straffeur, pousseur, pusher. Voilà, des personnes qui ont plus tendance à se couvrir et à rester un peu en retrait, et d'autres personnes qui veulent vraiment Bon là le personnage est en god mode, bien évidemment, So it's not like you've got these binary choices. It's about weighting the different choices throughout the behavior so that the AI provides something different, but also applies pressure to you as a player so that you're having to react to the AI. You know, right now our current AI, you basically get the jump on them and you can just take them all out. But in reality, what we want is we want you to react to the bon, le straffeur qui, alors qu'il est devant toi et qu'il fait le truc, bon, c'est un peu simpliste, mais un peu bête. Alors Gaëlmer qui dit vont-ils réagir en 660 FPS? Bah on espère que quand le serveur meshing et toutes les optimisations qui seront faites, quand ce sera implémenté, bah, que les serveurs fassent honneur à tout ce travail, si je puis dire. Pour le moment c'est clair qu'avec les états des serveurs actuels c'est pas possible, un comportement comme ça. Donc là il est en train de hop, une alarme sonore avec le So you might all be pushers and they might all be defenders, but the way it works is if one of them rolls a defender, then the weight for them to roll another defender is lower. So essentially here you can see here that he's getting tagged a lot just because we want to show you the behaviors themselves rather than c'est pas encore ça, mais c'est les positionnements qu'il va falloir travailler. Les positionnements c'est encore un peu... ouais. Mais si on avait déjà ça dans le pays aujourd'hui, punaise, ce serait déjà très pas mal, hein, franchement. Ce serait déjà ok, parce que tu en as un qui est sur le dessus, t'en as un qui est sur le côté, il garde les coups. Bon ouais, ton perso est un peu... voilà, il est très OP quand même. Il rush, mais il reste à 3 mètres de toi, quoi, et à découvrir. Ouais, c'est les positionnements, c'est pas bon. AI traversal, so they sort of understand the environment and how to traverse over it other than just flat ground. And of course, you know, on some of that, I think you saw some of that, he didn't get hit right away. Some of the early shots missed and then they hit him. That's kind of what Rich was talking about earlier. Ouais, je sais pas qui jouait, mais bon. Rich says it's very easy to make, you know, AI aim perfectly all the time. This is exactly where you are. Yeah. They've got all the numbers, but that's not any fun. So the fun is making him feel real, like you're playing against another real player or a human. All right, well, we are just about out of time. I think we got 2 more talking points we want to cover before we let you go. Let's start with one that might be surprising to some. Most people maybe not, they won't know about it. We haven't done a lot of talking about it in the past. Skills. There's
skill. What can you tell us about skills in Squadron 42? So skills, it's not just Squadron 42, it will be Star Citizen as well. So we've split them up into kind of two areas. One is physical attributes. So we have 4 physical attributes such as strength, agility, endurance and fitness. Non, c'est pas des compétences comme arbre de compétences dans le jeu. Non, c'est pas ça. C'est les IA, on parle toujours des IA, je crois. Ouais, skills, c'est compétences, mais lorsqu'entendu en français. Oui. Non, Squadron 42, capacité, compagnie. Squadron 42 et Citizen ne deviendront pas des RPG, rassurez-vous. Ouais. But getting stronger doesn't just allow you to lift heavier boxes, but it also means that your equip load that you can carry in your inventory is higher. That weight doesn't affect you as much, so you can sprint further because it's not affecting your stamina as much. Attends, mais pas ça pour les joueurs ou pour les IA en fait? Là, j'ai un doute là. Non, pour toi. Pour toi. En fait, c'est plutôt que des skills, c'est plutôt des qualités physiques là dont il est en train de parler. Oui, voilà. Ouais, des capacités. Ouais, c'est ça, capacité physique. Typiquement, effectivement, si tu cours souvent, tu as plus de stamina, je sais pas. Et tes skills de Tarkov, par exemple, dans Tarkov, plus tu vas courir, plus tu vas monter une petite jauge qui fait que tu pourras avoir un peu plus de stamina et courir un petit peu plus vite après. Ouais, c'est ça. Mais c'est très lent, c'est très progressif. Ouais, c'est pas un leveling de tu passes à un niveau 2, tu peux courir 0 vers. C'est un leveling, mais il n'y a pas de level. Et en fait, le level, s'il y en a, c'est un leveling qui ajoute des petits buffs et c'est très très lent. Et ces buffs en plus sont temporaires, c'est pas tu l'as pour toujours, c'est bon. Non, c'est définitif. Ah bon? D'accord. Ah oui. Seulement, je mettrais un taux de dégradation, c'est que si tu cours pas assez souvent, bah, au bout d'un moment, tu reviens à ton niveau de base, quoi. Je sais pas. Dégradation de skill. Ils sont pas des gros aspects, c'est genre tu vas viser un petit peu mieux, ou quand tu seras blessé, tu pourras mieux gérer le port de ton arme, tu seras moins tout de suite en capacité. Enfin, ce sont des tout petits buffs, mais qui peuvent faire la différence sur le très long terme. À voir s'ils font ça aussi pour essai. Ce qu'il dit. Il a dit, là c'est développé post-programme, mais ça sera le cas pour essai. C'est juste lié à ton action, les attributs physiques, effectivement. Plus tu cours, plus tu fais un effort, quel qu'il soit dans le jeu, plus effectivement ça augmente tu travailles tes muscles. Telle capacité. Tu travailles tes muscles. Après, c'est quelque chose d'un peu de logique. Dans la vie réelle, c'est ce qu'on fait. C'est ça, et puis ça ne vient pas empiéter sur tes skills propres en termes de pilotage ou autre. Parce que non, c'est ça. Ça va juste t'aider à porter plus de boîtes sur plus longues distances ou courir plus longtemps pour aller te cacher. Voilà ce que ça va faire. Et Gallimard, non, il parle des fonctionnalités pour les deux. Pour le moment, c'est pour Squadron. Priorité, Squadron, comme toujours. Mais à terme, ce sera aussi pour Star Citizen. Being able to, aim and shoot and do all the rest of the stuff, then you can do that. Non, Valingard, ce n'est pas de l'XP. Non, ce n'est pas du leveling, t'as un niveau de danse. C'est une forme d'expérience. Mais tu ne le verras pas. C'est une forme d'XP, c'est une barre, t'as une jauge d'XP. T'auras plein de jauges d'XP, mais tu ne les verras pas. Et il y aura sûrement du debuff avec le temps, et elle redescendra un petit peu. Peut-être, bon, ça, ils n'ont pas parlé de debuff possible parce que ça traîne, je sais pas quoi. Mais voilà. Ça va faire polémique. Comment? Ça va faire polémique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas le comprendre, ça. Ouais, tout dépend comment ça va je pense. Tu en veux la polémique, Valingard? C'est bon, là. Mais c'est pas, tu vas avoir une précision 200% par rapport à ton personnage de base. Non, tu donnais l'exemple The Sabot de... Non, c'est que tu auras 5 secondes de plus avant de perdre connaissance, si jamais, et encore, quand tu as un level, quoi. 5 secondes, c'est beaucoup déjà. Après, il faut prendre comme là, dans la vie réelle, quand quelqu'un s'entraîne à la course, puis s'entraîne, meilleur il est, ça va être le même genre. C'est ce type d'expérience que ça va être. Et
Starcraft, ses buffs pourraient se perdre avec les prothèses. Bah, pour le coup, oui, les prothèses, c'est des debuffs. C'est censé te nerfer ta capacité de base. C'est comme ça que Star Citizen voit ça. Oui, et là, on parle vraiment des techniques, là. C'est-à-dire l'idée que, par exemple, t'as tué d'une certaine façon, on va dire, t'as tué au couteau une personne. La première fois que tu l'as fait, forcément, c'est un peu du foutoir, ça en fout partout, c'est laborieux, c'est mal fait. Mais la 10 millième fois que tu l'as fait, là par contre, ça va être direct, ça va être propre, ça va pas laisser de traces. C'est ce genre de choses qui va arriver pour les attributs techniques. Là, j'y pense là. Ça m'étonnerait que ça soit un héritage entre guillemets qu'on peut faire passer à ton prochain perso lorsqu'il est mort définitivement. Non, en fait, c'est pas un choix que tu fais. C'est ça qui est important dans ce système d'XP. C'est pas un choix, c'est en fonction de tes actions en jeu. Tout à fait. Que tu vas avoir. C'est une conséquence de ton gameplay, pas un choix. More moves you could do in fight, say martial arts or whatever, you have to go somewhere. Or traversal as well. And learn them from someone and then do it a bit more and then you would get better. So these are all things you could Et donc là, quand on parle de technique, effectivement, on parle de technique aussi que tu peux apprendre auprès d'un maître dans tel endroit. Ils en avaient parlé de ça. Ouais, déjà. clairement. Ah, oui. Mais c'est la progression qu'on n'avait pas encore bien appréhendée. Et donc la progression va se faire par effectivement l'itération de l'action. Bah, par le fait de le faire, et donc par de l'entraînement, ou par des trucs, ou parce que tu le fais régulièrement, et donc tu t'améliores. C'est plus organique et plus digétique, parce que bah, c'est un peu comme une question d'habitude ou d'expérience, mais expérience dans la vie réelle, je veux dire. C'est vraiment ça. Pas les points d'expérience. Non, c'est ça. C'est comme pour un bûcheron, au début, quand il commence à couper son arbre, bah, il ne sait pas trop comment faire. Et au bout du 10 millième arbre, il connaît sa technique, il connaît ce qu'il faut faire, et puis voilà quoi. Et en fait, c'est vraiment à travers ça que tu vas finir par te spécialiser dans le jeu, soit Squadron 42 ou Star Citizen. C'est en fonction de l'itération des actions que tu vas faire, bah, c'est ça qui va définir comment tu vas te spécialiser. Donc c'est bien parce que c'est pas une approche où pour je sais pas te spécialiser en herbologie, faut que tu aies fait je sais pas combien de missions à la con comme dans tout MMO. Là, ça va se faire naturellement en fait, en fonction des missions que tu vas choisir et que tu vas faire en action. Les gars de Star Citizen, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Il y a des salles de sport sur Horizon, sur New Babbage. Ça, c'est le moment là de les exploiter tout ça. Justement, tu vois, ça te donne une raison de faire ce genre de petites activités, avec ce genre de trucs. C'est pas mal. Après, il y a une raison de faire du RP et d'aller à ta salle de sport le matin. Je sais pas si les développeurs ont pensé à ça en conséquence par rapport à tout ça, parce que je pense pas qu'ils en aient parlé. Mais ouais. C'est peut-être qu'ils ont commencé à réfléchir quand ils ont commencé à penser aussi à ce système-là. Après, c'est vrai que, comme pour un autre point, il y a deux visions. Moins tu dors, plus t'es fort. Coucou Kiro dans le chat. Coucou Kiro. Bienvenue à toi, Kiro. But it's a framework that we're building almost like our own. Je suis d'accord avec Kiro, ouais. Stalker, par rapport au comment ça va agir sur le hack ou l'ingénierie, ça je pense que c'est plus ton skill à toi en tant que joueur qui va plus influencer ça. Parce que je pense pas que tu auras de... Enfin, le hack ingénierie, la façon dont je le vois et le gameplay, enfin ça dépendra de ce qu'ils vont faire, c'est que tout dépend de ta rapidité d'action, de ton perso et des commandes que tu mets. Le hack est un mini-jeu, c'est un système de mini-jeu. Donc bon, bah, au bout d'un moment, quand tu vois les patterns, etc., bah, toi-même tu l'apprends entre guillemets à être plus rapide, je pense. C'est une activité qui te demande à réfléchir, c'est le gros de l'effort. C'est réfléchir, donc c'est le joueur IRL. Tu peux changer tes compétences autrement qu'en gagnant de l'expertise IRL pour faire ça. Si tu as un ingénieur du freerun par exemple, dans des épaves de vaisseaux ou autres, bah, tu vas grimper un petit peu plus facilement. Au début, tu vas galérer à grimper des surfaces, et puis à force d'en faire, tu vas grimper super vite comme un pro. C'est ça. C'est pas, parce que malheureusement, ce serait bien, mais malheureusement, quand un joueur, quand ton perso court de plus en plus, bah malheureusement tes muscles à toi, ils ne s'en raffermissent pas plus, hein, malheureusement. Donc bon, là pour le coup, ça se transmet pas, si je puis dire.
entre le jeu et toi. Building block framework, and we're trying to share the same base code stuff, so it's easier to support and maintain. Because one of the problems right now in the PU is because there's a hodgepodge of the old system, which is the old sort of flash scale form system, and the new building blocks. Voilà, on parle vraiment du Mobiglass, des interfaces et du fait que l'un des points importants pour eux, ça a été de effectivement reconstruire des interfaces suivant un même système, donc le block système, histoire d'unifier un peu l'expérience interface à travers que ce soit un HUD quel qu'il soit dans ton vaisseau ou autre. Avec ce que tu as aussi en termes de Mobiglass qui regroupe tout un tas de fonctionnalités disponibles aux joueurs. Ah, il y a apparemment un autre clip sur la Mobiglass. So the first page that you'll see un énième rework de la Mobiglass. Kind of like the overview. So you Ah, yeah, c'est ça. Oh, joli. C'est quoi, le quatrième? Le troisième grand. Troisième itération. Sympa les petites animations. So you can see here we've got your messages. So this is kind of like Ça ressemble beaucoup plus à la première, avec l'arrière-plan. Ouais, on est d'accord. Mais en fait, à mon avis, personnellement, je pense qu'en fait, le système de cartes et le système de blocs, ils sont en train de développer depuis un petit moment maintenant, depuis 2019. Ils veulent produire les concepts qu'ils avaient fait au tout début. Ouais. Et là, ça se voit, ça s'en rapproche. Ouais, c'est plus propre, hein, on est d'accord. Il reste encore des problèmes d'opti, ça voit que ça lag un peu encore. Je comprends pas pourquoi on l'affiche devant nous. Genre on devrait s'abaisser un petit peu, ça fait aucun sens que de voir quelqu'un droit comme une perche avec son bras qui se lève comme ça, ça doit lui faire mal au bras en plus. On devrait baisser un peu la tête. Comme ça au moins on aurait le sol comme arrière-plan et on serait sûr de pas être gêné. Là c'est holographique, c'est un arrière-plan qui est pas du tout dans la bonne couleur par rapport au bleu, ça pose problème, comme c'est le cas déjà avec la classe actuelle. Je sais pas. Ça, je sais pas, est-ce qu'ils vont essayer de corriger ça ou pas, on sait rien. Mais ils avaient parlé pour les HUD, ils sont déjà en train de travailler à justement des sets de colorimétrie en fonction de la luminosité et des couleurs qu'il y a en arrière-fond. Donc on va voir ce que ça donne. We want to make sure that the game that you're playing, we're removing the barrier to the entry, we're removing the complexity so that you can enjoy the stuff that you want to do. J'espère qu'un jour on verra cette nouvelle star map aussi. Voilà, ils l'ont dit clairement plusieurs fois que c'est pas le moment de le montrer. And I think a lot of the things when we look at this, where you go from player interaction experience to improve traversal, to improve HUD, star map, Moby is a combination of that, where we want to provide all this different information, but we want to provide it in a way that you're familiar with, that you can go, we don't need to reinvent how you read emails. On ne va pas réinventer comment vous regardez les emails, comment vous lisez les emails. Dans un sens, ça a du sens. Like, okay, tell me what am I about to? Is my environment outside? Is it breathable? Do I need a helmet? Is it hot? Is it cold? You look at an Apple Watch. Or my wife has an Apple Watch, so she's got a Fitbit, and it's like, okay, this is your heart rate. Je suis mort, ça y est, référence à l'Apple Watch. Voilà. Oui, parce que l'idée c'est simple, l'idée c'est de faire, en termes d'interface, on n'a pas à réinventer l'interface, il faut adapter en fonction de ce que les gens connaissent, soit pour lire tes mails, l'information sur ton téléphone, donc l'Apple Watch aussi. Donc voilà, on regroupe tous sur une Apple Watch. C'est plus simple. Oui. Ah bon, j'ai dit ça, Stalker? Dans un sens, ça a du sens? Bah écoute, ce ne sera pas la première fois que je dirais ce genre de choses. On a dépassé l'heure. Ah voilà. Pourquoi ça m'étonne pas? Ouais. Et ils ont commencé 3 secondes en avance. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du développement de SC. 3 secondes en avance? Ouais. SC en avance. Ah ouais, ils ont lancé la vidéo avec 2-3 secondes d'avance. Il y avait encore 2-3 secondes sur le timer. Ok, point positif, effectivement, tout ce dont ils parlent, c'est des choses sur lesquelles ils sont déjà. Ouais. C'est pas des trucs qui arrivent dans 6 mois. En fait, franchement, là, ce panel, entre guillemets, un peu improvisé, en direct, ils sont en train de nous montrer, nous en parler, etc. C'est tout le travail qu'on n'a jamais vu
ou qui ont été très timidement mentionnés dans des rapports mensuels, mais sans rien en termes de visuel, en termes d'indices, de où ils en sont, et ce genre de choses. Tout la grosse moitié, si je puis dire, des ressources qui sont allouées du studio dans la campagne solo, bah, là, ils nous en parlent, ils nous en montrent les résultats actuels et le travail actuel qu'ils font dans le moteur, etc. Ce genre de choses. C'est une grosse gifle là qu'on a. Clairement. Avez-vous vu passer le Community Hub? Ah, attends. Il l'aurait... Okay, you're doing some of the traversal stuff we talked about. Well, here's where you're using it in Squadron, and here's how we use these different physical elements to make an interesting game experience. And that means that the PU team, j'ai une maintenance moi. Je vous le montrerai après. Merci Euclide de l'avoir signalé. Donc clairement, alors pour l'histoire des skills, je suis pas très sûr parce qu'on nous a pas montré de visuel machin. Mais tout ce qu'ils ont mentionné, même si c'est pas encore terminé, mais évidemment il n'y a pas des trucs complètement finis, c'est en cours. Vraiment, c'est en production pour Squadron pour le moment, mais c'est en production. Donc, some of the core gameplay things that we're working on because we know that people are saying, hey, we'd like these to be better or this to be easier to use or smoother or more responsive. On aurait pu le Chris. Ah non, Vanguard, il est inarrêtable comme ça, quand il parle comme ça. Ouais. Pourtant, il a l'air fatigué, hein, ça se voit. Hein. Il a déjà frotté ses yeux plusieurs fois. Squadron viendra également dans le C'est une version d'une heure de notre conversation. 2 heures, ouais. Ah, les derniers mots de Chris. S'il te plaît, abrège. Une demi-heure de plus. Pitié, non. Chris, on t'aime bien, mais là, je veux... Non. On est si bien à boire des cocktails. Stalker, non, c'est de Manchester, là. Ils parlent, donc c'est pas 16 heures. Là, ils sont en Angleterre. Also while you're building the tech as well. And it's also incredibly rewarding. I have to say that the feedback, especially on the PU side that we see all the time, really helps inform as developers what we're doing all the time. And it informs what we do on the Squadron 42 side too, in terms of some of the base mechanics, some of the areas that we go, okay, well, we want to work on this thing and improve it. It's all the stuff we've really talked about. Oui, Stalker, oui, merci. Etc. Ils mettent en avant des streams sur le community. Il y a Tayu Metera là-dedans. Something of the level of ambition that we're doing on both Squadron but also Star Citizen, because ultimately I think that Star Citizen itself, in terms of an experience, in terms of how you can seamlessly go from sitting inside your ship, looking at your interior here, look at this Constellation Phoenix, and donc c'est bien un intérieur de Constellation Phoenix. Onto a planet and looking at the foliage and the trees, and seeing them out in the distance, and walking over and being able to non, parce qu'on n'était pas totalement sûr. Après, s'il y a des personnes qui se disent que ça, là, ce qu'ils ont montré, ce serait le signe d'un rework de l'intérieur de Phoenix, non, il n'y a rien de tout ça. C'est peut-être ça, hein, mais pour moi, il n'y a rien qui dit que ce sera comme ça dans le jeu pour le Phoenix. Hein. On se calme. Ah, tu parles du bureau? Non, de tout le truc. La disposition n'est pas totalement le Phoenix à 100%. Le bar est à l'envers par rapport à ce qu'on connaît. Il n'y a pas de bureau. Il y a une table, mais il n'y a pas de bureau. Voilà, il n'y a pas de... Donc, ouais, non, c'est cette décoration du bureau de Jared, d'accord. Being able to build a system that can do Disco, je la that dirais. Putain, termine s'il te plaît, j'en peux plus là. But also a huge universe that you can exist in as a sandbox for everyone to play is a complete, I mean, from a developer's standpoint, it's a dream. I mean, it's a dream I've had, my whole life. Being able to do it because we're supported by the community out there is something I'm always eternally grateful for, and it's the best job in the world. So as much as it can be difficult sometimes, as much as it can be frustrating when you see everyone bitching about something or something's not working, or what kind of idiot did this, or
La disco dans sa tête, s'il te plaît, termine, s'il te plaît, termine, s'il te plaît, termine. Ouais, c'est ça, c'est un peu de disco là. Et là, la communauté, aidez-moi, la communauté, aidez-moi. Je peux plus. Je veux finir, S'il vous plaît, aidez-moi. On veut boire des cocktails, on veut boire des cocktails. Ouais. On veut aller au bar, Chris. We realized we had the level of support to really go all the way, because it's a completely different scope of game now than 10 years ago when I got on stage and I was pitching a much more limited, sort of privateer, freelancer online, and next generation commander. What we're building now is a completely different experience in terms of. Donc là, il rappelle à quel point, par rapport à la vision au tout début en 2012 de la GDC, où il pensait plus à une sorte de privateer online, tu vois, voilà, assez proche des jeux qu'il avait pu faire aux années 90 et au début des années 2000. Bah, là aujourd'hui, clairement, on en est au-delà de ce genre de concept, hein, donc. Voilà. On en est très loin, ouais. Très loin. That's supporting the project, so like I said, it's hard work. No one slacks off. We're working really hard. We all wish we were doing stuff quicker and faster than we end up doing it, but it's not because we're just sitting here, eating bonbons. We are working really hard, and it's exciting. I mean, for me, I look at things we have in development and how far we've come. How far the game itself, even Star Citizen. I mean, this year there's more people playing it. There's more, spending more time in the game than there was last year, than the year before. I mean, we're accelerating. I think that's partly a testimony to the game itself over the last few years. Plus 10 minutes. Je suis comme Disco là, je commence à en avoir pas possible. Non mais on t'a dit, il va mettre pour une demi-heure de On sait, je nous adore, on a compris, mais par pitié. C'était hypant, Squadron, tout ça, tout ce que vous dites, etc. Mais là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arnautique, y'en a marre. Je pense que ça aurait été pire si j'étais à la place Disco, j'aurais dit s'il te plaît, tu peux s'il te plaît après, j'en peux. So, while it is challenging doing these two games together, it's also a hell of a lot of fun, and I'm looking forward over the next few years, because we got a whole bunch of really cool stuff coming down the pike. Beyond what we already have here, that it's a good time to be making games. It is. It is a lot of fun. J'arrête, ne le relance pas. Video games, strangely, people video games get this reputation of because it's hard work, because it's so difficult. It's like it's a job and it's like pain and whatever. But no, video games are fun. They're creative. They're expansive. They're collaborative. Ne dis pas que Disco s'y va partir. Definitely iterative. And there's nothing else like it. No Et other Chris, industry si in tu the nous world reparlais un peu du serveur behind hashing. the scenes documentary series that I now get to do. Une petite pièce dans la machine. A spaceship landed on one of Pyro's planets. Rich, you want to try to follow that? So oh no, il y a thing Rich I would aussi. say Oh is no. that even though we are focused on Squadron 42, we still read all of the feedback in Spectrum, online, the comments or Reddit. So a lot of that je l'avais oublié. feedback Une autre pièce, le is disco. from the game over the years. We've taken that on board, and we're starting to execute on that feedback. Oh là là Systems là là that là are not at the forefront in people's minds, such as like the interaction system. Je veux pas paraître méprisant envers ce qu'il dit, etc. Peut-être que c'est sincère ou peut-être que ça l'est pas, j'en sais rien, mais. On a trouvé un moyen de tuer Audi. We're making the game. The biggest thing is that we're starting to put that game together, and we can sit down and play it. And while Star Citizen, they're all. Ouais, même Chris là est en train de se frotter les yeux là. This is about making it better and making sure that all the things that new players and existing players have frustrations with, c'est une that fois we're par an. smoothing them over and removing the friction. Ça reste une célébration des développeurs et des ouais, de la non, c'est communauté. clair. Hein. C'est clair, c'est clair. Donc ce blabla est nécessaire. Je suis d'accord. Mais quand même, il n'empêche que je suis fatigué. On s'attendait pas à 2 heures de blabla. Alors, contrairement... 2h15.
Ouais. Contrairement au dernier panel de Todd Pappy l'année dernière, là, même si c'était du direct, et donc c'était pas enregistré quoi que ça, je sentais que c'était plus intéressant et mieux amené. T'as de la chance qu'on n'avait pas Tony avec eux deux. Oh mon dieu. Oh non. Imagine Tony. Oh non, non, merci. Non, merci. Merci. Et Erin. Ouais. Heureusement, lui, il est parti là. And then, of course, the only thing I want to add is that everything you've seen here today is work in progress. We've removed some of the locations and tout ce qui a été montré dans Work in Progress, mais également il y a certaines choses au niveau des lieux, etc., qui sont retirées parce que voilà, c'est pas spoiler, etc. The stuff we've been able to show you, the stuff we haven't been able to show you today. And if you were surprised by the skills part in particular, like we just kind of snuck that in there before the Moby class, rest assured we will be following up on the skills conversation with visuals and a more in-depth discussion of how that'll work. Il y a tellement de trucs qu'ils vont devoir préciser maintenant. If you've already gone to Spectrum or Reddit or your YouTube thumbnail and added little red laser eyes to Richard Tyrer, that last part's okay, but everything else, we just ask that you hang tight and give us the benefit of the doubt. It'll be fine. So yeah, so thank you. Chris, thank you, Rich, for taking the time to talk. Ah, il anticipe là tout le. Il peut anticiper autant qu'il veut. Ça arrivera. Moi, je suis déjà sur le Spectrum, je peux dire que ça tire déjà. A bunch of our developers and staff at our 5 studios around the world talking about their favorite things. Toujours des états insatisfaits. We'd like to play that for you one more time, and when we come back, we'll put this whole baby to bed. So take a look. C'est quoi, qu'est-ce qu'il nous montre? Ah oui, la vidéo de tout What am I gonna say? It's gonna sound cliché, but on l'a déjà vu, c'était au tout début. La vidéo émotion. Et oui. They're right there with us throughout the whole process. It's unlike anything I've ever worked on. The thing I really like the most about the community is how welcoming they are to new players entering the verse for the first time. New players come every day, and I find that they're always happy to show people the ropes. I found it very wholesome. When I first did the CitizenCon, where I got to fly the Carrack, everyone was so supportive. Au passage, j'ai switché l'overlay. Voilà, comme ça. Unbelievable. Oui, parce qu'on a déjà vu cette vidéo. Oui, oui. Their effort they put into, like their creativity. Such as building a simulator inside of an entire RV or machinimas. I love watching them on my lunch break. I enjoy watching the videos on the content. There was one recently on Twitter where it was like the 100 players entering the atmosphere that just looks really grand. I love all the memes. Some of the incredible fan art and passionate drive that you see come out of them is fantastic. How they come up with crazy ideas each and every day and surprise me. Ah mais lui aussi on le connaît. Eh oui, coucou. C'est Christian. Christian. The new and exciting ways they find to break shit. Just the random stuff that you do. It's not like the gameplay we intend. People doing crazy stunts in their ships. I'm from the character team. That's why I think it's cool when they show off all the ships, because that's really the only time I get to see them. They create the community by themselves, and that's really, really cool. My favorite thing about the community around events. Ce qui est sympa, c'est que là, on voit des têtes qu'on n'a jamais vues dans des ISC, dans des Star Signal, etc. Là, il y a pas mal de... c'est pas les nouveaux bureaux, ça? I really like when the community is very detail-oriented about our work. To see how excited they are about our progress. How much inspiration we get from them, from their ideas. I love the genuine enthusiasm. The quick turnaround on feedback. I love that. And how they're always interested in what's coming up. I especially appreciate the people who are able to keep track of dates. They, call us out. It really impacts our decision-making process for, what do we do right? Non, notre archiviste international disait j'adore vraiment les gens qui seront capables de suivre les dates qu'elle met en place dans le Galactapédia, c'est normal. They really do make all this possible. I'm living the dream. We all are. My favorite thing about the community. Ouais, Gadwin, là c'est la vidéo de clôture, c'est la même la vidéo qu'au début. If somebody said you had ça se clôture avec notre Brian Chambers. Adoré. Au revoir.
Voilà. And the community is at the heart of everything that Star Citizen is. So we've got one final addition before we wrap this up. The Community Hub was first introduced way back when, voilà. in 2015, 2016. Je reviens sur le... I realizing I don't remember. It's needed some love, some TLC, some extra handling for some time. And finally, we're about to roll out Community Hub 2.0. So I'll throw it to Tyler and our friends at Turbulent to tell you more. D'accord, donc en fait, on a encore un autre panel. Ok. C'est la CitizenCon où on nous a teasé le minimum pour nous en révéler Hi everyone, my name is Tyler Whitkin and I'm the director of community at Cloud Imperium Games. Turbulent et Tyler, je vais vous tuer. Day, we're taken aback by the tremendous amount of creative community content coming from all of you. From a small 3D printed MSR that fits in the palm of your hand to a full-size replica sandcastle of a 300i. No joke, someone actually did that. In fact, maybe they can pop it up right here. Wow. On the community side, we've always felt that if our developers were going to push the boundaries of what's possible with technology, that we needed to match that level of ambition with the engagement and tools that we provide to help the community thrive. With the incredible amount of creative content flowing from our community, it was a no-brainer that we needed to find a better way to support that. So, we've teamed up with our good friends at Turbulent to completely rebuild the Community Hub. And we're very excited to show it to you today. The team has been hard at work and focused on building out a completely new platform that will make both sharing and browsing content easier than ever before. To build this Community Hub, we really try to keep the Star Citizen identity, see what was good for the community and what they would like. This is where most people will go when they want to search for new content or discover new people who play Star Citizen and make posts in the Community Hub. So it's a very good place to engage with others. We want the community of Star Citizen to have this space that they deserve outside of the game, to keep talking and creating about the game, share and comment with each other. Now, I know I'm a little biased, but for these reasons and for many others, I believe that the Star Citizen community is the best and the most creative community in all of gaming. In fact, if you agree, go ahead and drop an 07 in chat. Go ahead. By the way, this bit is pre-recorded, so I'm going to assume that you are spamming chat like crazy right now. Thank you. Attends, je vais When vérifier creating ça. a new post, you'll be able to choose between 3 post options. So that would be an audio, a video, Ah, et on and peut mettre an maintenant des image audio type of aussi. post. Inside pas of que ça them, avance, c'est you'll possible. be able to Ouais, bah oui, obviously voilà, vous voyez le put a chat. title and Que des description in there, O7, allez, je m'y mets aussi. but also to pick and choose from a variety of different categories your post relates to. And that comes and play into the Discover page. On the Discover page, you can browse over all the content. You can also filter content with your preferences. For example, if I want to see only c'est pas mal, videos that are about cosplay, I can now filter that and find only videos about cosplay. And I can also sort them by Un réseau social popularity au or by sein date. de Star C'est ça, c'est un réseau social. C'est un réseau social. C'est ce que devait être déjà le Community Hub à l'origine, mais il était tellement pas pratique à utiliser que... Bah, en plus, il y a eu des choses qui commençaient à ne plus marcher, comme l'éditeur même, après avoir publié un post, l'édition n'était plus possible. Who plays Star Citizen right now. You have the On va tutorial diriger sur une section page qui est also on the front pluguée, page, and there's also the sidebar. And it's not just all about screenshots, videos, and crafts. It's also about the human connection we make with like-minded spacefarers that we've met along the way. It's about friendship. Personally, for me, I've made countless meaningful connections with so many people that I otherwise never would have met outside of this community. And many of those connections I know I will cherish and carry with me for the rest of my life. And I'm confident that many of you have similar stories, which is exactly why it was vital to us to find better ways to keep you all connected with one another. The Community Hub is a place of creativity and exchange between all the Star Citizen players. The team has put a lot of work in it. We're working on it since quite a long time. We really put a lot of love and care in this, and we really hope the community will enjoy as much as us. So you can head over to our website, dive in, check out all the new features, break the new features. It's okay, it's part of the process. Casser les nouvelles fonctionnalités aussi si vous voulez. So make sure to head over to our dedicated feedback thread on Spectrum and let us know what you think.
And this is just the beginning. We've got so many cool things planned. J'ai vu un truc de 110-25. T'es pas la moitié d'un fan. C'était vraiment une bonne idée de foutre ça dans la vidéo. And community created and organized events and so much more. And the best part about the new community hub, it's live right now. Pour l'instant, moi, il est en maintenance. Parce qu'il je spam pourtant. And if I'm not mistaken, that new version of the community hub should be pushing live right about now, or now. I don't know what time my watch is saying. It says it's like 12:30 in the morning. One last thing before we let you go, because we got more endings than Lord of the Rings movie. ATMO Esports is running our 10th anniversary. Ah oui, c'est vrai qu'après il y a une after party, mais bon, ça, à la limite, s'en fiche. C'était censé finir à 22h, c'est ça? Oui. Bon, ils sont dans les temps dans un sens. Hein. Ouais. Voilà. Bon, après là, je pense que c'est... Oui. ATMO Esports operates a little differently. Born from emergent community events like the Demo Rally, the natural progression was to create events within an emergent environment and provide tournaments for esports team in a. Bon, après, pour ça, par rapport à ça, bon, ça vaut le coup de continuer. Hein. On veut pas être disrespectueux, disrespectful, enfin. Ouais. Je suis fatigué, merde, je suis fatigué. Non, on ne veut pas être irrespectueux envers ATMO Esports, mais bon. Je vais le laisser, comment dire, mais oui, tourner. De bois, on s'en branle. Voilà. Mais voilà. J'ai mute le stream chez moi. Il est toujours en background, en arrière-plan, mais voilà. Donc, un petit bilan. À chaud. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à parler demain. Hein. Ouais. Ouais. Plus que ce qu'on aurait pensé. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Par quoi commencer? Bah, je pense que l'analyse à produire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions de la part de la communauté pendant même plusieurs semaines. Non, il va falloir répondre à tout ça. Quoi. Je pense qu'on peut faire une rapide impression générale de ce qu'on a ressenti avec CitizenCon, mais dans le détail, l'analyse, ouais, on a un bon bout à faire demain. Oui. Ça va être dense. Et nous, on sera pas étalé comme ça sur un bar avec. Ils sont tous au bar. Ouais, c'est ça. C'est la photo de groupe là. Alors, je mets un peu le son. Avec la bière. Je sais, il y a pas mal de personnes qui se plaignaient de l'absence de Chris Roberts à part le tout début et à la toute fin, juste avec un petit speech à la con. Là, Chris Roberts, il a été là. Hein. Elle était présente là cette fois-ci. Plus que présent, on va dire. Ouais, c'était cool. Pareil, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient effectivement de pas avoir assez d'informations chaque année autour de Squadron 42. Là, on a eu 2 heures. Alors, c'était énormément centré sur les fonctionnalités et la justification du projet autour de Squadron 42 ces 2 dernières années. Mais ça a apporté un certain éclairage sur justement des trucs fondamentaux qui serviront aussi sur Star Citizen. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'infos intéressantes, même si, comme tu l'as dit, c'était des techniques. Mais on voit le travail qu'ils ont fait depuis quand on voyait, comme tu disais, Audi, dans les Monster Report de Squadron 42. Quoi. Le Là, dernier, on a vu... ouais. Ah ouais. Le dernier panel, si on peut l'appeler ainsi, voilà, avec Chris Roberts et Richard Tyrer, en fait, c'est un ISQ, un Inside Squadron. Ouais. En fait, c'était un peu ça. Alors, il y a eu très peu de visuels, c'est que quelques clips, mais des clips quand même. Certains, par exemple, les animations en EVA, quoi. C'est ça. Mais il y a beaucoup de séquences sur toute la. Alors, on en reparlera demain, mais il y a beaucoup de séquences qui m'ont fait beaucoup penser, effectivement, au mix dont on savait que ça allait être ça, c'est-à-dire de l'ISC un peu fat. Mais aussi avec une certaine dimension de ce qu'on avait dans les Around the Verse à une certaine époque. Et ça donne un mix assez étrange, mais bienvenu vu les surprises qu'on a pu avoir. C'était pas mal du premier ressenti que j'en ai. Ouais. Franchement, surpris.
agréablement surpris pour ma part. Je m'attendais pas du tout vraiment à ce qu'il parle aussi de Squadron 42 et de l'avancée qu'il y a eu dedans. Je sais que dans l'une des dernières FAQ qu'on a fait ensemble, Audi, on en a parlé. C'était par rapport à l'équipe de traduction. Ouais, on commence à voir le bout du tunnel, même s'ils sont pas encore là. Mais ouais, on commence à voir le bout du tunnel pour Squadron 42 en tout cas. Là où je trouve que c'est intelligent comme ça, chose, la manière dont ils ont amené cette CitizenCon, c'est qu'ils sont, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont partis du plus obvious, le plus clairement identifié de ce qu'on allait avoir sur cette CitizenCon et dans les informations immédiates qu'on pouvait avoir sur ces derniers mois, vers quelque chose qui était de moins en moins clair. Alors Squadron 42 effectivement c'était un peu le clou du spectacle, mais même avant sur certains panels on commençait à avoir des trucs où ça donnait de la petite information qui était cool à entendre. Maintenant ouais, on n'a pas eu alors ils avaient dit de toute façon qu'on n'aurait pas le spectacle, l'énorme show, l'énorme démonstration, etc. Donc ça a été plutôt bien cadré à ce niveau-là. Je trouve qu'ils ont un peu triché par contre sur l'aspect comment dire, surprise de choses en fait qu'ils auraient pu annoncer en amont, mais le fait de pas les avoir annoncés en amont crée un peu l'événement. C'est bien joué, mais c'est un peu la triche vu la grosse conversation de 2 heures. Je pense qu'ils auraient pu l'annoncer quand même, mais bienvenue. Personnellement, je pense que faut peut-être arrêter. Là, ça fait quelques années qu'on le dit aussi. Faut peut-être arrêter, même si ça fait 10 ans. Ouais, moi, je m'attendais aussi à un petit gâteau d'anniversaire et faire dire 10 ans. Mais bon, c'est pas c'est plus du tout l'approche qu'ont depuis quelques années de faire du waouh. Non, et puis si tu regardes bien ce à quoi on a eu droit, je trouve que le packaging global, donc là avec le fait d'avoir une présentation dans un décor aussi bien foutu, la manière dont les conversations étaient amenées les unes après les autres après chaque vidéo, etc. Je trouvais que c'était intelligemment fait et que ça rythmait plutôt pas mal l'ensemble. Oui. J'étais bien content de ça. Alors avant que je ne donne à Ystellar et à Sukana, qui sont nos invités un petit peu de facto, hein, parce que là, nous 4, Snackem, The Samon et moi, et Sib, bon, on est un petit peu les habitués, quoi, on est titulaires. Donc on a un petit peu des vieux de la vieille. Mais je vais relever ce qu'a dit Kiro, voilà, c'est Ninja, on a un petit peu parlé, mais c'est une sorte de gros essai finalement. On a eu quelques surprises sur lesquelles il n'y avait pas trop de nouvelles. Mais j'admets que ça reste un peu en deçà de mes non-espérances, la faute à l'absence de wow effect. Je m'attendais à un petit réveil qui soit pour marquer le coup. Ça fait 10 ans, c'est dommage de ne pas avoir lâché un scud. Le problème, c'est que pour produire un wow effect, il y aura eu aussi un autre élément aussi que je souhaiterais amener, c'est que pour avoir un wow effect, vraiment un wow effect, il aurait fallu qu'il y ait eu, qu'il travaille sur une démo, que ce soit, à moins qu'il y ait une autre façon d'amener un wow effect tel qu'on l'avait les dernières années. Voilà, mais je pense qu'en fait, ils voulaient vraiment faire en sorte que cette CitizenCon soit la moins impactante pour les développeurs possible. Il y a eu les panels où les développeurs en tant que tels qui ont mis la main dans le cambouis, etc., comme Ian Leyland, les autres développeurs comme Eric Gagnon, etc., ils sont intervenus. Mais c'est très court. Assez court. Ils n'ont pas eu énormément de rush à faire, ils n'ont pas eu énormément de prises à faire. C'était des paroles qui dépassaient même pas la vingtaine de minutes par personne. Alors que l'année dernière, bon, voilà, c'était beaucoup plus long pour certaines personnes comme les ingé-sons. Donc c'était tant mieux. Voilà, et donc là, ça se voit. Chris Roberts avait annoncé que justement, vu que les développeurs là sont en plein dans le truc du PES, 3.18, meshing après pour la suite, etc. Bah là, ça s'est vu. Et ceux qui sont intervenus pour parler, et ceux qui ont pris énormément de temps pour venir parler, bah c'est Richard Tyrer, il travaille sur Squadron, donc il travaille pas véritablement sur le SC, la 3.18 et tout le bazar. Chris Roberts, alors peut-être il travaille sur des choses de SC, mais bon, voilà, c'est pas forcément nécessaire pour la 3.18. Todd Pappy, Brian Chambers, les piliers quoi. Et Chris Roberts travaille plus sur Squadron 42 que sur SC. À mon avis, oui. Mais c'est aussi pourquoi cette CitizenCon, je trouvais qu'il y avait vraiment des aspects round the verse, c'est qu'on revenait sur pas mal d'axes à de la présentation conceptuelle avec beaucoup de blabla. On sent que c'était un peu le narratif même jusqu'à la toute fin quoi. Ça a été un mélange d'ATV et DSC, clairement. Yes.
Mais bon, on va laisser quand même la parole à Sukana et à Ystellar. C'est ça. À travers la maladie, comment vous ressentiez Exactement. Exactement. Tu as Sukana, qu'est-ce que tu en as pensé malgré ton état convalescent ou... Oui, alors ça va. C'est juste ma gorge là et un petit mal de tête. Un coup, je me suis dit je vais aller me coucher parce que là j'en peux plus. Ça va, t'as pas eu... je... Ça va, t'as pas eu à faire un long discours comme Richard Tyrer et Chris Roberts, ça va. C'est ça, exactement. Non, bah moi je m'attendais pas à grand chose parce que je voulais pas. C'était voulu. Et en voyant Pyro, ça m'a grave donné envie. Ça, c'est vraiment magnifique. Et les missions investigation, les missions détectives, etc., ça m'a carrément inspiré. C'est vraiment un gameplay qui m'intéresse. Donc à voir. Ouais, donc le début, toi, il t'a hypé direct. Ouais, le début m'a hypé direct. Et après, j'avoue que la suite un peu moins, mais parce que ça va avec aussi. Mais cette histoire aussi de FPS radar, etc., c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. C'est cohérent. Et puis voilà. Yes. C'est tout ce que je note. Bah écoute, très bien. Ystellar ? Claire ? Oui. Dis-nous ce que tu as pensé de cette CitizenCon. Un peu pareil, j'en attendais pas énormément. Pyro, voilà, beaucoup d'images de Pyro, bien avancé, bien terminé, donc ça c'était quand même pas mal. J'ai bien aimé le petit détail du quantum un peu dynamique là ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve que un quantum sur de courtes distances, boost, etc. Ouais, ça franchement ça peut être cool parce que des fois c'est vraiment chiant de se taper 250 km juste en mode autopilote quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, et puis les missions, c'est vrai que les missions scriptées un peu plus scriptées, ça c'est vrai que ça peut être vraiment bien en mode détective ou d'autres modèles plus tard de missions basés sur quelque chose de plus travaillé. Ça c'est cool. Et puis voilà, après voilà, je pense que ce qui marquera le tournant de Star Citizen, ça restera la 4.0 et on n'y est pas encore, voilà. Clairement. Ouais, c'était vraiment tout le propos en plus de cette CitizenCon, hein. C'était vers la 4.0. C'est que des... C'est ça. Mais, et Disco l'a précisé, alors peut-être qu'ils auraient peut-être dû renommer tous les panels, mais bon, pour la limite, pourquoi pas. Ça veut pas dire que tous ces trucs-là qui nous ont été montrés, c'est pas pour la 4.0, c'est pour les 4.x. Donc il y aura des choses pour la 4.0 comme Pyro, mais le reste, etc., ça peut être en 4.1, 2, 3, voilà. Tout de suite, ouais, c'est sûr. Voilà, il n'y a pas tout ça en 4.0. Non, ça veut rien dire. Si en 4.0 on a déjà Server Meshing et juste Pyro, sans l'émission, etc., ça sera déjà pas trop mal. Et puis quand va arriver la 4.0 véritablement, ça de toute façon, vaut mieux que CAG ne réponde pas. Chris Roberts, etc., ne répondez pas. Vous continuez votre boulot, on a le PES là qui arrive, etc., ça va nous occuper. Bon. Une année au moins, une année. Non, peut-être pas une année, mais en plus là je n'y crois plus du tout à leur histoire de vouloir foutre la 3.18 là juste avant l'IAE. Ils ont à peine un mois. Comment tu veux le sortir live là, c'est pas possible. Enfin bref. Non. Là il faut réfléchir sur un autre plan marketing là. Mais bon bref. La seule attente que moi j'avais c'est le serveur meshing, ouais. Ouais, mais là il y a rien eu de tout ça. Mais là il y a rien eu du tout. Ouais. Le serveur meshing en fait, la seule question de savoir, parce qu'on a su plus ou moins le fonctionnement théorique de comment c'est censé fonctionner lors du panel l'année dernière. Donc maintenant c'est il y a plus qu'à faire et attendre que ça se fasse. Donc tout est très dépendant aussi de comment la 3.18 va tourner avec le premier pont PES qu'ils vont mettre en place. Est-ce que oui ou non ça va soutenir les fondations qui ont déjà été amenées précédemment, et combien de temps ça va mettre à se résorber pour avoir des builds suffisamment stables pour après injecter le serveur machine quand ce sera prêt, quoi. Ça va être, ça peut durer vraiment une année, hein. C'est pas... Déjà un PES, un cargo refactor, ça sera déjà pas mal. Et salut Pac Beno au passage. Coucou Pac. Et coucou Pac. Alors avant de continuer à discuter, alors on avait prévu 3 fois dans le direct de vous proposer des giveaways. Sauf que le problème c'est que là on n'a eu aucune marge pour faire des giveaways, il n'y a aucune pause, ça s'est enchaîné, etc. Donc c'est vrai que c'était dur. Voilà, je ne pouvais vraiment pas, je ne trouvais pas, je n'ai pas trouvé de moment opportun pour l'organiser. On est 60 personnes
C'est bien. Donc je pense qu'on est dans un bon nombre pour pour qu'il y ait plus de personnes possibles qui participent. Oui. Moi j'en vois 47. Ah bon, bah il y a mon compteur qui bug alors. Enfin bref, de toute façon, non, ça tombe bien. Moins vous êtes nombreux, plus vous avez de chances de gagner. C'est pour ça. Et voilà. Donc surtout, ne dites pas à vos amis sur Twitch, etc. que attention, il y a 3 giveaways là sur plus ça. Non, ne dites rien. Ne faites pas la pute pour nous. Là, restez bien là, hein. Restez bien là, comme ça vous avez plus de chances. Le nombre de viewers a augmenté, ça y est. Ah merde. Ça y est. Non, je vous ai dit pas de pub. Si vous voulez avoir le plus de chances possible pour gagner les trucs, pas de pub. Bref. Le temps que je prépare tout ça, continuez. Ouais, la question c'est est-ce que tu fais gagner tous les giveaways aujourd'hui ou est-ce qu'on en fait j'avais déjà aussi sur demain. Le problème c'est que si on répartit sur demain, en fait en tout entre aujourd'hui et demain, on avait prévu 5 giveaways. 3 aujourd'hui et 2 demain. Ah ouais, il y a de l'ambition ici. Ah oui, tu le saurais si tu lisais le CA. Mais allez, un petit au passage, c'est bien. Ou même le Discord, j'ai mis ça après la réunion de mercredi. Je vais cracher mon Aurora sur ton appart à Lorville, tu vas voir. Bref, donc voilà, donc je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réserve, on peut-être pas 3 mais en faire 2 pour aujourd'hui ou un truc comme ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut 2 dire? aujourd'hui et 3 demain du coup plutôt? Bah ouais, carrément. 2 aujourd'hui, 3 demain? Ok, c'est parfait. Ouais, plutôt. Donc, alors, je vais vous spoiler entre guillemets les giveaways qu'on avait prévu de vous faire aujourd'hui. On avait... En premier, chronologiquement, je prévoyais de vous faire gagner un combo pack Aurora. Classique, comme on le faisait à chaque fin de mois en émission. En deuxième giveaway, on avait le Nomade combo pack. Combo pack Nomade. Et le dernier, c'est un raft. L'argo raft. Le cargo, container, tout ça. De ces 3 giveaways, choisissez-en 2. Et vous savez quoi? Ça me donne une idée. Je vais faire un Twitch poll. Un popol. Voilà. Et alors, il faut que je retrouve le machin là. Ouais. Poll map PE machin, voilà, c'est ça. Popol. Ah, notre fameux popol. Non, exactement. Donc, tu sais que tu peux l'avoir en overlay, c'est en overlay. Hein, exactement, c'est pour ça, mais là je suis en train de le préparer sur le site. Voilà. Ouais, je vois. Sur les 3 giveaways... Oui, vous le voyez en plus. Sur les 3 giveaways, choisis... Bah oui, mais vous pouvez voter qu'une seule fois. Et pas 2 fois. En fait, ce que tu peux faire, c'est sur une ligne, tu en mets 2, tu mets l'Aurora et le Raft par exemple. Sur la deuxième ligne, tu mets l'Aurora et le Nomade. Et sur la troisième ligne, tu mets le Raft et le Nomade. Comme ça, ils choisissent un des 3. C'est pas faux. C'est bien, très bien. Tu vois qu'il y en a un qui est plus l'habitude d'utiliser Paul Map que toi. Hein, voilà. Et ça, c'est gratuit aussi. Voilà. Merci. Écoute, j'en ai bien fait avec Snaken, donc t'as bien le droit pour moi. Donc. Oh là 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 là. Et ce soir, c'est la soirée, on se tire dessus. Voilà. C'est ça. Hop. Piu piu. Hop là. Mais c'est Star Citizen. Faut pas oublier que Star Citizen n'est pas un jeu de guerre. Pardon. Non, par contre, c'est la guerre sur les streams de Star Citizen. Sur Spectrum, il paraît que c'est vraiment la guerre. Ouais. Ah ouais. Il paraît que ça tire à balles réelles. Hein. Les réactions sur effectivement les modèles de vol, tout ce qui a été présenté, notamment le fait que les boucliers se baissent quand on switch, quand on fait une transition. Tout ça, ça suscite de la conversation. Je pense que demain, on aura de quoi décanter. Ça va être fun. Ouais, c'est marrant. Après, je trouve ça logique que qu'il y ait un effet pervers, on va dire, un contre-effet qui se coule par rapport à ça. Le contre-effet qui est pas mal discuté, c'est le fait que la position logique pour des gens qui ont envie de faire chier, ce serait de camper à des endroits stratégiques pour juste laisser venir le chaland et le bombarder avec ses boucliers descendus. Il y a beaucoup de possibilités en fait qui tournent là dans la communauté sur ce qu'engendre les mécaniques qui ont été annoncées, donc ça va beaucoup jaser, je pense, sur les prochains jours, sur les prochaines semaines. Je pense qu'on aura beaucoup de réflexions aussi, nous, de notre côté, avec les FAQ et compagnie, parce qu'on s'attend à avoir ce genre de questions et avoir ce genre d'opinion.
Mais j'attends vraiment de voir comment va être réellement ce système de Switch et compagnie, parce que c'est bien, ils ont présenté quelque chose, mais en réel, on n'a pas réellement vu comment ça se passait. Non, et puis il y avait un truc qui revenait énormément durant les 2 heures avec Chris Roberts et Rich, c'est l'idée que c'était quand même 2 heures pour justifier la manière dont ils mènent le projet en recentrant autour de Squadron 42 en ce moment. C'était quand même essentiellement ça revenait systématiquement, cette justification, et c'était beaucoup justement de blabla autour du fait que on n'a pas avec le PU actuellement l'ensemble des mécaniques qui sont développées et qui font sens quand elles sont imbriquées ensemble, comme c'est dans Squadron 42. Donc en fait, il justifie énormément, je trouve, et on en reparlera demain, par la réflexion de vous ne voyez pas tout, du coup vous n'avez pas une perception complète de ce que c'est. C'est pourquoi on en parle maintenant. On vous en parle justement pour vous indiquer où vous en êtes dans les perceptions disponibles et qu'est-ce que ça peut donner quand vous le verrez dans quelques années, hein, parce que on va pas le voir maintenant. Non, on le verra on le verra dans Squadron 42 quand il sortira, cette mécanique-là. Là, je vois des premières réactions sur Spectrum qui sont un peu mitigées, dans le sens où cette justification qu'on a eue aujourd'hui, c'est aussi un peu c'est un peu ambivalent, dans le sens où ça fait des années effectivement qu'ils demandent les retours de la communauté sur le PU, et au final ils travaillent énormément de choses en boucle interne sans que ce soit partagé aux joueurs, et du coup l'idée ce serait de dire la perception qu'en ont les développeurs est une perception biaisée parce que c'est juste en interne, donc c'est pas confronté à la réalité de ce que font les joueurs avec en fait, on verra, hein. Mais c'est biaisé, oui et non. Après, ils voient comment les joueurs jouent. Déjà, ils voient de l'aspect extérieur. Et de l'aspect extérieur, c'est pas ce qu'ils souhaitent voir. Et déjà, cette vision-là, lorsqu'ils voient les joueurs jouer à toute balle et faire de l'ajout à je ne sais combien de kilomètres à chaque fois, c'est pas le gameplay qu'ils souhaitaient. Non, donc ils ont recentré autour de la vision initiale. Alors, Obrard qui dit bonsoir Pulsar, finalement un RPG avec des stats, une page tuto. Non, c'est pas un RPG, bon Dieu, quand on parle d'expérience, tout ça, c'est pas ça. Désolé Obrard, mais bon Dieu, on l'attendait, ce genre de confusion avec ce qu'a dit Chris, ce qu'ont dit Chris et Richard. Mais non, c'est pas un RPG. Mais ils s'attendent à ce type de réaction. Obrard, tu ne fais que reprendre ce que beaucoup de gens sont déjà en train de penser. Et c'est pour ça que j'arrête d'inviter en fin d'émission à venir sur le Spectrum et autres en discuter, parce qu'il sait que ça arrive. Désolé si j'ai cassé les oreilles. Au passage, pendant qu'on parlait, etc., je vous ai mis donc les 3 choix possibles que vous pouvez mettre. Et coucou Sukana, et merci pour le et bienvenue. Donc, oui, ça tombe bien, les viewers de Sukana. Voilà, les 22 nouveaux viewers de Sukana. Oui, car si tu veux participer, n'hésite pas. Exactement. Si t'es pas trop fatigué. On prévoyait, au départ, en fait, par rapport à l'émission, on prévoyait 3 giveaways dans la soirée. Pendant le suivi, etc. Sauf que il n'y a eu aucune marge pour les placer, ces giveaways, faire le tirage au sort et tout machin. Donc on n'a pas pu le temps de le faire. Donc on a décidé de se limiter là pour terminer l'émission de ce soir à 2 giveaways. Et donc là je vous laisse voter. Là il y a le vote 1, 2 ou 3 où je vous laisse voter les 2 giveaways que vous allez mettre en jeu ce soir. Le premier choix donc c'est un Aurora Combo Pack et un raft. Donc le raft seul, il n'y a pas de jeu avec, c'est le raft tout seul. Le deuxième choix, Aurora Combo Pack et Nomad Combo Pack. Et le numéro 3, c'est Nomad Combo Pack et Aurora Combo Pack. Donc merci de choisir. Il y a un truc qui va pas. Quoi? Parce que t'as mis dans le 3, t'as mis Nomad Combo Pack et Aurora Combo Pack, alors que ça devait être Raft et Nomad pour le 3. Merci, tu peux corriger. Et je me suis gouré. D'accord. Merci. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai pas osé. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, faut Parce qu'il y a eu le raid de Silky, donc je voulais pas. Non, mais Sukana, faut pas hésiter, hein, surtout avec cette bande-là. Surtout avec Audi, faut tirer à barre réelle. Écoutez. Et coucou Silky.
On recommence. Je sais pas pourquoi le copier-coller n'a pas marché. Comme un... Donc, Monsieur, faudra... Vous chassez Pulsar, là. Je vous ai dit que j'étais fatigué. Donc, normal. Donc, ça fait 3 fois qu'il dit, mais voilà, bon. Lequel des... C'est le 3e qu'il faut que tu changes. C'est ça. Non, mais je peux pas. J'ai dû recommencer. Choisissez les 2 giveaways. Les 2 giveaways. Pyro l'avait dit aussi dans le chat. Ah, voilà. Hop. Ouais, non, mais tu peux toujours le ping, hein, il verra pas. Hein. Voilà, choisissez les 2 giveaways de ce soir. Aurora et Raft. Aurora et Nomade Raft. Voilà, c'est bon. Là, c'est fait. Bah, des bisous Silky et j'espère que t'as passé toi aussi une belle CitizenCon. Nous, on est en train d'en parler. Effectivement, on a plutôt, là, de ce que j'en entends, une plutôt bonne impression de cette CitizenCon. Ouais, par rapport à l'année dernière, ouais. Après, Silky, si tu veux venir demain pour le compte rendu sur Pulsar, tu es bienvenu. À moins que vous avez, tu me dis si je me trompe, si vous avez jeu de rôle demain. Voilà. Pam. Donc, il faut que ça vote. Ça vote. Donc, ils ont l'air d'être... ça a l'air de se pencher vers du Nomad Raft, hein, de ce que j'en vois. Je comprends pas. Cher, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Tout à l'heure ils étaient en mode Aurora à fond. C'est quoi ces jeux? Parce que 2 et 3 étaient pas intéressants. Là c'est bien. Vous choisissez le bon truc. Voilà. Je suis pas d'accord du tout. Les gens. Non mais ça y est là. Non. Ah, ça me saoule. Je ne comprends pas. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu le... Non, c'est bon. Voilà. On est 56, vous avez été 37 à voter, donc bon, là, je pense que on a le gagnant, hein, du vote. Ouais. Donc, là, allez, clair. je termine dans 5, 4, 3, 2, 1, et pouf. C'est le combo... Enfin non, c'est les 2 giveaways de ce soir seront donc le combo pack nomade et le raft que nous allons mettre en place. Voilà. Vous n'avez pas une idée de la valeur des choses, je suis assez outré. Donc ce sera ça. Donc avant de continuer à discuter, etc., je vais mettre en place le Lash Tools et tout le barda. Si tant est que... D'accord, c'est qui? Ah ben ça c'est... S'il y a une erreur de communication. Ouais, bah malheureusement, le problème c'est que entre le Bar Citizen, la CitizenCon, etc., on manque de monde. Tu sais, c'est même si je viens pas en réunion et compagnie, tu peux m'envoyer un P ou un truc comme ça pour me demander de faire quelque chose. Mais bon, la délégation, je suis comme 5ème. Ouais, non, mais Snackam, je l'ai déjà tué pour ça. Alors, dis, je vais te tuer pour ça aussi, du coup. Eh bah écoute, très bien. Et aussi, un gros merci à Derko qui vient de nous faire un joli petit raid avec 103 viewers. Donc merci à vous, merci à toi et vous arrivez au bon moment parce que oui, vous allez pouvoir participer au giveaway. Bon bah les personnes qui étaient là, les 56 personnes plus ou moins qui étaient là, bah désolé, vous allez avoir moins de chances de le gagner parce qu'il y aura plus de participants, j'en suis désolé. Pas qui râle, mais ça suffit les raids, on essaie de faire un giveaway entre nous là. Voilà. Donc, nos viewers ne te remercient pas, Darko. Donc, voilà. Donc, et en plus, il s'annonce direct. 103 gratteurs de giveaway viennent de débarquer. 103 gratteurs de giveaway. Il n'y a pas du tout de téléphone et compagnie sur le coup. Hein. Non, absolument pas. Non. Pourtant, je vous l'avais dit, ne faites pas de pub de notre émission. Ne faites pas de pub. Non, mais c'est pas grave, il y aura une nouvelle chance demain avec d'autres giveaways. Oui, exactement. Oui. Tant que Hugo est pas encore arrivé, ça va. Oui, non, alors Hugo, ne fais pas de raid chez nous. Hugo ou Terrada, ne faites pas de raid chez nous. Voilà, merci. Je crois qu'ils arrivent, non? Ah non. Hugo, Svenimir et... non, on veut pas avoir 1000 viewers, d'accord? On veut être 20 viewers. Ouais, je pense qu'ils sont impatients, ils veulent le giveaway. Oui, alors le problème, c'est que je suis en train d'essayer de chercher où se trouve pour enlever le pôle, là. Zut, il est là. Voilà, enfin j'ai trouvé. Oh mon dieu. On enlève le jack, c'est mieux. Et moi qui pensais que tu cherchais. Voilà. Exactement. On va lancer ce premier giveaway. Donc là d'abord, je vous le présente. Donc là, c'est le combo pack
nomade, Star Citizen plus Squadron 42, vous avez les petits détails dans l'image, etc. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai nommé ce giveaway, pas pour les sédentaires, nomade, sédentaire, voilà. Donc, tellement fier de tes jeux de mots. J'en suis très fier, je suis fatigué, donc je suis même fier des blagues nulles. Je suis désolé, mais je me désolidarise de tout ça. Derko, voilà. Ça tombe bien parce que je voulais en parler, parce que je n'ai pas encore trouvé la commande. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, on va y réfléchir. Pas d'exclamation sédentaire, du coup. Sédentaire, tu veux vraiment sédentaire? Non, trop long. Il faut plus court, les gens. Non, j'ai encore mieux. Vous allez voir. En plus, ça fait beaucoup parler sur Spectrum. C'est pas ça. C'est pas ça, non. Je prépare également dans le Lash Tools pour mettre en place. Voilà. Quelle sorcellerie nous prépare-t-il? Voilà, c'est Master. Et oui, les Master Modes, effectivement. Exactement. Pour le nouveau Flight Model. Et oui, voilà. Donc allez, mettez Master, point d'exclamation Master, donc pour participer donc à ce premier giveaway. En attendant, voilà, que les personnes arrivent et donc voilà, mettre cette commande. Vous voyez la liste qui commence à se rallonger. On va un tout petit peu continuer notre discussion par rapport à CitizenCon et on va continuer sur tour de table après Sukana Ystellar. Sim Ninja, de manière générale, ton ressenti après cette CitizenCon un peu à chaud. Comme je t'ai dit, je m'attendais pas à de surprise, mais là j'ai eu la surprise. Ils ont parlé de Squadron 42, même si ça a été des fonctionnalités. Sinon, dans l'ensemble, agréablement surpris, agréablement ravi de cette CitizenCon, contrairement à l'année dernière. Moins soporifique, même s'il y a eu pas mal de techniques, elle était beaucoup moins soporifique, elle était beaucoup plus visuelle, elle était beaucoup plus dynamique dans leur façon de faire. Ouais, franchement, c'est, comme on le disait avec Snagam, c'est un ATV avec de l'ISC dedans, c'était vraiment quelque chose de très sympa. À refaire, du coup. Nous avons un nouvel invité présent avec nous. Exactement. Ah, bonsoir Derko. Bonsoir Derko. C'est pas moi, c'est faux. J'ai un alibi. Et toi, c'est ça? Voilà. Pourtant, le pseudo. Donc, les 56 viewers qui étaient là avant que Derko ne fasse le raid, voilà, si vous avez un mot très gentil envers Derko, n'hésitez pas. Hein. Surtout par rapport aux chances de remporter un giveaway. je suis un copycat de Derko, c'est pas moi. Effectivement, la voix fait plus penser à un écureuil. Est-ce qu'il y aurait pas un lien avec Oh merde. Oui, je sais pas. C'est bête. C'est bien tenté, Bref. Comment va Derko? Est-ce que t'as passé une bonne soirée, toi? Bah écoute, plutôt cool, à part les 2 dernières heures où en fait j'ai pas suivi du tout. On est en train de discuter avec les viewers de mon chat qui dormait à côté de moi parce que c'était plus intéressant que ce qui se passe à l'écran. Ah oui, vous avez vécu une autre soirée quand même. Non, franchement, j'en parlais les 2 dernières heures, s'ils avaient condensé ça en une demi-heure, en mode voilà, on a bossé sur la mobiglace, sur les IA, en présentant ce qu'ils ont montré sur les IA et sur le push and pull, ça bouclé en une demi-heure, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ouais, que le blabla. Ok. Ça aurait fait vraiment une sitcon au poil de fion nickel parce que on sait depuis mai en fait que ce sera un ISC-like, donc à partir de là, les panels, moi je trouvais qu'ils étaient relativement intéressants dans l'ensemble. Ils étaient bien amenés, pas trop complexes, pas trop velus comme l'an dernier. Résultat, accessible pour tout le monde, simple à traduire, avec des jolis visuels en plus. S'ils étaient restés sur la même lignée que ça pour le côté on vous tease un petit peu des trucs sur Squadron 42, ça aurait été un sans faute à mes yeux. Ça aurait été un sans faute. Là où je suis complètement d'accord pour les 2 dernières heures, c'est que finalement, on attendait effectivement, c'est une bonne surprise d'avoir eu du Squadron 42 comme ça sur 2 heures, sauf que c'est effectivement étalé. Alors que ça couvre pas énormément d'aspects de Squadron 42. On est vraiment sur les fonctionnalités qui ont été améliorées par rapport à ce qu'on a sur le PU. C'est essentiellement ça le blabla pendant 2 heures. Donc ça en dévoile pas non plus des masses sur Squadron 42. C'est pas une grosse conversation. Ça, on savait qu'ils veulent pas, on sait très bien qu'ils veulent rien dévoiler sur Squadron 42 pour éviter trop de overhype et de spoil. Éviter de refaire un syndrome CD Projekt Red, j'ai envie de dire. On se rappelle tous de ce qui s'était passé par rapport à Briefing Room. Comme quoi ils ont commencé à faire une série qui allait parler de Squadron 42. 2 semaines plus tard, il y a Cyberpunk qui sort.
et CIG qui se cache absolument pas qu'il s'inspire du backlash que s'est mangé CD Projekt Red par rapport à Cyberpunk, comme quoi ils avaient fait beaucoup trop de communication sur leur jeu, pour dire, écoutez, on va attendre 1 an avant la sortie de Squadron 42 environ, avant de reprendre Briefing Room, pour éviter que vous vous overhypez par rapport à une surcommunication sur le projet, et éviter que vous soyez déçus. Donc bon, là-dessus, moi, du Squadron 42, j'étais déjà surpris, quand ils ont annoncé, oui, machin, alors il y a Chris Roberts et le gars qui gère un petit peu le projet de Squadron 42, je suis en mode, ah, ok, pourquoi pas. C'est-à-dire que là, Jared, il a balancé ça, moi j'étais en mode... mais on a tous été, effectivement, ça a vraiment fait la surprise. Pour le coup, ils ont réussi ce petit tour de force, on pensait pas qu'on aurait une surprise à ce niveau-là. J'ai quand même une petite envie de te poser une question, Derko, vu que toi tu fais pas mal de combats avec ton Gladius, etc. Les Master Modes. Hérésie, Rage Quit, c'est terminé, Star Citizen, c'est plus pour toi, ou intéressant, j'attends de voir, ou c'est trop bien, c'est trop génial. J'ai le cul entre deux chaises là pour l'instant par rapport à ça en fait, Audi. Parce que le truc, c'est que j'ai l'impression d'être de retour à l'époque de la 2.6 avec le SCM et le Cruise Mode. Le truc, c'est que l'avantage, à l'époque, pour les personnes qui faisaient du dogfight à cette époque-là, c'était non-stop, tu switchais SM, Cruise Mode pour pouvoir justement garder une vitesse de combat qui était plus élevée que juste le SCM. Là, CIG semble avoir dit qu'il y aurait un délai avant de pouvoir passer en Quantum Mode, Quantum Boost, et qu'en plus, ça va désactiver tout ce qui est armes et boucliers et contre-mesures. Donc c'est vraiment du tout au tout. Donc, pour l'instant, je peux pas vraiment dire si c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. L'idée qu'ils veulent réduire les vitesses de combat des vaisseaux pour qu'on ait un affrontement qui soit plus au corps à corps, avec un dogfight tournoyant, et le fait en plus qu'ils annoncé qu'ils ont augmenté la violence des strafes, donc les strafes seront plus poussifs, on va dire. Potentiellement, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas ça entre les mains, ce sera beaucoup trop tôt pour se prononcer si oui ou non c'est bien, ou si oui ou non c'est de la merde, ou si c'est bien ou si c'est de la merde, si CIG va le modifier ou pas. Parce que je rappelle que c'est pas parce que CIG intègre un truc ou qu'ils annoncent qu'ils vont intégrer un truc que c'est gravé dans le marbre, que ça restera ad vitam aeternam. Je rappelle au bon vouloir des personnes qui étaient présentes à l'époque de la 3.5, le mode Overing, qui en soi était une très bonne idée, 3.5 ou 3.6, je sais plus, qui était en soi une bonne idée, mais qui était relativement mal exécutée, et qu'ils ont retiré et qu'on attend toujours le retour. Ils ont dit oui, machin, on va essayer de retravailler dessus, etc. Au final, là, avec l'intégration du mode master, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça va être compatible ou pas? Est-ce que justement, j'ai une question vis-à-vis de ça pour toi. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils aient affirmé justement durant le show qu'ils avaient fait ce choix-là? Pour eux, c'était fonctionnel dans l'environnement Squadron 42 et dans les tests en interne qu'ils avaient fait, et que c'était donc le choix vers lequel ils allaient tendre de façon confirmée pour la suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de peut-être de l'opinion qui commence à circuler, comme quoi ouais, c'est gentil de l'avoir fait tourner en interne, mais du coup c'est un choix qui n'a pas été confronté à ce que les joueurs font, auraient pu faire avec ça dans le PU, alors que le PU est fait pour ça. Après, CIG derrière, ils ont expliqué que par rapport au mode master, ils cherchaient encore les chiffres. Ça veut dire qu'il y aura de l'équilibrage qui va être fait au niveau, non pas du fonctionnement, on va dire, de ce modèle-là. La philosophie, on mais va dire plus, ça. Voilà, la philosophie, mais plutôt au niveau de l'équilibrage en termes de valeur. De toute façon, comme le dit Perceval, ce qui compte, c'est les valeurs. Donc, on peut imaginer, par exemple, que CIG puisse jouer sur la capacité d'un vaisseau à aller à une vitesse en SCM plus importante ou plus faible, ou d'avoir un strafe plus ou moins important pour pouvoir équilibrer de façon plus fine le gameplay en lui-même. Pourquoi pas, peut-être que CIG trouverait que les vitesses qu'on a actuellement en SM, qui sont des vitesses qui sont conseillées, ils ont parlé eux-mêmes de soft cap, avec, de façon générale, les vaisseaux qui sont faits pour le dogfight sont aux alentours entre 180 et 220 mètres par seconde pour le soft cap. Ça dépend en fait du vaisseau. Perso, je trouve que c'est trop lent. Peut-être que par la suite, CIG souhaitera augmenter en fait cette vitesse SCM aux alentours de 300 mètres par seconde, ce qui est de façon générale la vitesse à laquelle personnellement j'aime bien faire du dogfight. Parce que tu as quand même une certaine inertie,
et un certain dynamisme. J'ai peur qu'à être capé, être aux alentours de 200 mètres par seconde, soit un peu trop statique, soit un peu trop pâteau. Après, encore une fois, de ce que la CIG a dit dans cette CitizenCon, ils vont essayer de faire en sorte que les strafes soient plus impactants, soient plus violents, soient plus énervés. Et dans ce cas-là, peut-être que ce côté dynamique, ce côté manque de dynamisme un peu statique, que je crains, ne sera pas là. Aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans Star Citizen, c'est beaucoup trop tôt, tant qu'on n'a pas la chose en main et que c'est pas affiné du côté de CIG, c'est beaucoup trop tôt pour dire « Oh, c'est de la merde » ou « Oh, c'est trop bien ». On ne sait pas, ça va évoluer avec le temps. Et ça, c'est un truc qui me frustre énormément, en fait, quand je passe sur Spectrum, c'est de voir les personnes qui râlent pour un élément, alors que tu sais très bien que derrière, il y a plein d'éléments qui sont en cours d'intégration, qui ne sont pas encore intégrés, qui vont radicalement changer ce truc-là. Ouais, c'est ce qui... Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives, Derko, que ça gueule, mais pour rien. Comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Ils gueulent toujours pour rien parce tant qu'ils n'ont pas les éléments dans la main, on peut pas gueuler. Et même avec les éléments dans la main, ça servira à rien de gueuler. Il faudra juste dire voilà, ce serait bien de faire telle amélioration pour que ce soit plus cohérent. Je suis d'accord. Et CIG aura le mot final par rapport à ça. Donc... De toute façon, voilà, il aura le mot final, et de toute façon, personnellement, philosophiquement parlant, que ce système de Master Mode nous plaît ou nous plaît pas, qu'on trouve que ça va créer d'autres abus, voilà, peu importe ce que l'on en pense, et je l'ai dit ça hier soir avec le Before, il faut qu'à un moment donné, Star Citizen, et Squadron 42 aussi, ça partage un petit peu plus ou moins la même base à ce niveau-là, il faut qu'elle s'assume. En termes de système de combat, quelle direction elle doit prendre, quelle direction elle doit assumer, et il faut qu'elle assume cette direction. Il faut, certes, on peut, entre guillemets, ceux qui reprochent que sur Spectrum, que le fait que ça a été tellement essayé que par les développeurs en interne et que ça n'ait pas été assez confronté aux joueurs en tant que tels, etc., machin, voilà, et que et que les développeurs ont l'air d'être complètement déconnectés de la volonté ou de ce que veut la communauté réellement par rapport au combat, parce que ça, c'est aussi un discours que j'entends très souvent, je lis très souvent sur Spectrum, voilà. À un moment donné, voilà, Star Citizen, peu importe ce que les backers en pensent, peu importe si ça va faire perdre du monde ou gagner plus de monde ou quoi, il faut qu'elle s'assume. Qu'elle prend une direction claire et nette, et que, à part les équilibrages, au niveau des chiffres, au niveau des stats, qu'au niveau de la philosophie, elle s'assume et qu'elle prenne une direction. Parce que sinon, ils peuvent itérer de nombreuses fois, ils peuvent itérer jusqu'à la mort de Chris Roberts s'ils le veulent, en se basant sur la communauté, en se basant sur les retours des personnes qui veulent bien faire des retours, avec des avis tellement différents, etc. Et qui vont dire, voilà, au bout d'un moment, voilà, CIG, assumez-le. Pour Squadron, assumez au moins la philosophie, après l'équilibrage et les chiffres, on verra, mais au moins pour ça, assumez. En tout cas, peu importe l'avis des gens, le retour des gens, chacun a une vision du combat dans l'espace différent. Et que ça soit n'importe qui, moi j'ai ma vision, Derko a sa vision, et d'autres ont leur propre vision. C'est complètement incompatible, je veux dire, de réunir une vision unique. C'est complètement impossible. Et ça, faut que Star Citizen, eux, mettent le coup près et disent « Ok, ça sera comme ça, un point, c'est tout. » Et comme tu dis, Audi, il faut qu'ils assument pour de bon. Parce qu'il y aura toujours des insatisfaits et voilà. Désolé. Par rapport à tout ça, on peut juste conclure par le fait que Star Citizen, quelle que soit la décision de CIG, il y aura des règles et il faudra se plier à ces règles. Et quand je parle de règles, c'est aux mécaniques de gameplay que CIG nous autorisera. On ne pourra pas sortir de ces mécaniques-là, et faudra composer avec. Genre par exemple, moi j'aimerais beaucoup que mon Avenger soit beaucoup plus manœuvrable qu'un Arrow ou un Gladius, et qu'il ait les armes taille 12, mais ce serait totalement con. Ce serait totalement déséquilibré. Donc je fais avec, mon Avenger c'est un intercepteur, et je vais pas aller chialer par rapport à ça sur le Spectrum en disant « Oh là là, j'ai payé mon vaisseau, mais en fait, je suis déçu, donc vous devez me rembourser. » Non, tu fais avec. Tu te renseignes sur le projet et puis basta. C'est un peu dur, je suis désolé. Mais t'as raison, Darko. Et combien de fois les gens ne lisent pas le projet? Nous avons 97 participations au giveaway de ce soir. Donc 3 petits participants. Sachant que si vous avez, ce combo pack Nomad ne vous intéresse pas forcément, vous avez la possibilité de l'offrir à quelqu'un. Attends, je viens de voir une participation. The Salmon, illégal.
Quoi Ah, The Samon, Simon. oui, maintenant je laisse les personnes de Pulsar participer, mais par contre, si on tombe sur quelqu'un de Pulsar, je relance. Voilà. C'est la Ah bah règle attends, maintenant. dans ce cas, attends, je vais faire le 98ème. Je vais faire le 100ème, tiens. Mais par contre, si je gagne, tu remets en jeu. D'accord, ok, ça marche. On a dépassé les 100. Donc voilà, merci beaucoup. Je laisse encore une petite dizaine de secondes. Je voulais dire quoi? Ah oui, que vous avez la possibilité de l'offrir à quelqu'un dans votre entourage qui serait éventuellement intéressé à essayer mais qui ne voulait pas le payer, etc. Bah tu dis, bah tu sais quoi, j'en ai gagné un combo pack, je te donne, voilà, allez hop. Donc voilà, vous pouvez éventuellement faire ça également. Par contre, il faut le préciser au moment où il y a. Oui, tout à fait. Vous donnez l'adresse mail parce que on peut pas donner 2 fois en fait un pledge. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez le donner qu'une seule fois. Donc c'est-à-dire que si Audi par exemple vous contacte pour récupérer votre adresse mail de votre compte votre compte Pulsar. RSI. Pulsar, n'importe quoi. RSI plutôt. Oui, RSI. Bah vous ne devez pas donner votre adresse, vous donnez l'adresse de la personne à qui vous voulez le donner. Il faut donner l'adresse de la personne et le pseudo de la personne. Ouais, exactement, le handle. Bon, ceci étant dit... C'est parti. Exactement, c'est parti. On est déjà à 110 participants. Allez, je fais le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25 et c'est parti. On n'avait jamais fait les 0,25. Ah si, je l'ai fait. Et donc c'est parti donc pour ce premier giveaway de ce soir. Giveaway CitizenCon numéro 1, combo pack nomade. Snakem, tu ne te lasseras jamais de cette musique. C'est bien, vous me voyez pas, je suis tout nu. Oh, Non, Pac Menou, t'as failli l'avoir. Pac Menou, t'as failli l'avoir. Mais heureusement, c'est Sofiane. Mais il faut que tu te signales, Sofiane. Il te reste encore à confirmer ce giveaway. Et GG à toi, Sofiane. Sofiane, donc, qui vient donc de gagner ce giveaway combo pack. Et moi, sur cette bonne nouvelle, je vous abandonne parce que madame va m'assassiner vu que je passe trop de temps sur le PC et qu'elle m'attend pour manger. Ah bah écoute, si je vois un fait divers sur Montpellier dans les prochaines dépêches, on saura. Voilà. Des bisous tout le monde. Bisous, bonne Derko, soirée. ciao. Bisous. Merci d'être passé. Merci Derko d'être passé. Voilà, donc c'était quoi ton pseudo exactement? Sofiam avec un AU. Donc je vais te trouver sur Twitch, je crois que c'est ça. Voilà, c'est bien toi. Je te fais un petit plop juste comme ça pour que j'ai le contact en MP. Donc, et si tu m'entends et que si tu sais te l'offrir à quelqu'un ou à toi-même, et ben voilà. Si tu as les coordonnées, n'hésite pas. Donc l'adresse mail que tu utilises pour le compte, le tien ou la personne à qui tu veux t'offrir, et le handle de compte RSI. Voilou. GG à toi. Moi aussi, je vais vous laisser. J'ai du travail demain, donc. Alors, The Salmon, faut que j'y aille. Est-ce qu'un petit rapide avis général de la sitcom, pas forcément en allant sur les. Un avis général. Il y a eu beaucoup de choses. Non, très positif pour moi, mais il y a quand même 2-3 points sur lesquels j'ai un peu de négatif ou quelques doutes. Mais il faut que je rassemble un peu mes idées par rapport à ça et puis j'en reparlerai peut-être demain si je passe. Ouais, grosse analyse demain. Avec d'autres giveaways en plus. Exactement. Ouais. Oui, parce que demain on aura 4 giveaways au lieu de. Mais non, 3 giveaways. 3 giveaways. Oula, mais le raft qu'on fait gagner ce soir, c'est le plus gros. De ce soir, oui. De ce soir, oui. De ce soir seulement. De ce soir, oui. Mais j'ai pas dit de tout le week-end. Ça marche. De ce soir. Voilà. À partir de quelle heure demain déjà? À partir de 17h. Et oui, nous avons fait un before pile 24 heures avant le début de la sitcom. Nous allons faire un after pile 24 heures après le début de la sitcom. Donc grosse analyse demain sur tout ce qu'on aura pu voir. On ira un peu plus dans le détail parce que là c'est juste de la réaction à chaud. Exactement. Ça va être OP. Il va falloir que je revoie les panels et compagnie que je Alors, allez, bonne soirée à vous du coup. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à toi. Snakem, alors on a pas mal déjà parlé, etc. Mais voilà, l'avis général de cette sitcom là, un peu à chaud. Moi je suis d'un avis depuis quelques années, contrairement à même pour la sitcom dernière, j'ai un avis qui fait que les sitcoms pour moi s'améliorent d'année en année et les avancées qui sont énoncées sont toujours satisfaisantes dans la limite
qu'il prévoit maintenant. On est sur un ratio d'année en année d'informations qui baisse, donc on doit faire avec. Les petites surprises qu'on a eues cette année étaient très sympathiques. Dans le détail, pareil, hein, j'ai tout un tas de doutes comme The Salmon, comme Derko. On ne peut qu'attendre d'avoir ce qu'ils promettent en main. Maintenant, sur la forme, je trouve que c'était bien maîtrisé. On peut avoir des avis différents et j'ai hâte d'en parler demain en grosse analyse, voilà. Exactement. Alors, voici le deuxième giveaway, oui, parce qu'autant enchaîner, hein, voilà. Ouais, le deuxième giveaway que vous avez choisi, hein, parmi les 3 qui étaient prévus au départ. Et des bisous Kiro. Et oui, bisous Kiro à toi aussi, merci d'être venu sur le chat, merci beaucoup. Et peut-être à demain, hein, Kiro, hein, si tu veux, hein, si tu veux venir. Il a dit qu'il sera oui, là, qu'il pourra pas être là demain. Autant pour moi. Faisons gagner. T'es fatigué. Exactement. Alors, nous allons vous faire gagner un raft. Donc là, c'est la vaisseau standalone, pas de combo pack, etc. Donc là, il vous faudra un accès au jeu, ou que si vous le gagnez mais que vous n'avez pas le jeu, il va falloir acquérir le jeu, starter pack ou autre chose. Donc contrairement à ce qui est marqué, c'est pas un combo pack nomade Star Citizen plus Squadron 42. Exactement, je me suis trompé, désolé, le texte, tout ça. Et voilà. Donc non, Squadron 42, vous oubliez. Voilà, c'est même pas un combo pack nomade, c'est un raft et je l'ai oublié comme un con. Parce que j'ai dû faire ça en catastrophe une demi-heure avant le début de l'émission. Mais bref, le raft. Le nom de ce giveaway. Le nom de ce giveaway. Gaffe à la méduse. Raft, radeau, méduse, humour. Voilà. Donc. T'es tellement fier de tes jeux de mots ce soir. Ah, je suis très très fier. Non, avec là. C'est honteux. Je peux pas accorder. Non, je peux pas. Et donc, désolé. Là, c'est pas fatigue là. Et là, pour le coup, il va falloir, parce que là, je vais clear la liste du Lash Tools. Là, il va falloir trouver ramer, quoi. Oh putain, mais non, s'il vous plaît. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un autre terme polémique, court, qui fait parler sur Spectrum, qui fait rager, comme le Master Mode? Qu'est-ce qu'il y aurait? Ouais, 2 heures, les 2 heures, ça fait râler là, les 2 heures de Squadron 42. Donc je mets quoi, 2 H? 2 H. H2O. H2O. Je sais pas. Non, vous voulez vraiment faire 2 H? Non, mais. H2O, ça fait comme ça, radeau, méduse. H2O. Oh non, mais. Audi, Snackem, c'est bon. Là, c'est la blague de trop pour Snackem. Tu mets Snackem. Ça va, vous vous arrêtez pas à longueur d'année. Et moi, quand je fais, ça y est, c'est la mort. Oui, non, mais attends. Toi, tu viens tous les 36 du mois. Donc, toi. Eh ben, vous savez quoi, c'est décidé. Merci Sim Ninja. La réponse est faite. Attendez, par contre, je l'ai pas mis dans le dans le Lash Tools. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Point d'exclamation Snackem. C'est ta fête, Snackem. J'y crois pas. Non, mais c'est abusé. Voilà. Pour l'Aurora, j'aurais dit d'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, Snackem, qu'on tape ton pseudo autant de fois en un si court de laps de temps? Qu'est-ce que ça te fait? Vos réactions, monsieur. Ça me fait mal, j'ai l'impression qu'on me tape dessus. C'est un peu ça qui se passe, hein. On me tape sur la tronche. Comme je pourrais dire, oui, n'hésitez pas à taper Snackem sur le chat. Mais sur le chat, hein, que sur le chat, hein, pas autre part. Non, bref. Je suis mort de rire, je suis désolé. C'est la fatigue, tout ça. On part en cacahuète. Et non, LaTope, ça t'est pas dessiné, ça. Bref. Voilà. On a déjà dépassé les 80 spectateurs. Eh oui, merci Derko d'avoir réduit les chances de gagner aux précédents viewers qui étaient là. Merci à Derko et à Silky. C'est vrai, Silky, c'est vrai. Mais en même temps, en même temps, bon, maintenant, voilà, je ne parle qu'aux vrais streamers. Non, je déconne. Silky, on t'adore. Bref, il est tard, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, je suis un connard. C'était un tir ou une balle perdue, ça? Les deux. C'est les multiples balles perdues. Voilà. Non, mais ça il s'est auto-flagellé tout seul. Il a tourné le canon vers lui, il s'est tiré tout seul. C'est bon. À coup de Gatling. C'est ça. Allez, on va attendre que les 100. En plus, je suis vraiment con.
Je n'ai même pas sorti la liste sur l'overlay, je suis vraiment fatigué. Là, c'est bon. Vous êtes 86 participants. Allez, on essaie d'atteindre les 100. Comme là, tout à l'heure, on essaie d'atteindre les 100, sachant que, je répète, vous avez la possibilité de l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a une personne gentille dans le chat qui a fait point d'exclamation Save Snakem. Merci, Sophia. Save Snakem. Sofiane, c'est ça. Alors, au final, on va faire rejouer le combo pack nomade. L'enfoiré. Valingard qui dit c'est pas la faute à Derko, c'est Audi qui a lancé le giveaway à 22h15, il est 23h18, elle a toujours pas lancé. Oui, bah alors, il fallait que la CitizenCon, il fallait qu'il fasse des pauses. Merde. Bah, Audi, aide-moi. C'est qui faisait, qui parlait du lore de Star Citizen sur YouTube, qui a encore des vidéos. Astropub. Astropub, merci. Ou voilà, Astro-Historian, il a 2 chaînes maintenant comme ça. Astropub et Astro-Historian. Bah, pourquoi? Parce que Batou 9 demandait. Ah, d'accord. Donc j'arrive pas à me rappeler de... Bon, par contre, ces vidéos sont en anglais, donc bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, voilà. 91, plus que 9 personnes pour venir, voilà. Sachant qu'aussi, bon, je devrais pas trop le dire, mais bon, tant pis. Si vous voulez en profiter pour faire un sorte de melt ou d'upgrade par rapport au vaisseau, enfin par rapport au raft, voilà, bah je ne vous en tirerai pas ailleurs. Vous gagnez le cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez par rapport à ce que le store et récit vous permet de faire avec les upgrades et les refontes. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder ce vaisseau maintenant que vous l'avez. Non. Vous pouvez également. Voilà. Et salut Wolf. Coucou Wolf. Coucou. Oh là. Pour financer le C1 Quincy. Ah bah tiens d'ailleurs, allez, jusqu'à ce que, en attendant que les 100 soient atteints, et il est passé un petit avis sur déjà la série donc du C1, du A1 et du E1. Ouais, un jet privé, un bombardier mini et un vaisseau polyvalent, un peu comme un Cutlass Black. Polyvalent, quoi. Ouais. Ça, ok. Est-ce que comment dire, le profil, ouais, l'aspect du vaisseau, est-ce que ça vous a plu? Ça... Bien sûr, il est joli, c'est du Normandie. Ouais. Voilà, c'est du Crusader, c'est du Normandie plutôt. Merci Snackam. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi j'aime bien. Ouais, j'adore le Normandie, j'adore forcément ça. Personnellement, c'est vraiment pas mon genre de vaisseau, quoi. Mais vraiment pas. Trédivarius qui dit le Spirit offre une autre solution qu'un Cutlass, franchement il me plaît de fou. Yes. Mais bon, il n'est qu'en concept hélas pour le moment. Par contre, il y a une chose que je me pose un peu comme question. On a eu l'habitude d'avoir des Ares, des Hercule, des Mercury. Pourquoi tout d'un coup, alors donc voilà, un peu mythologie tout ça. Pourquoi tout d'un coup le Spirit? Esprit. Oui. Après, après on a le Starliner qui n'a pas de terme un peu mythologique dans son nom. Non plus. Mais voilà. Si, il a Genesis. Ah oui, c'est vrai, le Genesis, ouais. Oui, après, donc c'est ça. Le Spirit, qu'est-ce qu'il y a de... Je sais pas, il y a un lien avec... Après, je sais pas. Hein, Après, il y a beaucoup de liens dans la mythologie grecque avec les esprits et compagnie. C'est... punaise. Oh, je me rappelle plus les noms, mais ouais, il y a des trucs liés aux esprits et compagnie. Il y a plein de trucs liés à ça. Le Spirit of Saint-Louis, je pense pas que c'est vraiment... Il y a vraiment de lien par rapport à ça. Mais... Alors Beto qui dit, je suis à la recherche d'un chaîne YouTube qui parle du lore de manière chronologique. Oh, il y en a eu plein. En tout cas, chez les francophones, il y en a eu pas mal. Je crois que Dayo on avait fait il y a très longtemps quand il débutait sa chaîne YouTube. Dayo, si tu recherches un petit peu dans ses anciennes vidéos, il avait fait 2-3 vidéos justement sur l'histoire humaine de 2038 dans ces eaux-là jusqu'à nos jours. Donc déjà, voilà. Sinon, alors je sais que Astropub, le youtubeur que j'avais mentionné, commence une série, mais le problème c'est que je crois que c'est toujours restreint pour ceux qui le back sur Patreon, je crois. Il y a Samessé, oui. Alors je sais pas si Samessé avait fait des vidéos vraiment qui retracent toute la chronologie.
En chronologique, en thématique. En thématique. Mais Dayoum, plutôt. il en fait aussi, il en fait pas mal en thématique. Ouais, là il en fait pas mal en termes de système, etc. Mais ouais. Si, tu dis Fabulous, il a fait des vidéos chronologiques, je m'en souviens plus, pour être franc. Donc ok, bah, très bien, donc SamSC a fait des vidéos chronologiques par rapport à ça. Voilà. Et sinon, avant de lancer le giveaway, le petit STV. Le STV? Oui, le petit... le petit... Ah ouais. Et il faisait plaisir, ouais. Ouais. La petite buggy, très sympa. Je dois avouer... J'aime bien aussi. Ouais, franchement, je dois avouer qu'il maintenant... Bon, il y avait le cyclone, mais maintenant, je me dis... Pour un truc plus petit, qui te propose plus ou moins la même chose... Bah, on passe pas la même chose. Je suis pas d'accord. Oui, enfin, bon. Enfin, après, je parle du cyclone de base, hein, pas le cyclone, les autres variantes. Hein, je parle vraiment du cyclone de base. Ouais, mais après le cyclone est plus basé sur les buggy militaires américaines. Pour ceux qui voient à peu près comment sont ces buggy-là, avec une tourelle, mitrailleuse et compagnie. Tandis que le Grey 4 SV me fait plus penser aux véhicules civils, un petit peu voiturette de golf, décapotable, ce genre de truc. C'est ça. En tout cas, je l'aime bien. Pas pour en l'acheter dans le store in-game, parce que ce genre de truc, moi, je les achète in-game. Ça me fait toujours un petit objectif au début, à farmer. Et... Le cyclone de base transporte un SCU. Oui, c'est vrai. Mais je crois que lui... Enfin, le STV, pardon, il transporte 2/8 de SCU, je crois, donc un quart. Le seul truc que tu peux transporter, c'est ton arme en rack sur le côté. Arkane qui dit il est plus rapide que les cyclones. Oui, alors t'inquiète pas, ils vont faire comme le RS, ils vont le nerfer une fois que ce sera vendu. T'inquiète pas. C'est comme tout. Après, il faut bien qu'ils équilibrent à un moment donné. Ah oui. Entre 42 et 48 euros. Bah, en fait, franchement, hein, si vous voulez le prendre pour le truc, pour le Pledge Store RSI, vous pouvez le prendre si vous voulez un sort de LTI token, parce que je suppose que c'est LTI pour la première vente. Un LTI token. Ouais, si tu le prends en Warden. En Warden, etc. Parce que après, vous pourrez faire un upgrade sur un plus gros vaisseau et vous avez la LTI qui va avec. Mais sinon, non. Je ne vous conseille absolument pas de l'acheter avec de l'argent réel. Farmez-le. C'est pas un véhicule. Je veux dire, le cyclone coûte en 27 000, le PTV coûte en 5 000. On peut s'attendre à ce qu'il coûte quoi, 20 000 maximum dans le PU quand il sera disponible dans quelques mois, dans quelques trimestres. Franchement, voilà, c'est pas. Je pense que même avec l'argent de départ, pour certains, vous pourrez même l'acheter direct. Dès la première session. D'ailleurs, si vous êtes concierge, prenez-le la version concierge, vous garderez la paint même si vous upgradez dessus. Alors par contre, est-ce qu'elle a une version concierge avec la paint ou pas? Oui, il y a une paint bleue. Avec d'accord. Mais on a dépassé les 100. Et oui, nous avons dépassé les 100, donc je prépare le verlet pour mettre le Lash Tools en plein écran. Et donc, patati patata, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, donc c'est parti. Nous allons... Voilà, je vais mettre quand même, changer le... Hop. L'écran? Non, changer les lignes pour l'animation. C'est parti, donc 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,15, 0,10, 0,5. Abrège. Dévastateur sur le fil. Et c'est parti. Après, c'est lui qui est fatigué. Non, c'est pas un combo pack nomade, bordel. Mais putain, mais... Oh, je l'avais mis là, pourtant. Bon, c'est le raft. Non, c'est le raft. D'accord. C'est le raft. C'est le raft. Voilà. Ce n'est pas le combo pack que vous recherchez. Non, mais un combo pack raft. C'est juste que Lash Tools, il en a eu marre que tu fasses les 0,25 et compagnie, il a décidé de te remettre le combo pack nomade. Voilà. Exactement. La publicité mensongère. Et c'est Eldorina qui a été choisi par le Lash Tools. GG à toi, il faut encore que tu te signales sur le chat dans les 45 prochaines secondes. Eldorina, il te reste que 35. Ah, bien joué Eldorina. GG à toi, donc tu as gagné ce fameux Argo Raft. Et je vais te faire un petit plop OMP comme pour tout à l'heure avec Sofiam. Eldorina. À mon avis,
te fais un petit plop. Donc GG à toi encore une fois et donc bah voilà. Donc si tu sais déjà à qui l'offrir, si c'est à toi ou à quelqu'un d'autre, et ben voilà, n'hésite pas à nous donner les coordonnées. Donc l'adresse mail utilisée pour le compte RSI ainsi que le handle. Voilà, merci d'avance. Bref, on a fait les 2 giveaways de ce soir. Voilà. On va pouvoir clore l'émission. On va pouvoir clore tranquillement l'émission. Je vais quand même faire encore des derniers efforts, c'est chercher quelqu'un sur qui est raidé, comme on a l'habitude de le faire. Et oui. Et comme vous le savez. On a L66 pour le moment. Qui a à peine une vingtaine. Sachant que je préfère faire des raids sur des streamers qui ont à peine quelques spectateurs, etc. Ouais. Les MaxFly. Après, je sais pas les autres qui apparaissent. Alors, il y a Ziltoid, mais je sais pas s'il est en train de finir ou pas. De leur part, ça c'est nouveau. Je n'avais pas entendu la variante skill, pardon. Bon. On verra, je sais pas trop s'il est en passe de terminer l'événement ou pas, parce que voilà, il est je pense en plein défring avec L66. Mais bref. On va... Bauer commence... Il faut faire un choix. Faut faire un choix, on va jeter notre révolu sur Ziltoidé. Bon, s'il termine 3 minutes plus tard, tant pis. Voilà. Ou L66, je vois. Non, L66 a plus de spectateurs, donc voilà. Ziltoid le mérite, entre guillemets, un peu plus. Voilà. 3 et 24. Ah, ils vont couper là? Ah, bon, d'accord. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'imagine. Ah, t'as MaxFly qui est en plat chatting. Je sais pas s'il va. Alors, non, ça, Bomberdoc, non, il était offline. Pourquoi il me dit alors c'est. Ah non, parce que c'est une rediff. En petit Citizen, il y a Sija et là il y a MaxFly Gaming. Ouais, MaxFly Gaming. Ouais. Enfin, comme vous voulez après. Il y a Bauer. Après, là, je sais pas. Il a que 6 MaxFly. Je vois un certain Desperados Unions. Donc voilà. Je pense que je vais jeter mon dévolu sur lui. Il a juste un spectateur. Desperados. On part en event privé avec un groupe de potes international. Streamer sur les jeux vidéo avec une bière dans la main et une pizza dans la bouche. Voilà sa description. Donc, en plus, il a une belle beubare qui m'inspire pas mal. Voilà. Ça te fait des choses. Non, mais c'est très bien pour en apprendre plus sur les critères de confiance selon dit. Non, mais non. Avec la... J'ai déjà raidé sur des imberbes, j'ai déjà raidé sur des femmes, j'ai déjà raidé sur des barbus, donc non, faites pas rien. Quand tu dis ça comme ça, on dirait que tu aurais pu dire j'ai roulé déjà sur des gens à barbe, sur des femmes, sur des enfants. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, non. Il mange à tous les râteliers. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour les raids, on mange à tous les râteliers, le plus de râteliers possible. Bref. Je pense qu'il est temps de vous laisser, hein, parce que là, tout ce qu'on est en train de se dire, vu le niveau, je me dis, vaut mieux que l'on se repose, hein, n'est-ce pas? Surtout toi? Oui, surtout moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. On est tous d'accord, ouais. J'ai des mots dans les giveaways, c'est qui déjà? Bande de sagouins. Donc, et de malandres. Bref, donc, merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis donc pendant pour ce suivi en direct. Bref, ce suivi en direct de cette CitizenCon. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux grâce au raid de Derko, de Sekinael et précédemment de Cyclone, etc. Comme par hasard au moment où on allait parler des giveaways. Voilà. Par hasard. Un grand merci à Sukana et à Ystellar de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci. Et d'avoir tenu jusqu'au bout. Malgré la maladie. Et oui, malgré la maladie, oui.
Et malgré l'humour foireux, l'humour foireux, voilà quoi. De cette chaîne, de manière générale. On aura des pâquerettes, voilà. Sachant que, est-ce qu'il y avait d'autres personnes hors de Pulsar qui étaient venues? Kalec était venu? Kalec, Noir 6. Noir 6 en effet, mais il est parti juste avant qu'on commence. Yul, en effet. Mais il fait toujours partie de Pulsar. Oui, il fait toujours partie de Pulsar. Alors on a eu Derko tout à l'heure. On a eu Derko, oui, c'est vrai. Pourquoi je l'ai oublié? On a Kiro qui est passé, on a Big Hornet qui est passé aussi. Sur le chat, oui. Mais en tout cas, voilà, donc toutes ces personnes qu'on a citées et que je ne vais pas reciter parce que je suis fatigué. Il y a Yoko Merci. qui est là. Je crois que ça fait la 20e fois qu'il dit qu'il est fatigué. Hein. Voilà, je suis fatigué, merci, je suis fatigué, merci. Voilà. C'est à peu près tout. Rendez-vous demain. Il est fatigué. Pour l'after CitizenCon, donc que l'on va organiser à 17h. Et puis ça recrute toujours, mais là, Yoko, j'ai plus la force pour en parler parce que on en parlera demain. Ouais, on en parlera demain. Bref. Demain, demain. Gros débrief, giveaway en plus à gagner, ça va être ouf. Ça marche. Yes, exactement. Bisous tout le monde, je prépare le raid. Bisous. Voilà, il est prêt normalement. Voilou. C'est parti. Et apparemment, le chat de cette chaîne d'Esperados c'est réservé aux followers ou aux abonnés. Bon, désolé, j'ai pas fait gaffe, mais bon. C'est pas grave. Il va avoir un afflux de followers d'un coup. En tout cas, bref. Exactement. De toute façon, le raid est déjà lancé, donc tant pis. Bref. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Et à demain. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bye.